audience. We are starting now a bit late, but I know that one speaker from this session will not participate. I think we will be in time. And my name is Alexey Bondarenko. I will moderate this session. It's a very interesting session about the collaboration and data sharing. And you know, when I saw first time the name of this session, I was thinking how two things connected. It's like two different topics, collaboration and data harmonization. But I start to think about how you can imagine the data harmonization without collaboration. And collaboration without data harmonization, how we will understand each other, right? So I was thinking, okay, the organizer was absolutely right to combine these two important topics. And you know, yesterday we have discussed a lot of things, very interesting, and I was thinking that everyone's so excited that even when we had a walk in Marrakesh, we continued to discuss what we have talked about yesterday. And we have agreed that collaboration is one of the important issues, and probably it's the most important issue in single window implementation. And that's why I think that this session should focus on this topic and to describe and to provide some examples how this collaboration can be achieved. So I have a very great experts in our panel. I will introduce you all of the speakers one by one when they will speak. But believe me, they have an extensive experience. And I also really appreciate gender balance. Working for AACE, we are every time looking for gender balance. We was not successful in this panel, but we have Miss Elodie Robin with us, and I decided that she have to speak first. So I'd like to introduce Miss Elodie Robin. She's a market analyst at the International Trade Center. She has extensive experience in facilitation access to free trade information. For instance, in the Mediterranean region. And my first question to her, what is the role of governments and public institutions to facilitate data collaboration for cross-border trade? And how ITC contributes in this important aspect of international trade facilitation? Thank you. The floor is yours. Bonjour à tous. Merci Alexey. Donc, cher Alexey, chers panélistes, chers participants à cette 8e conférence internationale des guichets uniques, nous le savons tous ici, les entreprises font face à des défis contemporains sans précédent quand il s'agit du commerce international. Les entreprises, elles se doivent d'être résilientes, de rebondir rapidement à un contexte qui évolue très vite. Si on prend l'exemple de la Covid-21, du jour au lendemain, les gouvernements ont dû prendre des mesures drastiques. Ils ont dû réagir à la situation, par exemple en imposant des restrictions à l'importation, en interdisant l'exportation de certains produits, etc., etc. Donc une entreprise, quand elle doit faire face à ce genre de défi, à ce genre de challenge, comment elle peut faire pour maintenir ses exportations, maintenir sa production et, in fine, maintenir les emplois dans l'entreprise. Puisqu'il s'agit, quand il convient de parler du commerce international, il s'agit de la création d'emplois et de la maintenance d'emplois. Donc évidemment, une entreprise ne va pas prendre aléatoirement une décision sur un nouveau marché. Il faut trouver des nouveaux marchés qui sont porteurs, pour lesquels il y aurait une opportunité. Et ça, il convient de le faire basé sur des informations fiables, des informations qui sont mises à jour et de vraiment faire une recherche. Le but étant de ne pas perdre de temps. Comme on le dit très bien, le temps c'est de l'argent, donc une entreprise ne peut pas prendre le risque de faire des décisions de commerce international totalement aléatoires. Donc c'est pour ça que l'information et l'accès à l'information, c'est
critique et c'est clé. Et c'est pour ça que l'accès à l'information, elle doit être aussi accessible pour les grandes entreprises que pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens, les ressources de faire de la recherche et d'avoir justement des services de recherche de ces opportunités. Donc, si on en revient par exemple à la Covid et la situation avec la pandémie de la Covid, je ne sais pas si vous le savez ici dans cette audience, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore une 50aine de mesures qui sont appliquées par les pays, qui sont des mesures soit de restriction, soit d'interdiction totale d'importation et d'exportation. Donc encore une fois, je voulais souligner que on a un contexte qui est compliqué pour les entreprises et qu'il faut justement des informations fiables pour prendre les décisions. En revanche, le problème que rencontrent les entreprises à l'heure actuelle, c'est que il est difficile d'accéder à l'information. 40%, c'est la part des entreprises qui estiment et qui partagent le défi et le challenge d'accéder à l'information. Donc d'après une étude réalisée par l'ITC dans plus de 70 pays, c'est environ 40% en moyenne qui trouvent qu'il est difficile d'accéder à de l'information et de fait de prendre leurs décisions. Donc face à ce défi majeur, il est évident que les gouvernements et les institutions publiques ont un rôle critique à jouer. Elles ont un rôle critique à jouer au-delà du cadre politique et législatif. Ce rôle, c'est de mettre à disposition les informations. Le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce l'a très bien rappelé hier, et je vais le citer. On est dans un contexte où le commerce international est régulé par des règles que la plupart des pays ont acceptées, qui sont des règles de fluidification et des règles du jeu qui sont de plus en plus transparentes. Fin de citation. Et ça, il était important de le rappeler, ça n'est pas seulement lié à l'OMC, ça n'est pas seulement valide pour les accords de libre-échange qui concernent l'OMC, mais c'est aussi valide, par exemple, dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Il y a donc à plusieurs niveaux, il y a donc plusieurs exemples d'engagements qui sont pris au plus haut niveau par les gouvernements de transparence, d'accès à l'information. Et c'est là, encore une fois, le rôle des autorités compétentes, que ce soit les bureaux des statistiques, les offices d'échange, les différents départements dans les ministères liés au commerce, etc., qui doivent donc contribuer à la mise à disposition de ces informations. Tout ça, encore une fois, in fine, pour contribuer à l'aide à la décision pour les entreprises. Donc, il s'agit, au niveau national, de pouvoir collecter, de pouvoir valider et de pouvoir publier, des informations nationales fiables. Et c'est important aussi ici de souligner le ownership, ou en fait le fait que, en tout cas, ces données, elles sont vraiment les données nationales. Parce que les pays ici, quand ils vont avoir à prendre des décisions, ils veulent le prendre sur les données qui leur appartiennent, les données que eux-mêmes collectent, et c'est pour ça que cette discussion, encore une fois, je rejoins ce que Alexei a dit, fait vraiment sens au niveau de la collaboration qui est nécessaire dans la collecte et ensuite la diffusion de l'information. Il est important que les gouvernements puissent avoir des données nationales qui soient fiables pour aider les entrepreneurs à prendre leurs décisions de commerce international. Il m'est aussi posé la question de réagir par rapport au rôle que l'ITC ou les agences comme le Centre du commerce international, l'ITC, peuvent apporter. L'ITC, en fait, depuis le début de sa création, a dans le cœur de son mandat la transparence de l'information. Donc, quand il s'agit de collecter, valider ou publier de l'information, l'ITC va épauler justement les pays qui en feraient la demande, les pays qui rencontreraient des difficultés. Parce qu'une fois qu'on a dit et qu'on est tous d'accord que l'information est capitale et qu'elle est importante, on comprend aussi bien également que cela peut apporter
quelques défis particuliers à des pays. Les défis, ça peut être de la réticence à partager l'information. Les défis, ça peut être des défis techniques, dans la possibilité de vraiment collecter, valider et publier. Mais les défis, ça peut être aussi au niveau des ressources disponibles. Donc encore une fois, un engagement au plus haut niveau, c'est tout à fait important et c'est tout à fait critique, mais de là peuvent découler plusieurs challenges auxquels les pays peuvent faire face et auxquels l'ITC, justement, ou pour lesquels l'ITC va contribuer à les aider et va contribuer à les épauler. Si je prends l'exemple de la réticence à partager l'information, c'est-à-dire que quand bien même on comprend que l'information est critique, il y a quand même cet effet boule de neige de penser que parfois l'information ou partager et en dire trop, ça correspondrait à une menace. Alors qu'en fait, ça n'est pas du tout une menace. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous n'expliquez pas les règles du jeu dans votre pays sur quelles vont être les règles à suivre pour importer, exporter et faire du commerce, ça semble difficile de pouvoir attirer les opportunités commerciales, ça semble difficile de pouvoir créer ce commerce bilatéral. Donc, l'ITC, par exemple, va mener des conversations avec les décisionnaires politiques, avec les institutions publiques, pour justement convaincre du bienfait du partage des informations. Et je vais donner un exemple. Et l'exemple qui me tient à cœur, c'est l'exemple de la région Méditerranée. Le Euromed Trade Helpdesk, c'est un outil qu'on a mis en œuvre pour justement avoir l'information au niveau régional sur tous les accès au marché et le commerce pour vraiment identifier les opportunités. Au début, il a été très compliqué d'obtenir ces informations, mais in fine, on a maintenant un outil qui permet de vraiment avoir toute une batterie de data pour que les entreprises prennent leurs décisions. Ensuite, au niveau des problèmes techniques, là aussi, l'ITC, elle appuie, elle donne une assistance technique, que ce soit pour collecter les informations, comment processer les informations, comment les harmoniser également, comment s'assurer que tout le monde utilise, par exemple, le système harmonisé du commerce, etc. Donc là, on a pléthore d'exemples de ce qu'on fait en Afrique, en Asie, Amérique latine, et j'en passe, puisque nous travaillons en tout cas dans tous les pays du monde. Et finalement, je terminerai sur ce point-là. Au niveau des ressources qu'il est nécessaire pour les pays de mettre à disposition pour collecter les datas, on passe maintenant dans une nouvelle ère grâce notamment à la ZLECAf que j'ai mentionné et grâce à l'Observatoire africain du commerce, l'ATO, qui est un des instruments critiques et un des instruments clés de l'implémentation de la ZLECAf. Donc l'ITC est l'agence qui va mettre en œuvre cette African Trade Observatory, l'ATO. Et dans ce contexte-là, on a commencé déjà à automatiser le transfert des données. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un système en place qui collecte déjà l'information, là, on économise le temps et les ressources en automatisant le transfert des informations vers cette ATO, de façon à ce que, justement, les ressources, elles soient utilisées à d'autres escients plutôt que à de l'extraction manuelle, à de la codification manuelle des datas. Donc, encore une fois, le but, c'est d'épauler les pays qui en auraient besoin dans cette idée de transparence de l'information et d'accès à l'information, encore une fois, qui soit une information gratuite pour tous, pour les petites et moyennes entreprises comme pour les très grandes entreprises. Thank you very much, Elodie. And yeah, no doubts that reliable information is a fuel for decision making. And I'd like to add some interaction with the audience. Let's have ask if someone already used some African observatory, right? Trade observatory, and what else? So we have the African Trade Observatory in the context of the ZLECAf, but we do also have a series of tools at the RTC, trade map, for instance, that will show all the flows of trade statistics in goods, as well as trade in services. I know services is not the main topic here, but it's also another, Yeah, can you raise a hand who used already the facility which provided by ITC in African region? Raise your hand, please. Who already used it at least one time? Ah,
I see that not too many people use this, but actually it's a very useful portals of information, and we have to promote it. If you using it, you can share your experience, I think, and ITC should work better to promote this because audience doesn't know about them. Mais c'est exactement pourquoi je suis ravie d'être ici, c'est justement pour mentionner ça. Si je vous dis par exemple qu'à l'heure actuelle, dans la région Méditerranée, il y a plus que 17 milliards d'euros d'opportunités de faire du commerce pour 10 pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Ça, c'est parce qu'on a des données qui sont collectées, qui permettent aussi de faire des itérations et de faire des projections. Donc là, on parle de la collaboration pour évidemment avoir l'information. Je pourrais prendre beaucoup plus de temps pour expliquer ensuite à quel point c'est clé d'avoir des informations pour prendre des décisions, pour voir les opportunités, pour faire des projections économiques, etc., pour vraiment comprendre le portefeuille des différents pays et aussi insister sur cette intégration régionale, que ce soit au niveau méditerranéen, dans l'exemple que j'ai cité du Euromètre et d'Helpdesk, mais que ce soit aussi au niveau continental et avec la ZLECAf. Je vais rajouter encore quelque chose. On l'a dit, on l'a mentionné avant, comme je le rappelais, c'était aussi mentionné par le ministre hier, les États s'engagent au plus haut niveau à partager l'information. Mais justement, cette information, elle est là pour identifier les opportunités et c'est le but, et c'est le cœur aussi de la ZLECAf du AFCFTA, c'est de justement promouvoir le commerce intracontinental en Afrique. Donc, il faut pouvoir voir les opportunités. Il faut par exemple pouvoir faire des analyses des chaînes de valeur. Quelles sont les chaînes de valeur qui vont être porteuses? Si on n'a pas de la donnée fiable, in fine, on va juste suivre le cours du vent ou le cours de l'eau pour trouver ces informations. Donc là, en fait, il est important de comprendre que, encore une fois, le partage de l'information, ça n'est pas une menace, c'est une opportunité pour aider le secteur privé à prendre des décisions, aider les décisionnaires politiques dans aussi leur choix d'investissement et leur choix d'engagement et de collaboration avec les autres pays. Thank you. Thank you, Elodie. I saw the ITC has a booth here, an exhibition. If you are interested in this topic, please come to the ITC booth and you will get a lot of useful materials, right? You have leaflets with the useful links, right? So if you're interested to get information, please go to ITC booth. Not only you will have free advice when you visit the booth, but also I would like to highlight that what we are talking here is actually tools that are free. So we're talking about putting this information, trade data information, as global public good. It's again part of the mandate of the ITC. So we want to ensure that the big companies, they are not the only one who can access the information, but any SMEs in the world could access the information. We're also talking about tools that are accessible in several languages. So it's really our work and the core mandate to support all the different economic actors in accessing this reliable information. I agree that we all like free of charge services. So we are going to the next speaker, Mr. Thierry Grumier. He is a representative of JS1 France. He is responsible at the global level for the transport and logistics sector to promote and deploy JS1 standards. And we have discussed yesterday a lot about the ecosystem approach. And, you know, ecosystem now regarding as one way to provide connectivity for transport and logistics sector. And as a representative of UNCFACT, I really like idea to promote the standards. And JS1 is one of the biggest company in the world who promotes international standards. And I'd like to hear your experience about the challenges you met in the different markets, and also how do you work with business and government to promote JS1's solutions? Thank you very much. The floor is yours. Merci beaucoup Alexei, et merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité à cette conférence avec d'aussi intéressants panélistes. Juste une petite chose, hier justement on a beaucoup entendu parler, il y a un certain nombre de mots qui sont revenus régulièrement, comme notamment l'interopérabilité. Mais l'interopérabilité, ce qu'il faut bien
comprendre, c'est que l'interopérabilité sans un langage commun ne veut rien dire. On va parler d'intégration, mais on va pas parler d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est le fait de pouvoir échanger de la donnée de machine à machine, quel que soit le système utilisé par les acteurs et par les parties prenantes. Alors effectivement, GS1, notre raison d'être, je dirais, c'est depuis maintenant 50 ans, c'est identifier pour mieux partager maintenant et dans le futur. Vous nous connaissez tous, sans nous connaître d'ailleurs. Si vous regardez ou quand vous allez dans les supermarchés ou acheter des médicaments ou des choses comme ça, vous avez remarqué certainement ces petits codes barres, ces petites lignes verticales noires et blanches avec des chiffres en dessous. Et ben tout ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on fait depuis 50 ans. On fête les 50 ans d'ailleurs du code barre cette année. Donc c'est quelque chose qui va permettre d'identifier de manière unique un produit. Et de la même manière, durant ces 50 dernières années, on a développé tout un tas d'autres identifiants qui vont permettre toujours d'identifier de manière unique et globale un produit, un lieu, une entité, un document, etc., etc. Donc aujourd'hui, GS1, c'est un peu plus de 115 pays dans le monde, 115 bureaux dans le monde qui couvrent 150 pays au total. On a un peu plus de 2 millions d'adhérents dans le monde, alors essentiellement des gens de la grande distribution bien évidemment, mais pas que, puisqu'on traite un peu plus de 15 secteurs qui vont de l'industrie pharmaceutique aux jouets en passant par l'industrie fiduciaire, enfin le secteur fiduciaire et bien évidemment le transport et la logistique. Alors, je vous parlais d'un langage commun. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui au niveau de GS1, c'est que on est basé sur 3 piliers. Ces 3 piliers sont d'abord l'identification, donc l'identification d'un certain nombre de choses, que ce soit encore une fois des produits, des lieux, des documents, etc., ou voire même des moyens de transport. Mais cette identification, ensuite, il faut pouvoir la capturer. Et la capturer, on va pouvoir le faire grâce, donc, effectivement, à des codes barres, mais aussi avec des QR codes qui ont été définis par l'ISO. Et les QR codes GS1 sont des QR codes, bien évidemment, réglementairement parlant, qui correspondent à la norme ISO, mais aussi via toute la technologie RFID qui est de plus en plus importante aujourd'hui dans nos secteurs. Et puis en fait, après cette capture, il va falloir effectivement pouvoir partager cette donnée. Et ce partage de données va se faire au moyen d'un certain nombre d'autres technologies, puisque tous les identifiants et les standards GS1 sont effectivement aujourd'hui agnostiques en termes de technologie. Alors pour en revenir au thème en fait de la conférence qui sont les guichets uniques, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on travaille énormément avec des douanes un peu partout dans le monde et que les standards GS1 en fait ont été considérés par les administrations douanières comme des clés en fait pour faciliter et améliorer les procédures transfrontalières. En fait, la mise en œuvre de ces standards dans des procédures transfrontalières fait partie bien souvent des programmes gouvernementaux de modernisation des frontières dans de nombreux pays. Pour ne citer que quelques-uns, aujourd'hui la Chine, l'Azerbaïdjan, l'Algérie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Égypte, pour ne citer que ceux-là, ont intégré dans leur code des douanes l'utilisation et ont rendu obligatoire l'utilisation de ce fameux identifiant produit qui est le GTIN, Global Trade Identification Number, qui va permettre d'identifier d'une manière unique et certaine, et globale aussi dans le monde, un produit quel qu'il soit et où qu'il se trouve. Bien évidemment, les standards ne sont pas là pour remplacer des standards existants. Il n'est pas question ici, avec la douane par exemple, de remplacer les codes HS que tout le monde connaît et que tout le monde utilise à l'import. Par contre, il est question de faire en sorte que ces standards vont faire le lien entre des identifiants existants, qu'ils soient les HS, mais qu'ils soient aussi d'autres identifiants qu'on retrouve dans le maritime, comme les numéros BIC, les SMDG, etc., de manière à ce qu'avec un seul identifiant, on soit capable d'être sûr d'avoir l'identification du bon produit ou du bon lieu. Quand on a un guichet unique, par exemple, commercial qui est mis en place, ou alors que éventuellement les administrations douanières s'orientent vers une digitalisation des process, eh bien évidemment, on se rend compte que aujourd'hui, on a besoin de cette identification et de ce langage commun dont je parlais, qui va permettre d'être sûr qu'on parle bien le même langage de machine à machine, où qu'on se trouve dans le monde. Et dans de nombreux cas, bien évidemment, il s'agira d'améliorer la collecte des droits, puisqu'on sera sûr qu'on aura effectivement bien le bon produit identifié,
qu'on aura aussi une évaluation des risques sur certaines supply chains qui va être beaucoup plus facile à faire en amont, puisqu'en fait on aura cette information auparavant, puisque le GTIN est déjà mis en place sur un certain nombre de produits. Et puis donc on aura une meilleure prédictibilité des contrôles, et donc on va arriver sur une meilleure efficacité à la fois des supply chains, mais aussi de l'administration, notamment dans les contrôles douaniers. Juste pour vous citer un petit chiffre, en France, on est avec l'essor du e-commerce, par exemple, qu'on connaît tous dans le monde, on est passé de 20 millions de déclarations en douane par an à plus de 250 millions de déclarations en douane par an. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la douane, elle a besoin d'avoir la capacité d'identifier des produits bien en amont, et d'être sûr qu'effectivement le produit importé est bien le bon produit importé. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. D'abord, j'aurai pas le temps. Mais je voulais en fait vous terminer en fait sur cette slide-là. En fait, la Chambre de commerce internationale et l'Organisation mondiale du commerce ont publié au mois d'avril ou mai, je crois, de cette année, un document assez important qui s'appelle, c'est une boîte à outils en fait, des standards et des modèles de données qui sont recommandés aujourd'hui pour les échanges transfrontaliers. Et dans ces documents, on retrouve bien évidemment tous les modèles de données de l'UNCFACT, donc le Multimodal Trade Data Model dont on parlait hier, mais aussi tous les standards GS1 et tous les identifiants GS1 comme étant effectivement des moyens de permettre d'avoir ce langage commun entre les différents acteurs et donc permettre cette interopérabilité que tout le monde attend et que tout le monde espère. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Thank you very much, Terry, for your concise presentation. I told you. I have a question. This standards, JS1 standards, it's not obligatory one, right? So business can choose if they use JS1 standards or not. Yeah, that's right. I will continue in English then. Okay, good. Yeah, that's right. GS1 standards are not mandatory, but they are more and more considered throughout the world, especially with administration. And obviously, if an administration says that you need to provide a GTIN, for example, or a GLN to identify a product or to identify a location or an entity or a company, whatever, then obviously you will have to use it. Just to give you a short example, for China, in China, when you import products, especially in certain trades, it's mandatory to indicate the GTIN number because they will base their risk analysis on the GTIN. Now, in the US also, we're working on the other side of the world then. In the US, we're working with the US Customs because they consider that the identification numbers that they have right now to identify all the stakeholders in the supply chain is not sufficient enough. So they are working on a proof of concept using the GLN as one of the potential identifier to be able to identify the manufacturers, the exporters, the freight forwarders, etc., to make sure that products that are imported into the US are not coming from countries prohibited. So GS1 standards are picking up really very strong in administrations, but also in the maritime sector. We're working with the International Task Force Port Call Optimization, where they recognized the GLN, for example, as a key identifier for a precise and a high-level granularity identification of all locations in the ports, like berth, like key walls, like berth positions, etc., uniquely and unambiguously. So that's the key word. Thank you. And I see that there is no way to escape from JS1 standards in the future, but you can always. I strongly believe that it can save money, right, for the companies. That's why it's like one, we have a drawbacks, but we have a lot of pros. Yeah, well, save money, save time. I mean, digitalization is supposed to provide productivity savings for the company. But it's obvious that those productivity savings are not there today because there are many solutions, and don't misunderstand me, those solutions are great. They're doing the job. That's no problem at all. But when it comes to exchanging information, then that's where the problem starts because you have different ways of identifying locations, identifying companies, documents, etc., etc.
And you need to be sure, and you need to have accurate information, as precise as possible, when you want to exchange information, because that's the heart of the trading right now. We're in the more and more in the world trading. And the COVID-19 situation also emphasizes the fact that there is a need of digital exchange of information more and more without contact. And what is best than, just scanning a QR code or a barcode to get all the information. And this is becoming more and more, obvious. Thank you again. Very interesting comments from you. And let me go ahead with the next speaker, Mr. Mark de Keyser. I really like to have you in this panel. You're a big fan of startups. You have founded many companies, I know, and you have extensive 36 years experience in trades and logistics sector. And now you are representing the export, right? So you're working for this company. When I prepare myself for this panel, I look through the website of Nexport, and there is a very interesting information about collaboration. Nexport is the forefront of data sharing opportunities in complex ecosystem. In a complex port and logistic ecosystem, communication between stakeholders plays a crucial role. Actually, it's the topic of our panel. How do you reflect, or what do you think ecosystem is? And how can modern technologies contribute to achieve connectivity among different elements of the ecosystem in the trade and logistics sector? And please, could you provide some practical example of creation ecosystem in this area? Thank you. Okay. Good morning. I hope you had a marvelous start of the day, and two interesting speakers before me. So it's going to be a great day, I think. First of all, I'm very grateful and honored that I can speak here to you today. And I hope with the 2 slides I have and the 8 or 10 minutes I have, I can address a number of the key insights around what I think is important here. Data standards, collaboration, and in my opinion, what it will take to move and grow into smart single windows. I think in each industry, in each experience, technical matters, we are going through evolutions. And just as the industry evolution, Industry 1.0, which was around the 18th century, where we had mechanical production, basically powered by water and steam machines, we moved into the Industry 2.0, beginning of the 20th century, where we actually were going to mass production, assembly lines using electricity and more energy. And in the end of the 20th century, we moved into the Industry 3.0, right? And we get to automated production, we get to computers, IT systems, robotics that been introduced into the factories. And today we're basically into the Industry 4.0, where we have smart factories, cyber physical systems, Internet of Things, IoTs, and machine learnings, which we can all implement. It's all technology which is helping us to move from one stage into the other. And you need to have the first stage before you can go into the second. So there's no way we can jump into the last phase and we can go from reactive directly to intelligence. And what was interesting is that each of these phases takes some time. It takes some time from the seed to get embedded within the society. And sometimes, if you look at these revolutions or evolutions, it took 100 years, more than 100 years. And what we see now is with the new technologies coming, our adoption is going faster. So rather than 100 years to adapt from one stage to the other, we're doing about 10 years. I still believe that technology isn't the silver bullet to the problems we have and what we are doing today. I heard a lot about technology yesterday as being part of the solutions, but it's our challenge to make that technology work for us. I also believe that some of the new technologies we see nowadays, and which most of the time appears on slides, example giving blockchain, Web 3.0, in my opinion, are technologies that are still looking for a solution, for a problem to solve. So it's a problem we need to solve, and technology is an enabler or a supporter.
Technology is not the mean at itself. So from reactive to intelligence, I can't imagine that no one in this audience thinks that it doesn't start with data. And we have becoming dependent on our own data from public sources, Google, data from our partners in the supply chain. And for data to be of any use to us, it needs to be accurate. So we should be able to know it is correct. What's in that data element, what is actually the situation. It needs to be available. If we don't get it, right, it's of no use to us. It needs to be secure, and that will mean that you need to know it can't be abused. It hasn't been triggered. Nobody else has been messing around with that data. It needs to be trustworthy. You need to be sure that when you provide data, your data is not being sold. You need to be sure that when you get data from your partner in the supply chain, it is a partner you can trust. It is actually that partner which is sending us. And with cyber criminology at this moment, identification is really, really important. And it needs to be understandable. If you don't be able to read it or interpret it, it's of no use to you either. And that's where these standards come into play. But what if we have multiple standards? What if we, I'm sorry here, which one do we choose? I was looking at the DCSA, the Digital Container Shipping Association, and containers in the world of maritime a little bit ahead of, for example, liquid bulk, petrochemical logistics. They're still a little bit further behind, and it's easier to identify a container than 1 liter of fuel, right? So the Digital Container Shipping Association, mainly driven by ocean carriers, is putting a lot of efforts in redefining, updating their data standards. But when you read their standards, what they claim to say is, we are supportive to IMO, including IHO and IALA. We are supportive to ITPCSO, the Task Force for Port Optimization, to TIC4, which is Terminal Industry Committee, to IPCSA, Port Community System Administration, to IAPH, the Internationalization of Ports and Harbors, and to BIMCO, which is the Plastic and International Maritime Council. So you have about 6-7 standards which they are using, which they are compatible with, but it's just like a language. If we say the universal language is English, and an Irishman is speaking to a Scotch, and there is a Texan American, they're probably using the same sentence, the same number of words in the same sequence, but they're not able to understand each other. And that's the same thing here. In order to cater for that, you use simultaneous translation. So there's some equipment, there are people there, manual interventions. You need to trust them, you need to be sure that they are actually translating the correct thing. So you're adding a lot of complexity and a lot of cost if you can't rely on one single global standard. And I'm very happy what Thierry was saying about GSI, and I'm looking forward to discover much more about it. But I think it's very important that we are looking like, when we have multiple standards, which one do we trust? I can give another example, and that's a practical example. The UN EDIFACT specifications for customer cargo reports, known as CUSCAR. Most of the people in the container industry will know CUSCAR. Anyone doesn't know CUSCAR? Raise your hand. Okay. The UN specifications for EDI exchange on the CUSCAR, which is basically the containers on the vessel arriving to your port, is CUSCAR DB95B. And you've got another one, which is CUSCAR DO4A. The one is being issued in 1995, the other one in 2004. And 2004 is the latest one. But the problem with that is that they all specify what data elements you can put in what place. A lot of them are still free text options, which are used by ocean carriers to add some information which they can't fit into the box somewhere.
And what we see as well is that, for example, Belgium custom, they can only interpret the D95B, which is from 1995. Issue, they can only see one seal number on a container. And the container carries multiple seal numbers within their journey. The problem as well is that the ocean carriers and the terminals speak D04A. So they have to provide the same information in two different standards to multiple audiences, to multiple APIs or multiple EDI messages. Question is, can't standards be set and adhered to? Yes, they can. I'll take an example of the IMO and the SOLAS initiative in the 1st of June 2016, when VGM came into play. Verified gross mass in the context of safe all lives at sea. The containers on the ship must be weighted, must be correct, so the balance on the ship could be planned very, very well in advance. The electronic message, the VERMAS, was being specified in EDI and API. And up to today, I haven't seen any message which wasn't compliant to that. So if there is a global enforced obligation, standards can be implemented and can be adhered to. There's another one which is called S100, and it's a new digital data framework for universal hydrographical data. So let's think about engine emissions of a vessel. Let's think about water levels. Let's think about inland port ENCs and so on and so on. The first edition was drafted in 2010. The actual practical test of the standard was done in 2016 in the Republic of Korea. And when I talk to industry experts in that area, they say it will be implemented globally by 2026. So it will take some time, but I believe it will go faster. And the reason why it will go faster is that it's been we're now more and more driven by accurate and real-time reporting and the requirements on global emission reporting as well. So then, when we get the data available, when we have clear standards, it's all about collaboration and trust. And I'm going to go in very fast over the two things, but I know you need some practical examples. Without trust, there's no business, there's no collaboration. So how can we build trust? It's not driven by the technology, it's about people. It's about you meeting me, we find each other, we can see we've got some expertise and knowledge, and suddenly we find we can help each other. When digital come into play, we suddenly start to implement some digital measures to make sure that we can remain that trust. So we are going to find out, are our digital identities okay? So I can start trusting you. Is the security mechanisms in the API keys and secrets, is that okay? So we're looking at all these measurements just to make sure that we can maintain trust. And a good example of trust is an initiative of the IPCSA 1.5 years ago, when they created a network of trusted networks. And basically that's connecting 14 IPCSA members, including Morocco, and port community systems that talk to each other. And when you're trusted in one network, you're actually trusted in the other network. It doesn't store data, it encrypts data when it's being transported, and it's a way where Morocco is actually communicating estimated time of departures to the UK. It's a government-to-government network, and it's trusted throughout the whole community. We've got 70 ports and airports who've been subscribed to it, and it's a 1.5 year pilot which is going very well. Another example is what we call Epicenter. It's a European project supported by the European Commission with 36 partners in port authorities, logistics service providers, manufacturers, academic institutions and technology partners. And they are actually testing new technologies in making this single window work faster and better. One of the examples we had during COVID period was import in Montreal. When a ship actually leaves the port of Antwerp, it sends their loading list well in advance to the customs in Montreal, an EDI 311 message. And there's an application that scans the HS codes, the product codes, but also looks at the semantic of the data in order to find which medical products, like FFP2 masks,
vaccines, gloves, and actually are in which container. So they can actually prepare already at a terminal the location which is most suited to unload that container, do faster custom clearance, and actually position it as well for inland transport by rail, road, and vessels. I think there are more of these examples that exist. It's a journey that thanks, unfortunately, but thanks to the circumstances of COVID, the Ukraine war, energy transition, and also the climate change is actually going to go faster than it has in the last 20, 30 years. So thank you for your attention, and I'm looking forward to further questions. So thank you very much, Mark. You've mentioned a lot of practical examples, and you raised many interesting issues. And you know, I would like to continue to speak with you after the session, because I think that 10 minutes is not enough to uncover all of the potential that you just said. That's you know, just a small question for you. Who should have a last voice? What kind of standards should be used? The business or the government? Who should say that we will use in this port that this type of standards? The business should decide, or the government? That's a tough question. In my opinion, it would definitely be by governance, right? And governance should be created together with the industry and the government. I don't see government should imply all these rules and set the standards. But there is always a national level of security, there is a global level of security that needs to be adhered to. And I don't think if we let the business play on its own, we can address that. So it is a governance that needs to be put in place. It is a governance between a number of parties that have to join forces. But on your question, would it be the government or would it be the business? Neither of them. It's a separate governance that needs to be established. Oh, good answer. No clarity. Who should decide this? So we started to talk about security, and we have a nice, a very experienced expert in this issue. I'd like to introduce you Vijay Kumar. He's an international expert, and he has an expertise preliminary involves to PKI and digital signatures, cross-border recognition between countries, and of course, the ecosystem and cross-border information exchange needs to have a mutual recognition mechanism, right? So there are several types of this mechanism already exist, and I know that you are promoting one, and yeah, I'd like to hear from you. What do you think? What this mutual recognition should look like? Thank you. Thank you, Alexei. Good morning. Thank you for this opportunity to be part of this panel, and I think a great question you have put on the mutual recognition. That's one of the key aspect what we do as part of the organization I represent from here. I represent from Asia PK Consortium. We are a group of about 11 countries. We work on cross-border paperless activities, getting into mutual recognition, developing some kind of legal and policy framework maturity in these aspects, and get into some kind of bilateral relations with the countries and make mutual recognition easier. From the background where I come from, I would more advocate on public key infrastructure as one of the proven maturity model. If you see various maturity models, what are there in the mutual recognition, I think public key infrastructure has been playing a very key role in the technical quotient of it. Not just the technical, but also in building trusted identities, bringing authentication to the data, bringing non-repudiability to the information what is being exchanged. So I think that's a very key role what public key infrastructure is playing. So when we talk about mutual recognition, it's more of secure information exchange, where the parties involved, I mean, there are numerous actors, the stakeholders in the entire transaction. How can they believe in the information what is being exchanged? So that's where one of the point even in the yesterday's panel it was discussed is more on the legal framework availability
across the countries, across the economies who are involved in such transaction. So that's very important. Second is the readiness of the digital ecosystem, right, in each of the countries. I think there are varied maturity, which I will cover as part of my slides as well. But what is the maturity of the digital ecosystem in these countries? And third is the role of public infrastructure is very important in achieving this digital ecosystem maturity, because it is one of the matured and trusted mechanism implemented in several geographies today, and advocated by different international standards. If we refer back to UNICITRAL standard, it talks more about bringing public infrastructure as part of the trustable transactions. But if we see very recent, one of the large-scale industry implementation is e-passports. If we talk about that, more countries are moving towards e-passports implementation. The data is digitally signed and residing in the chip in the passport. All the immigration participants just believe on the public infrastructure, which is signing that particular data and giving the authenticity and non-repeatability of the passport data, right? So ICAV, which runs this framework, they have a public infrastructure where they trust the participants with having their issuer keys mapped available as JSON data, or even for the company, the immigrations which do not have technical capability, they also give the Excel dump of it. You can import it to your immigration systems and then start trusting the countries which are participating in the ICAO framework. I think that's where I think public key infrastructure has been showing maturity in the model. The technical framework has been evolving over a period, and we feel at Asia PK Consortium as well, this is one of the very important domain for decades. It would be helping the recognition between the countries and making it easier. So when we talk more deeper about cross-border, we actually advocate on recognizing digitally signed documents, because if I take the country where I come from, India, we have very large-scale digital signature implementation. Today, our identities are digitally signed and issued. Our national ID, which is about 1.3 billion national ID holders, all are issued with digitally signed identity and available in a centralized locker called DigiLocker, and these are working just like verified credentials and shared across any relying party. So this is very important aspect. When we have this kind of digitized ecosystem, we have to work with other countries which can believe on this trusted identity model and recognize such digitally signed content, the information being exchanged there. Second aspect is, when we talk about cross-border, is again digital contracts, because contracts have been very important, and how digital contracts can be recognized when parties are across the border. This is another aspect what we work on the consortium. How can we bring more reliable identity to the contracts when those are digitally signed? So that is another important aspect. And the third is the topic what is being discussed here is more on trade facilitation. I think several bodies are working on this. UN is doing great work. UNCFACT, we have friends from UNCFACT here. I think a lot of standards, the framework they have been putting together. And previous speaker also mentioned about interoperability, what is required, right? So that happens more by adopting common standards and the framework evolved by the experts in these industry bodies. So in the consortium, what we work is on more how a information document exchange can happen with three fundamentals: identity, authenticity, and non-repudiation. I think this is very important when we are having many actors in the entire supply chain, right? So we have different kind of actors, different level of maturity, but all should be brought to a common information exchange platform or a framework by which I think countries can believe each other. So this is something very important. What's happening in the legal framework? Because I mentioned that's one of the important point.
trusting between the countries. So what's happening here, if we see, I think there is a map, it's not coming on the slide, but UN report in 2021 does a survey of legal framework on e-transactions, legal policies across the countries. I think most of the countries have announced or published their legal policy framework. There are varied maturity in that, but I think the base framework is already available across the countries. I think more than 90% of countries across the world have this legal framework. So what's missing is the maturity and the implementation, because we know some countries are far ahead, some countries are way behind the implementation. So in the consortium, this is one of the important activity. What we do is assisting the countries to bring them to a maturity, or bring them to an implementation stage where they can be at par with secure information exchange between the countries. So this is very important. So the road what we see ahead is more bringing awareness, adoption, and then building the interoperability. I think barcode was a very good example what the previous speaker mentioned about, right? So today it is both global as well as local, right? So most of the countries, almost all the countries have this system where barcodes have become a localized parameter, but there is a framework, and I think it's a large scale implementation what has happened. So interoperability is very, very important, and that's where I think we can lead into mutual recognition. So I again summarize it as PKI is one of the more proven model what is there for mutual recognition, and I think I need to advocate on that. Yep. Thank you, Vijay. I know that PKI infrastructure, it's not easy to create, right? So especially for the developing countries, and I'm really glad to hear that India has a great scale to use this technology. So it's populated already within the one country, right? At the national level. Do you have some example of using this infrastructure and mutual recognition between different countries, like some practical example? Yeah, I think there are certain examples. One is I mentioned about ICANN passport. I'm sure the participant from Pan Asian Alliance, they have been working on recognition of PKI. They have their own recognition mechanism, and that is again on PKI. So there is something happening. There are some cooperations based on PKI between Russia and Iran, Iran and Azerbaijan, Hong Kong and some provinces of China. So there are a lot of mutual recognition activities happening in this. Yeah. Recently we had a meeting in Singapore. It was Asia Pacific Trade Facilitation Forum, and we had witnessed that this region is having a framework agreement on trade, paperless trade. So I think that it could be a good idea for African region also have this kind of agreements, right, for the continent. And yeah, we need to expand our contact from Asia to Africa as well. Thank you very much, Vijay. And we are going to the next speaker. He is also representative from the business community, startup ecosystem, and Mr. Mohammed bin Khaled. He is a founder and CEO at Peacock. It's a financial data-driven startup. Has also the strategic advisory services. And I have a question like this: is digitalization alone enough to enable and sustain data collaboration between cross-border stakeholders and actors? And from your experience, what are the key challenges meet startups doing the project in international trade digitalization, and what kind of support might be needed to make a great initiative global? Thank you. Thanks, Alexei. Thanks to everyone. I'm really happy because by hearing all the panelists here present, I am again. It confirms all the challenges we are facing daily basis as data and trade experts working with international organizations. We mainly we can resume from yesterday to today maybe 5 main problems we are facing when we talk about
about digitalization and data sharing. Maybe the first one, we could talk about harmonization the data. And when we talk about harmonization, it is very, very important to understand that it is not about regional standards. It should be mandatory and international standards. We saw last years, without giving any specific examples, that when there are problems between countries, we want to exchange, to change our strategy, to change our export mindset or import strategy. So we are facing problems, transport problems, coding about products. And by the way, I would like to talk about, when we talk about data, let's talk about data for goods and services, not only goods, because we used to talk most likely about goods, but we forget about services, which is a very big market. So the second one is transparency, of course. I heard my colleagues talking about trust, security. All those things are very important for a country, for an importer, trader, investor, especially, to know that the data is transparent, that I will make my decision based on something true. And this can be done only by having some trusted organizations with whom I will share the data. Also, there is a very good news that we heard today is from our friends from ITC about this data sharing, and we'll be very happy to collaborate with them, because bringing our experts in terms of artificial intelligence, machine learning, blockchain, all those technologies, because we have the tools, we have the technologies, but we usually don't have enough data. You know very well, all of you, will not do any courses about that, but AI and ML and machine learning need absolutely enough data to execute and to predict and to give you the most accurate results to what you are expecting from your research. The third point I would like to underline is the engagement of stakeholders. Everyone should be engaged to share the data. And when we talk about engagement, it is important to be engaged about the update of the data. We worked with some organizations that give us maybe the data until 2019 or 18, saying that this is enough to do your prediction. Yes, but the world has changed between 2018 and now. Maybe before, even if you give me 20 years data, yes, it's good. But if you want it to be the most accurate, please give me enough. So all of us, we should be engaged in giving data, updating the data. And there are a lot of solutions when we talk about trusting the parties who are sharing the data. Many public and private organizations are blocked when we talk about blockchain. The time we talk blockchain, they're saying skip. Yes, you are in the future maybe, but it's simple. Blockchain is just a technology. It's just a way to help us trusting each other. So if someone brings another technology tomorrow that we could understand easily, why not? But what is our problem? Our problem is to share the data on time and to help people who want this data to make their work daily basis. I will give you also an example about having enough data. Imagine you have investors, you have project owners, and we have that. Most banks we work with are
are having those kind of problems, which are, I want to invest. I have a department doing investment. I have project owners, but how could you guarantee that this is the most valuable investment for me? So, and the project owner also, he is facing the same problems. How can you guarantee that this investor is not coming just to take my shares and wait for his return on investment? So here, data, AI can play a big role because we can give scoring, we can do matching, we can do many, many things. So without having enough data and trusted data, we cannot reach that goal. The fourth point I would like to underline today, which is very important. I heard panelists, I heard ministers yesterday, I heard some solutions that have been displayed yesterday, and I observed that we have multiple digital islands. Each one is working from his side. Why? Unfortunately, it's not the solution for our problem. The solution is to group all our efforts and to say what is the problem, categorize those problems, and again, what I am resuming now, security, transparency, all of those problems are, this is what we are hearing since yesterday until now. So maybe the points that we can bring to our attention today is that we have to collaborate. We have all together to bring our efforts. This weekend, I was with my team in a team building, and the coach worked on the intelligence, collaboration. So how should we work? And we did some games, and we saw that just one alone will never get the target. And maybe 2 no, 3 no, but the whole group. So today I am inviting all the stakeholders. We have here public organizations, private organizations. So what we should do is to bring all our efforts, and we are here to collaborate and to give the right the solution to our problems. And the last point I would like to share is security. We are sharing data. How can I be how can I have the guarantee that the data is secure? But by saying secure is not only the security, cybersecurity, all those things, but also who is sharing the data. Is he sharing the right data at the right moment? And again, please, let's put technology aside, because technology is just a way to reach my target. The car, the plane, everything is just a technology to reach our target. But our target is not the technology itself. So we can bring all what we need in terms of technologies, but let's put our targets first, and then we work on it. In terms of solutions, there are many. We built many. We have been working on trade for many years ago. We brought those services, but again, the challenges you asked for, Alexis, are multiple. The first challenge we are facing with international organizations, first one is the common understanding. We are with the same department. In the same department, we have in front of us 4 people that are not aligned on one single solution. I want you to click first here. No, please click here. No, please, it is not the right moment to click here. So it's challenging for us to come and say, and sometimes we have many clients who are happy to also hear from us, but we have some clients who are saying, no, it is not your job to decide. I will give you the idea. Yes, no problem, but it is very important to share the same knowledge and to have a common sense of what are we doing with digital,
what is our goal. The second thing is papers. Unfortunately, until now, papers are still present in organizations. So I don't have enough time, unfortunately, but we have multiple solutions that can be brought to sign with using, again, blockchain or having business intelligence. There are a lot of capabilities that we can bring to predict exports, imports, making the matching between investors and project owners, many solutions. But again, we should bring those elements to the table and work on them so that we can reach our target in terms of trade facilitation. Sorry. Thank you very much, Mohammed. I really like your ideas, and I like it. It's digital isolated islands. I think that this conference, it's a way how to escape our islands and to be together and discuss our solutions and how can we collaborate, right? To be not in the island, but to build a bridge between the islands. Thank you very much, Mohammed. So we are going to the next speaker. He is a representative from the government of Senegal. It's a single window operator in Senegal, Mr. Mortala Diop. He's an old friend already, and he's actually also a rapporteur for African region in UNCFACT. And you know that single window implementation process takes time. It's at the beginning, it's a very sexy idea to create this environment, to build this single window, but it takes a lot of time and discussions. And the motivation of stakeholders are going down during this process. And my question is how to provide sustainable efforts of many agencies and businesses during the whole process of implementation single window. Thank you. Thank you, Alexis. Thank you, everyone. I think I'll be switching in French for the sake and the benefits of my French also friends. Je vais parler en français pour justement mes collègues et amis également, en fait, et puis pour balancer aussi par rapport au panel. Merci, donc déjà, merci les organisateurs de nous avoir conviés ici. Moi, je vais faire mon intervention sur deux aspects. Dans le sens donc de la question en termes de collaboration, mais en termes de motivation également des parties prenantes. Mais également, en fait, la deuxième partie de mon intervention sera axée un peu sur les initiatives régionales, hein, parce que je suis également, en fait, le vice-président de l'Alliance africaine en charge du business développement, mais également membre, en fait, du comité technique de l'Alliance sur les projets régionaux que nous essayons, en fait, de faire. Pour corriger, donc je suis en fait de la structure qui opère le guichet unique national du Sénégal, donc qui est en fait une entité en termes de partenariat public-privé. Et d'ailleurs, c'est l'occasion également dans un événement comme celui-ci d'inviter certaines parties prenantes du Sénégal dans le sens aussi de la question. Et pour mieux apprécier également en fait les enjeux de la mise en place des guichets uniques, les difficultés que nous avons, mais surtout également prendre conscience des enjeux de cette transparence qui est une orientation aujourd'hui mondiale dans la facilitation du commerce. Donc c'est pour ça que nous avons, comme j'ai dit, convié également les membres du conseil d'administration de la structure qui opère le guichet unique GND 2000, mais également des acteurs importants comme le Conseil des chargeurs du Sénégal, comme également la communauté des acteurs portuaires, pour mieux prendre connaissance un peu des enjeux de la mise en place des guichets uniques, mais surtout de la transparence et de la collaboration au niveau des données. Et pour ce faire, en fait, j'ai fait une présentation moins technique parce que je me suis reconnu un peu à travers les autres présentations en termes d'infrastructures, de PKI, d'identité digitale, en termes de mise en place en fait de logique d'intégrité de données, d'utilisation en fait des technologies et d'échange d'informations, pour axer ma présentation sur des aspects plus humains, hein, en termes de collaboration, en termes de réussite de la mise en place de guichets uniques. Et dans ce sens, on note quand même
qu'il y a un élément important, parce que quand on regarde l'exemple du guichet unique du Sénégal, c'est quand même quelque chose qui a commencé presque dans les années 96-97, dans la logique de la mobilisation des parties prenantes, de la compréhension en fait des enjeux, pour aboutir à une mise en place en 2004, avec la création d'une structure autonome. Et c'est pourquoi, en fait, il a fallu, dès le début, avoir pratiquement une considération très tôt des parties prenantes, des facteurs humains, de la conduite du changement, comment les gens vont apprécier, en fait, cette nouvelle dynamique, d'être dans une logique collaborative à travers ce qu'on appelle, en fait, un guichet unique. Et également, quand on regarde le deuxième point, c'est l'identification, en fait, des acteurs pertinents dans la chaîne du commerce international. Donc, nous avons des acteurs comme la douane, qui est un élément incontournable, en fait, de ce dispositif. Mais vous avez également des administrations, initialement, lorsqu'on parle du guichet unique dans la recommandation 33, comme vous l'avez dit hier, c'est quand même l'utilisation d'une plateforme en point unique de soumission des documents du commerce. Et donc, dans ce sens-là, quand on note aujourd'hui dans la chaîne, en fait, de facilitation, on avait noté un certain nombre d'éléments au niveau de la collecte des documents, des prérequis, au niveau des transactions douanières. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il a fallu quand même suivre un tout petit peu la logique des process dans les prérequis au niveau douanier. Et donc, quand on suit un peu ce que j'ai essayé de mettre ici dans ce slide-là, c'est également d'éviter en fait un total re-engineering, parce que les gens vont se perdre dès le début en termes de mise en place de guichets uniques, parce qu'ils ne reconnaissent pas souvent les prérogatives des autres administrations par rapport à elles-mêmes, dans la mesure où elles ont une certaine autonomie en termes de gestion et de traitement. Et donc, il a fallu, pour nous, dans un premier temps, aller dans la logique de la simplification et de l'automatisation, plutôt que d'aller tout de suite en essayant de mettre en place une logique de dématérialisation, ce qu'on appelle le zéro papier. Et donc, le monsieur le disait tout à l'heure, que le papier est encore existant. Ça ne veut pas dire que les technologies ne sont pas disponibles, mais ça veut simplement dire qu'il faut interagir dans un environnement qui est adéquat et qui obéit également à la logique et au changement, en fait, à mettre en œuvre. Donc, dans ce sens-là, effectivement, en fait, il y a un aspect consensuel. C'est vrai que dans beaucoup de pays, on parle de comité national de facilitation qui permet effectivement de réunir différents acteurs au niveau du commerce national de façon à pouvoir mettre en œuvre en fait des stratégies communes sur la facilitation du commerce. Mais le point important également dans une réussite de tout guichet unique, nous avons vu des guichets qui sont nés, qui ont disparu, qui sont renés, je ne sais pas comment on le dit, mais des rebirths, parce que simplement également le support politique n'a pas forcément été constant durant la mise en œuvre du guichet unique. Et donc, souvent, il est important quand même d'avoir un environnement favorable, d'avoir des acteurs pertinents de la logistique, de la douane, qui participent à ces mises en place de façon permanente. Un autre point important, c'est également, dans la mesure où on parle de guichet unique électronique, on parle forcément d'utilisation de normes, de standards, comme vous l'avez dit, Alexis. Moi-même, je suis aussi le rapporteur pour l'Afrique, en fait, un des travaux du CEFACT en termes de mise en place, en fait, de normes, de standards. C'est très difficile, dans les travaux que nous faisons, d'essayer de promouvoir cette utilisation de normes, parce que c'est pas forcément évident en termes de niveau de maturité des pays sur le plan digital, mais qui est un élément quand même important, parce que c'est le prérequis à l'intégration et l'interopérabilité qui a été dit tout à l'heure, d'utiliser le même langage et la même structuration d'information pour pouvoir échanger en fait des données. Donc, ce qui est important, c'est pas forcément la technologie qui doit être un support à l'utilisation et la mise en place de la facilitation, mais nous avons vu aujourd'hui que la technologie est quasiment présente dans nos vies quotidiennes, et c'est pourquoi nous pensons quand même qu'il est important d'utiliser les meilleures pratiques technologiques. On a parlé d'utilisation de PKI, juste pour donner en fait cet exemple-là. Au niveau du Sénégal, on a une infrastructure de PKI qui donne la possibilité d'avoir tous les documents électroniques signés, mais ça ne fait pas pour autant que c'est quelque chose qui est généralisé. Parce que vous avez le doute de certaines administrations par rapport à un document qui est émis, signé électroniquement, mais
Avant même de parler de reconnaissance mutuelle, parce que c'est mon deuxième point où je vais aller rapidement, mais c'est la reconnaissance même au niveau national. Bien qu'il existe des textes réglementaires sur la valeur probante au niveau du document électronique, par rapport au document papier, mais on se rend compte que c'est souvent la réticence quand même de certaines administrations rend cette utilisation difficile. Rapidement, je vais basculer en fait sur l'aspect régional, juste pour dire justement que la problématique, elle est d'abord nationale au niveau de chaque pays. Nous avons des pays membres au niveau de l'Alliance, mais nous reconnaissons aujourd'hui qu'il faut d'abord essayer de régler la problématique nationale avant de parler d'interopérabilité régionale. Et dans ce slide-là, ce que j'essaie de montrer, c'est que nous essayons d'avoir quand même une dynamique sur le plan international, de façon à créer une communauté régionale technique en termes de Regional Single Window. On ne l'a pas forcément qualifié comme ça, mais à travers les actions que nous menons, particulièrement sur la mise en place de solutions comme la plateforme d'échange de données et de documents du commerce, qui s'appelle le Afro Trade Hub, qui a été mise en place par l'aide de la Banque africaine de développement et qui permet aujourd'hui de créer une plateforme d'échange de données internationale dans la perspective de la ZLECAf. Nous avons également mis en place the Trade Information Portal, qui est un portail d'information commerciale au niveau africain, qui a pour vocation justement de régler la problématique de ces données non disponibles. Mais nous reconnaissons également toute la difficulté qu'il y a d'avoir des données à jour. Parce que dès que vous allez dans une plateforme et vous voyez des données de 2019, comme ça a été dit tout à l'heure, vous avez tout de suite la réticence à l'utilisation de ces plateformes-là. Et donc, en fait, c'est simplement, je vais finir par ça, pour dire que le guichet unique n'est pas qu'une problématique technologique, mais c'est une problématique humaine, une problématique environnementale, et qui vise à justement avancer étape par étape. Et c'est dans ce sens-là que nous contribuons, nous, en étant un peu membre fondateur de l'Alliance également, à cette dynamique de sensibilisation au niveau des pays, au niveau des différentes zones. Et c'est comme ça qu'à travers également des structures régionales comme l'UMOA, nous arrivons à mettre en place des projets pilotes d'échange et de reconnaissance de documents internationaux pour pouvoir justement se servir de ça comme étant un levier d'expansion au niveau de l'ensemble des régions. Merci, Alex. Thank you very much, Martal. You have raised a lot of topical issues at the national and regional level. Just a small question for you. How often do you have a meeting with stakeholders at the national level? Thank you. As I said, actually, we have the National Committee for Trade Facilitation. It is hosted actually under the Ministry of Trade, but one of the current chair is the Customs Administration. We happen to have meetings we are trying to have like every 6 months. It's not always easy because that touches the mobilization of the stakeholder actually, because we also know that we often have some change on the administration in terms of management. Sometimes the involvement depends on the manager and how actually they react to the sensitivity of the trade facilitation, which is quite a challenge. But we're really trying to push. But what I want to say also, as the operator of the single window, sometimes we can have the drive in terms of making sure that people can meet and having those type of vision that we try to do internationally on what are the best practices. But we can see that, as I say, if you don't have a strong lead who knows really what are the challenges, you have issues on attending to those meetings. Absolutely agree. So we are going to the last but not least speaker, Mr. Rani Behbe. He is a Senior Vice President Sales of WebFountain. Rani has strong expertise in trade facilitation and supply chain management. He successfully managed several projects in trade facilitation and customs modernization at the MENA region. And I have a question to you. How to create a framework of interoperability and data collaboration between single window and port community system at the regional and international level? And can you provide some practical examples when this interoperability has been achieved? Thank you. Thank you very much. I think my distinguished panelists have covered
almost all of the points that I wanted to talk about, but basically, I come from the private sector. I also worked with international organizations, and it's very important here that there is strong collaboration and the common denominator between the public and private stakeholders in order to achieve this. I think from our experience now, having implemented single window and trade facilitation projects in several countries, I think there are 6 pillars that are very important. We start here with basically the business needs. Analyzing and capturing all the requirements and the needs of the public and private stakeholders, both at the national level and also between the different countries. So here it's very important in the beginning to hold workshops and basically come to an understanding of the requirements and of the expectations when it comes to data sharing and to the interoperability between at the national level, the regional and international levels. And then the second thing that's very important here is to align with international standards and best practices. So there are a lot of international standards. Some of my colleagues have covered them. There are international organizations, mainly like the UNECE, the trade, the trade facilitation agreement of the WTO, the same safe framework of standards of the World Customs Organization, etc. There are a lot of best practices as well that are there, and it's very important that we don't reinvent the wheel, and we use these as the basis for basically the interoperability and the exchange of information and data. The third very important pillar is relates to the policy and the legal interoperability. So here we need to have the legal framework, we need to have the regulatory also framework in place in order to have data shared and exchange between the different stakeholders in the country itself, because this is very important before any single window can be implemented, that we have all the regulations and we have the laws in place, as well as exchanging data between the countries. Now, I come from the MENA region, and it's the same also in Africa and other parts of the world. There are a lot of regional, let's say, agreements. For example, in the Gulf Cooperation Council, there is the Customs Union. So a lot of ground has already been prepared and is there, but it needs to be taken to the next level. And here, the political will is very important, and the trust as well between the different countries, because I think this is a very major issue where trust is based on geopolitical factors and basically on certain cases where, when there is increased smuggling or increased risks, then the trust goes down. So here also we have to take into consideration that there are a lot of international agreements as well. Like, for example, when it comes to transit, the tier agreement, which basically provides a mutual recognition of controls between the contracting parties or the countries. There's a lot of checks and balances in these agreements. Another agreement, for example, is the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods. This is basically between the countries that have borders with each other. So basically here we don't have to repeat the same measures, and we have the protocols for exchanging the data. So for example, when you have, for example, a customs declaration that's an export declaration, in the other country, it becomes an import customs declaration, and you have the interoperability here of exchanging the information and pulling the information from one side to the other.
And the other thing that's also very important here, we talk about the people and the organizational interoperability. Because here it's very important that we have the capacity building, we have change management programs, and we have the right people that have a common understanding of what needs to be shared and how it should be shared and when it should be shared in terms of data, of course. And another very important aspect here is the process and data interoperability. So here we talk about the workflows, the processes of sharing data, the security of the data as well. And last but not least, the technical interoperability. We have the, you know, the technology is changing very quickly now with the blockchain and artificial intelligence. It's very important that these technologies are embraced. For example, when it comes to risk management, here we have artificial intelligence that's basically providing a lot of, let's say, advanced security to detect fraud, to avoid or to minimize smuggling, as well as to check on the authenticity of the documents, of the trade documents, like the invoices from the suppliers or other types of documents. And here with the international standards that are in place, we're getting closer to also use the standards, the international standards for these type of documents. I know we're still behind in certain aspects, but let's say in the maritime sector, it's quite mature. We have the bill of lading, the air freight for goods, and as well as for services. We have also lots of checks and balances and forms that are standardized. So I think here it's very important that we combine all of these pillars and aspects in order to achieve a common denominator and platform that can connect between different countries to share data in a very secured manner. Wow. Thank you very much, Rani. I wanted to recap this session, but you did it much better than me. You recap, I think, a very good points from each of the speaker in your presentation. Thank you very much for this. And we all now understand that digital technologies and the technologies itself, it's not enough. Yeah. The people is what is important, and collaboration between the people. Thank you very much. I'd like to ask the round of applause to all of the speakers today. Yeah, and as time is up, we don't have time to ask the question from the floor, sorry. But I'm sure that you will have time to discuss during the coffee break, right? Support it. Thank you very much. Thank you again.
Je vais pas passer devant. Mesdames et messieurs, nous allons vivre un moment humain intense qui concerne tout simplement, comme on l'a fait hier, donc nous allons réitérer aujourd'hui. J'ai invité Madame la Présidente à mes côtés pour que nous soyons deux à célébrer ce moment. C'est un hommage que nous rendons aujourd'hui à un militant économique marocain, ingénieur de formation, une quinzaine de sociétés exportatrices, 5000 salariés, une distinction continentale pour le meilleur entrepreneur africain, a obtenu à Abidjan l'année dernière, doyen de la CGM et président de la SMEC. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Monsieur Hassan Sentissi Idrissi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous honorer de votre présence. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations, mais vous avez pris le temps d'être avec nous pour aussi partager cet événement de grand calibre au niveau international. Je voudrais laisser Madame la Présidente dire un mot, même s'il est très difficile de parler de C. Hassan Sentissi, puis après on va écouter C. Youssef Ahouzi aussi, et à la fin on donnera la parole à Monsieur le Président. Merci encore d'être avec nous. À vous, Madame la Présidente, sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. Merci de nous accompagner pour cet honneur que nous faisons à Sentissi. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas les Marocains et quelques Africains le connaissent très bien. Je pense que notre export ne peut, quand on parle de l'export, on ne peut pas ne pas parler de Hassan Sentissi, même si on a quelques liens de famille très lointains et que depuis très longtemps on s'appelle cousin, cousine, mais c'est quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui a le cœur à développer notre économie. C'est quelqu'un qui ne ménage aucun effort et qui, comme l'a dit Mounir, développe et continue de développer le tissu industriel marocain. Et je tiens réellement à le remercier parce qu'en tant qu'association ASMEX, ils nous ont accompagnés. Un port, il est fait bien évidemment pour les importateurs et les exportateurs. Et à aucun moment, la SMEX n'a été défaillante vis-à-vis de l'accompagnement. Ils ont toujours été à nos côtés depuis qu'on a commencé. Je pense qu'ils sont aussi vieux que nous, même plus vieux que nous, la SMEX. Et ils ont accompagné l'ODEP, notre ex-gestionnaire des ports. Et aujourd'hui, avec l'agence, nous avons plusieurs conventions par lesquelles ils nous accompagnent. Et bien évidemment, dans le guichet unique, on ne peut pas ne pas parler, bien évidemment, de l'accompagnement de la SMEX. Ils ont été à nos côtés, nous les en remercions. Et je pense qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire avec nous, parce qu'il y a encore toute une dynamique dans ce secteur-là. Je suis très émue par rapport à parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à Hassan Sentissi, mais je laisserai aussi la parole aux autres pour en parler. Merci encore de nous accompagner pour cet honneur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame. Je ne sais pas quoi dire après ce que vous avez dit, Madame la Présidente. Je pense que vous avez tout résumé par rapport à un grand monsieur que j'ai côtoyé en fait avec PortNet depuis quelques années. Je vois le dynamisme, je vois un peu l'engagement, je vois également le support qui apporte en fait à nos travaux dans le cadre de la SMEX, qui sont en fait avec nous depuis un certain moment, qui travaillent avec nous sur tous les projets, notamment pour l'export. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait et qu'on continue à travailler avec eux sur ces sujets-là pour qu'on puisse améliorer encore plus la façon avec laquelle les exportateurs et les importateurs travaillent, opèrent leur opération, en fait, que ce soit l'import, transit et export. Voilà, je pense que j'ai résumé un petit peu ce qu'on fait avec la SMEX. Je pense que le travail va continuer avec vous et sur les différentes conventions déjà qu'on a signées ensemble et sur les différents projets qu'on est en train de mener avec la communauté, avec la SMEX à nos côtés. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Après ce qui a été dit sur moi, sur mon compte, ils m'ont rien laissé pour vous, n'est-ce pas?
Alors, donc, quelque part, je vous dis mille merci d'être présent, n'est-ce pas? Et je souhaiterais longue vie d'abord à la présidente, n'est-ce pas? Et à Forte, n'est-ce pas? À PortNet. Merci. Merci, Président. Ah ben, je savais. Moi, je pensais que c'était en espèce. C'est toi qui devrais nous aider. La photo. La photo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre présence et de vos applaudissements. À très bientôt. Bonjour, messieurs et dames. Nous allons commencer notre prochaine session qui est sur le partage d'expériences des guichets uniques africains face à la COVID-19. Et je vais appeler les panélistes par pays. Le premier sur ma liste, c'est... Comment? C'est M. Wassama Mohamed, le Port Community System de Djibouti. Vos applaudissements. Le deuxième, c'est mon ami Tarek Nassiri de PortNet. La troisième personne, c'est ma sœur Amina Magali Chikaya du Congo. Puis j'appellerai Mortal Diop du Sénégal. Abdoulaye Fauzi du Cameroun. Then my brother David from Kenya. Welcome, sir. Thank you. Puis j'appellerai aussi les deux représentants du bureau Veritas, Joseph Hadjet et Bouchra
débat. Bienvenue. Cette session va être un partage d'expériences sur les guichets uniques et les changements majeurs qu'on a eu après COVID. Nous aurons des interventions de chacun des panélistes et je souhaite vivement pouvoir aussi avoir des interactions avec la salle. Donc, ça peut être des demandes de clarification, ça peut être des questions, mais ce serait important qu'il y ait ces échanges avec les divers participants. Si je peux commencer par recevoir la présentation de mon frère du Djibouti. You have a presentation? You have a presentation? Hello, thank you. My name is Warsama Gire. I'm the Director General of Djibouti Port Community System. Our platform connecting the ports, customs, and the port community. As always, I would like to start with a background information on Djibouti. I can see that the map is not showing. Djibouti is situated in the Bab el-Mandeb Strait. We have a local population of 960,000. Our economy is a service-based economy, largely dependent on maritime and logistics services. We handle around 85% of Ethiopian import and exports in our ports. So Ethiopia is a big customer that we take care of basically all the concerns in terms of improving services of our ports and maritime sector. We have around 5 ports, mostly specialized ports in general cargo, bulk, terminal containers, multi-purpose containers, multi-purpose terminals as well. We have around 3 specialized free trade zone in terms of general trading, industrial, and energy products. So Djibouti Port Community System has been set up under Djibouti Ports and Free Zone Authority, is our national government entity in charge of ports and free zone. It's a regulatory body. It has been set up to digitalize processes linked to importing and exporting through the ports, airports, rail, and corridor. We have a product called the Port Community System that we aim to leverage technology to improve or connect, streamline all those different processes I've talked about. So this is our structure. We have Djibouti Ports and Free Zone Authority that is directly under the presidency of Djibouti. A new company has been set up, an investment holding called Great Horn Investment Holding, 60% owned by Djibouti Ports and Free Zone Authority, and 40% is owned by Djibouti Sovereign Fund. And basically, this entity has a majority shareholding in all the different ports, free zones, Air Djibouti, national carrier, corridor agency, the corridor authority is also 100% owned by the government. And since recently, we have also invested in energy as well. So all these different companies, they represent around 28% of the GDP of Djibouti. They all have around, or they all revolve around 3 strategies. The first strategy is to have more and more liners coming to use our ports. And there was a lot of exercises back in
2012, 2013, where the discussions have been had between the government and the biggest liners in the world. So their requirements were quite simple. If Djibouti was basically would invest in providing all the maritime services they need in a single point or in our ports, they will all come. Obviously, the price has to be right as well. After that, all the different auxiliary activities were created, like Red Sea bunkering to provide fuel in the high seas. You also have Djibouti Shipping Company has been created after that to provide feedering services to support the transshipment business. So the first strategy is to get more and more liners and to provide all different maritime services in one single point in our Djibouti ports. The second strategy is to provide better logistic and maritime services to our landlocked neighbors, which our biggest customer is Ethiopia. So they need, when you talk about transit country, where in Djibouti we are a transit country, transparency is very important. You have the customer sitting in another country waiting for his cargo to arrive, so they need to see what is happening with their cargo at any given point in time, in terms of operations and also documentation. Whether the vessel has arrived, the container has been discharged into the yard, whether the delivery order has been provided, all the different documentation, everything has to be transparent. And it is something that we provide through our platform. That's the second strategy. The third strategy is a new strategy, whereas Djibouti is investing more and more in light industry, assembly, and industries of the sort, basically. For that, we have set up the free zone companies. And after that, we realized that, okay, there was a need for energy as well, and this is why we have invested in a 60 megawatt wind farm, plant, which we have finalized and is due to go into the national grid by the end of this month. So in a nutshell, those strategies is basically what is driving all the implementation of these different companies. And as Djibouti Port Community System, we participate in facilitating the documentation and providing transparency in the logistics and maritime operations. And for the free zone companies also, we provide some type of administrative services, digital services, whereas they can get their own company created online, get visa and all these different services as well. So these are the stakeholders. You have customs, very important, port authority, port operators, rail operators, road operator as well, ship chandlers, freight forwarders, shipping agents, free zone importers and exporters, and the banks as well to facilitate online payments. These are basically the main features. We have vessel management, anything to do with vessel registration. It used to be done separately through every single port before. Now we have a single repository for the whole country, and it is happening through DPCS. And we have the arrival and departure management module, all the documentation linked to the arrival of the vessel, the 7 file forms. We have cargo management, anything to do with cargo, starting from the manifest documentation all the way to the gate out. Even the transit of the cargo in the corridor is tracked through our system. Custom integration and e-gate appointment was very important during COVID as well. Before, the customers, they used to go to the port and request a port, gate pass, but now they can print it in their own systems or in their own offices. And you have the integrated online payment as well. And this is a card that we have set up, we call Integrated Port Community Payment Card. But customers can also use their own accounts from the different banks as well. So changes during COVID. So COVID has brought a lot of changes. A bilateral high-level committee has been set up between Djibouti and Ethiopia to facilitate any decision-making and also to take the appropriate decisions fast
in terms of facilitating logistics processes. And this high-level committee ensured a reduction of physical interaction, whereas the forwarders were no longer allowed to go to the port premises, and they had to use, in our Djibouti case, DPCS, Djibouti Port Community System. So that brought about an acceleration of digitalization. More integration was being required, especially with customs, and more features was being requested from our different stakeholders. So this led to an increased use of DPCS. We had basically tripled our user during that COVID time, and this brought about a strain on our resources in terms of training, and that we managed to get through it unharmed, basically. So we had to provide more and more training and also access to different customers around the port community. So post-COVID, what happened? Government was very involved in all the digital innovations. So a new ministry has been created in 2021 called the Ministry of Digital Economy and Innovation, to facilitate all the different legal framework to enable the development of innovation and the digital transformation in the administration. And after that, also we have signed an official agreement between the Ministry of Transport and Logistics in Ethiopia and the Ministry of Infrastructure in Djibouti to integrate Djibouti Port Community System with their own integrated transport freight management system, and to automatize the exchange of information that used to happen through emails and other means before, now are being planned to basically be digitalized and automatized as well. So also we have noticed from our side an increased resilience of infrastructures, and the fact that we had to go through all these different trials, we I think came out stronger. I think that's the end from our presentation, and I would like to give it to President. Thank you very much. One big takeaway from this presentation is that Djibouti didn't see the COVID as only a challenge, but as an opportunity for moving the agenda forward, and also that the infrastructure was resilient. Is that correct? I cannot say that we did not take it as a challenge, but with challenge comes opportunity, and we have to make the best of it. Okay, thank you. So I hope to hear similar good stories from other countries. Can we go to PortNet? Donc je viens me déplacer ici, ça sera un peu plus pratique pour moi. Donc je m'appelle Nasser Tarek, je suis en charge de la data analytics chez PortNet. Et avant de commencer, j'aimerais au nom de PortNet, de l'ANP et de l'Alliance africaine pour le commerce électronique de remercier tous les participants à cette conférence internationale. Ça fait toujours plaisir d'être assis parmi des experts qui viennent parmi les 4 coins du monde, qui partagent un peu avec nous toutes les expériences venues d'ailleurs et qui partagent un peu les success stories, et de voir encore cette communauté du guichet unique aussi soudée. Donc passons à la présentation du guichet unique PortNet. Donc voici quelques dates qui retracent un peu notre histoire. PortNet, en l'an 2000, le gouvernement marocain a établi une grande réforme du secteur portuaire pour l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des ports marocains. Par la suite, en 2008, a été créé ce qu'on appelle l'AACE unique. C'est un document qui regroupe un peu tous les documents qui sont de près ou de loin approchés au trade, au commerce extérieur. Et donc, sur la base de ce document-là, et sur la base de recommandations internationales, notamment de l'UNCFACT, comme la recommandation 33, donc, l'Agence nationale des ports a initié le projet PortNet qui a vu le jour en 2011. En 2011, PortNet a commencé en tant que PCS, au guichet unique maritime, donc avec les modules principaux qu'on connaît, comme l'avis d'arrivée des navires, la gestion des manifestes, la gestion les demandes d'attribution de postes. Mais ce n'est qu'en 2015 que PortNet est passé au guichet unique national. C'est là où on a commencé à intégrer un peu toute la partie régulatoire,
On a inclus les demandes de domiciliation des titres d'importation, les demandes de licence auprès des ministères, des agences gouvernementales. Donc c'est donc en 2015 que le projet a pris toute son expansion et est devenu un guichet unique national. Aujourd'hui, en 2022, PortNet a dématérialisé la quasi-totalité des processus du commerce extérieur. Voici quelques chiffres un peu qui définissent un peu PortNet. PortNet aujourd'hui compte plus de 66 000 utilisateurs, dont 55 000 importateurs et exportateurs, 1500 déclarants et transitaires, 20 banques, donc toutes les banques du Maroc sont intégrées à PortNet, 43 administrations publiques et privées, 63 opérateurs de MEAD, 5 expressistes, 11 aéroports, 12 ports, 43 opérateurs de manutention, 200 agents maritimes et plus de 331 freight forwarders. Donc, l'objectif de cette présentation n'est pas un peu de définir tous les services de PortNet, mais de voir un peu ce qu'on a fait pour réagir face à la pandémie. Donc, voici brièvement un aperçu de la panoplie des services qu'on offre. Donc, il y a la partie préalable d'importation. Donc, tout ce qui est demande de domiciliation, de franchise douanière, les demandes de licence auprès des ministères. Il y a la partie transit. Donc, on gère tout ce qui est déclaration en douane, les acquis à caution, les contrôles documentaires, les sorties de marchandises, les mains levées, les ventes sorties, les rendez-vous d'enlèvement pour les conteneurs. Le reporting est décisionnel, donc on va voir par la suite que PortNet dispose d'une banque de données énorme et donc peut offrir et offre actuellement à tous ses partenaires l'accès à un système décisionnel qui est très puissant et qui fournit un nombre important d'indicateurs. Il va leur permettre un peu de faire des analyses sur leur activité et d'améliorer leur performance. Il y a le passage portuaire, donc tout ce qui est pointage entrée-sortie dans tous les ports du Maroc. Donc l'avis d'arrivée des navires, les demandes d'attribution de postes, les marchandises dangereuses, marchandises spéciales. La partie inspection de contrôle, et là il y a un module qui est intéressant, qui est la gestion coordonnée des douanes. Donc il y a aussi le paiement et règlement. Dernièrement, et notamment après le Covid, PortNet a fait d'énormes progrès dans tout ce qui est paiement électronique. Donc aujourd'hui, tout peut se faire à distance. Et donc ça a été un peu accéléré par le Covid. Donc le paiement, il y a les services annexes comme les souscriptions, avec les souscriptions conjointes avec la douane, avec plusieurs organismes. Et donc voici un peu ce que couvre PortNet. Donc il y a quelques années, le monde a connu une tragédie qui est celle de la Covid-19. Donc cette tragédie-là qui a tué plus de 40 millions dans le monde a néanmoins eu quelques effets positifs. Et un effet positif est l'accélération de la digitalisation. Donc heureusement que le Maroc avait entrepris depuis plusieurs années déjà, il avait misé sur la transformation digitale comme levier de la croissance économique et sociale. Donc plusieurs secteurs comme la justice, la santé et notamment le commerce extérieur ont fait une révolution digitale bien avant le Covid. C'est ce qui a permis un peu à la communauté du commerce extérieur de réagir très vite face au Covid et les limites de ne pas ressentir les effets du Covid. Donc voici quelques projets qui ont été entrepris après l'arrivée du Covid. Donc le paiement électronique des opérateurs de manutention, la gestion des accès au port, qui, en fait, l'avantage au Maroc, c'est qu'on a une agence nationale qui couvre la quasi-totalité des ports marocains. Donc lorsqu'on entreprend un projet avec un port, il est facilement déployable sur les autres ports du royaume. Donc la gestion des accès au port, la dématérialisation du bon à délivrer. Et ça, c'est un projet qui est très important puisqu'aujourd'hui, on a pu gagner plusieurs jours, voire même dans le délai de séjour du conteneur au port, qui est l'indicateur le plus important qui retrace un peu la performance d'un port. Donc aujourd'hui, l'obtention de la main levée peut se faire de manière quasi instantanée en l'absence d'un contrôle. Et en cas d'existence d'un contrôle, on permet aussi de gagner quelques jours dans cet indicateur-là. Donc le paiement électronique des prestations relatives aux agents maritimes, la gestion de la conférence portuaire, la demande de franchise douanière et le data analytics communautaire. Donc ici, on voit des projets qui incluent en même temps des organismes publics et des organismes privés. Ce qui montre un peu que la communauté du commerce extérieur marocain est une communauté soudée. Et donc, à chaque fois qu'il y a un intérêt, tout le monde voit l'intérêt commun. Et donc, on avance assez rapidement. Et tous ces projets-là ont été déployés après l'arrivée du Covid. Voilà, donc en parlant de data analytics, et ce qui est un peu mon domaine, donc aujourd'hui PortNet dispose d'un système décisionnel qui offre à la communauté du commerce extérieur plus de 300 indicateurs et plus de 1500 axes d'analyse. Donc ce système-là est ouvert à tous nos partenaires. Il y a déjà plusieurs organismes publics et privés qui accèdent à ce système pour faire un peu des analyses et un peu analyser leur activité. De la part de notre position, parce qu'on est le guichet unique, donc on est un peu
une agglomération de toutes les données des partenaires, nous sommes les seuls à avoir une certaine vision d'ensemble. Et donc nous aidons, nous travaillons, nous faisons plusieurs initiatives pour essayer de fournir des statistiques et des données à nos partenaires. Aussi, aujourd'hui, nous avons commencé, enfin pas aujourd'hui, depuis quelques mois déjà, une analyse du délai de séjour d'un conteneur au port de Casablanca. Donc au fait, nous avons atteint un niveau de détail très très fin pour essayer un peu de voir les goulots d'étranglement par marchandise. Donc nous avons éclaté un peu le délai de séjour pour essayer de voir quelles marchandises étaient les plus importées, mettaient le plus de temps au port. Donc nous avons vu avec chacun des partenaires, notamment le ministère du Commerce extérieur, pour voir un peu quels étaient les départements responsables de telle ou telle marchandise, pour essayer un peu de voir avec eux qu'est-ce qui était possible de faire pour débloquer la situation. Aujourd'hui, nous allons travailler aussi nous avons lancé un projet avec un opérateur de manutention pour essayer un peu de leur envoyer un scoring du délai de séjour pour les aider un peu à organiser le stockage des conteneurs à l'intérieur du port. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de shuffle, comme on appelle ça, c'est-à-dire le stockage des conteneurs. Il faut savoir l'ordre, puisque l'opérateur de manutention n'est pas obligé de savoir quand est-ce que le conteneur va sortir. Donc nous, en tant que guichet unique, nous disposons de l'historique de plusieurs années, donc nous connaissons les tendances d'importation et nous pouvons dire que tel importateur pourra faire sortir son conteneur normalement dans les 5 jours. Donc cette information-là, ce genre d'initiative, on vient de les lancer, donc nous allons commencer à échanger les données avec nos partenaires pour essayer un peu d'améliorer toute la situation du commerce extérieur et d'améliorer les indicateurs, sachant qu'ils s'améliorent déjà très bien depuis quelques années. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Je préfère qu'on passe directement aux autres présentations et après on pourra avoir des questions. Congo. Alors, bonjour à tous. Je commencerai déjà par remercier l'Alliance africaine qui permet aujourd'hui justement de pouvoir avoir ces assises, et notamment le pays hôte qui nous reçoit, donc le Royaume du Maroc, pour l'organisation de cette conférence. Nous avons été très bien accueillis et cela est une bonne chose. Merci encore. Donc, je commencerai ma présentation. La présentation sur l'expérience du Congo à travers le guichet unique, notamment puisque nous savons tous que nous sortons d'une crise, la crise avec la Covid-19 qui justement a permis ou a motivé certains changements dans la vie des utilisateurs. Alors déjà, avec la Covid-19, nous avons vu que beaucoup de changements étaient effectifs au niveau comportemental. Les utilisateurs ont dû s'approprier le système d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut le dire que le guichet unique des opérations transfrontalières est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et sous la tutelle du ministère en charge des transports. Et dans ce cadre-là, il a été dématérialisé depuis 2014, puisque nous sommes membres de l'Alliance qui, justement, a accompagné le Congo à travers l'implémentation du guichet unique. Et donc, la dématérialisation en 2014, elle était effective que sur un seul transport. Donc, il s'agissait ici du transport maritime. Et toutes les autres assistantes transfrontalières étaient encore matérielles. Donc, ce qui veut dire que nous avions juste la partie dématérialisée sur le maritime et les 3 autres tronçons étaient toujours en mode non dématérialisé. Donc, avec l'arrivée du Covid-19, cela n'a pas été une complication à notre niveau. Pourquoi? Parce que la grande partie du maritime recouvre en fait 80% de nos importations. Donc, de ce côté-là, les chiffres n'ont pas été assez perturbés. Nous étions toujours en train de rôder autour de 20% de la partie non dématérialisée. Donc, 80% l'étaient déjà sur les autres modes de transport, comme je l'ai dit auparavant. Et donc, dans ce cadre-là, il a fallu pouvoir associer les autres modes de transport de manière à ce que tous puissent avoir le même nombre d'informations dans le système. Parce qu'il faut le dire, lorsque vous avez une partie qui n'est pas dématérialisée, une autre qui l'est, vous avez une sorte d'information qui est biaisée. Vous ne pouvez pas avoir la totalité des bonnes informations sur tout le maillon de la chaîne.
Et donc, à cela s'ajoutait donc cette difficulté. Et lorsque arrive la Covid-19, nous assistons à tout ce qui se fait, confinement, ainsi de suite, modification de méthodes de travail, télétravail pour certains, ça a dû poser beaucoup de soucis à ceux qui n'étaient pas justement dans le système dématérialisé, qui se sentaient bloqués par rapport à la sortie de leurs marchandises. Donc, nous avons dû travailler sur ces méthodes-là pour accompagner ces entreprises, créer d'autres formes de dématérialisation, justement, pour que ces entreprises-là puissent s'aligner, et c'est ce qui a été fait. Et donc, depuis 2019, on a eu 2019, nous avons eu 2020, 2021, où nous nous rendons compte que le fait d'avoir tout dématérialisé, nous avons récupéré les 20% des maillons qui restaient dans le cadre de cette transformation-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du Congo, nous sommes en mesure de fournir des statistiques sur tous les autres moyens de transport. Et dans ce fait, le guichet unique des opérations transfrontalières, qui dans l'une de ses missions est celle de fournir les statistiques du commerce extérieur, a établi, je pense que vous en avez reçu quelques-uns dans la salle, nous avons pu sortir, éditer un bulletin statistique qui permet aujourd'hui à toutes les administrations de pouvoir avoir l'information réelle. C'est vrai que, je pense que hier on a parlé de la donnée, de se dire qu'est-ce que devenait cette donnée-là stockée au niveau des guichets uniques. Eh bien, cette donnée, nous la remettons à la disposition des administrations en prenant justement des bribes d'informations sur tout ce qui peut être mis à disposition de manière à pouvoir les accompagner, pourquoi pas dans leur prise de décision. Vous avez des investisseurs étrangers qui veulent savoir à peu près quels sont le type d'importation ou d'exportation qui sont faits dans votre pays. Vous avez les administrations publiques, voire même les ministères qui veulent avoir l'information clé sur tel ou tel produit. Donc, le guichet unique des opérations transfrontalières a pris la paternité et cela fait partie justement de nos missions de pouvoir mettre à disposition ces informations-là sur tous les modes de transport. Là, vous avez à peu près les chiffres pour vous montrer exactement que cela n'a pas été un souci majeur, la Covid-19, étant déjà sur une grande partie. Les 3 autres parties ont fait que vous avez ici les chiffres pour voir, qui vous montrent à peu près que nous pouvons arriver à plus de 63 000 utilisateurs dans la base du guichet unique des opérations transfrontalières. Donc, un modèle de bulletin statistique que nous éditons tous les semestres, qui regroupe des informations pour accompagner justement ces entreprises-là, investisseurs, ministères, ainsi de suite, dans la quête d'informations, justement. Alors, il faudrait aussi dire qu'il est important pour les guichets uniques de pouvoir émettre des recommandations. Pourquoi? Parce que, étant dans ce domaine, nous nous rendons compte qu'il est important que tous les autres guichets uniques d'Afrique puissent être dématérialisés, de manière à ce que l'information qui part d'un pays à un autre puisse être identique ou puisse être identifiable pour pouvoir justement accompagner les utilisateurs. Donc, il serait important que nous puissions continuer, je pense que hier ça a été dit aussi par l'Alliance, que nous puissions continuer à œuvrer dans le sens de pouvoir accompagner d'autres pays africains à pouvoir implémenter les guichets uniques. Parce que dans le cas de l'Afrique centrale, il y a le Congo, il y a le Cameroun. Ce serait intéressant que nous puissions joindre le Centrafrique et autres pays pour pouvoir justement faire évoluer cette chaîne de transport. Donc ça, c'était la recommandation la plus importante. Merci. Merci d'être exactement à temps. Le Sénégal fera mieux. Présentation. Présentation. Est-ce que vous pouvez lancer la présentation du Sénégal, s'il vous plaît, et vous apprêtez le Cameroun après. Ok, non, c'est là, ils ont bien trouvé la présentation. Tariq,
C'est bon la présentation. Merci, merci encore une fois. Je voulais quand même avoir la présentation pour avoir un support et un fil conducteur. Donc je me présente pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première session. Donc je suis Mortal Diop, en charge du business développement en fait du guichet unique du Sénégal. Donc j'ai pris en fait le template qui avait été proposé pour les présentations pays de façon à pouvoir aller directement donc dans le sujet. Puisque le panel avait pour objet de voir un peu quels sont les impacts du Covid, mais surtout en fait l'expérience des pays à travers la gestion du Covid. Donc le guichet unique du Sénégal, en fait, je le traduis un peu à travers en fait ce diapositive qui montre simplement en fait la disponibilité technologique et l'avancement technologique, mais simplement pour rappeler que c'est un guichet unique qui a 20 ans. 20 ans de mise en place de guichets uniques, d'opérationnalisation, mais également toute l'expérience à travers en fait les difficultés et les challenges qu'il y a eu dans la mise en place de ce guichet unique. Donc je n'ai pas fait une présentation pour aller dans le détail des modules, mais beaucoup plus pour axer sur le fait qu'en fait le guichet unique est une problématique évolutive qui permet d'intégrer aujourd'hui l'ensemble des composants technologiques qui existent. Le guichet unique du Sénégal composé essentiellement de Orbus, qui est la plateforme en fait maîtresse, mais également de plateformes additionnelles comme Orbus Paiement, qui est la plateforme de paiement électronique des droits de douane, de paiement des frais, Orbus Logistique qui gère toute la problématique en fait autant en amont sur la partie gestion du manifeste qu'en aval sur la partie de gestion de l'enlèvement, mais Chorus qui est la plateforme de paiement électronique des droits de douane et taxes assimilées. Ce que je vais dire en fait ici, c'est que lors de la problématique du Covid, en fait, nous avons été beaucoup plus confrontés à la logique de comment permettre aux usagers d'avoir accès au même niveau de service en utilisant les moyens électroniques et en réduisant les contacts physiques qu'il y avait au niveau des opérateurs. Et ça nous a permis de voir comment enrichir notre guichet unique à travers la mise en place d'applications mobiles qui a été particulièrement l'orientation de l'impact du Covid sur la plateforme de guichet unique. Et donc, nous avons essayé de travailler dans des logiques d'innovation qui permettent quasiment de pouvoir maintenant passer de ce qu'on appelle de single point of entry dans la problématique de la définition du guichet unique au single point of feedback. Ça veut dire d'avoir la possibilité, à travers une plateforme unifiée, d'avoir accès en fait à l'ensemble de l'information en retour sur les problématiques en fait de monitoring de la transaction, autant la transaction dans les problématiques documentaires que la transaction dans les problématiques douanières. C'est ce que nous essayons de montrer ici en termes d'innovation, permettre à un usager d'avoir accès à l'ensemble en fait des éléments liés au ce qu'on appelle à ces dossiers, qui est l'alias unique dont on a parlé tout à l'heure, mais permettre également la possibilité même de pouvoir faire le paiement par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure sur en fait la problématique de ce que j'ai appelé Orbus Paiement, qui est la plateforme de paiement des frais liés aux frais de collecte documentaire, mais les frais également de nos partenaires. Ces innovations, nous les avons jugées relativement importantes, compte tenu que l'ensemble des usagers aujourd'hui disposent de terminaux mobiles. Et nous avons considéré aujourd'hui que je pense que le Sénégal, de son expérience de 20 ans, a déjà, à mon avis, couvert l'ensemble de la problématique de c'est quoi le guichet unique et comment il faut le mettre en œuvre. La grande problématique qu'il y a, c'est comment avoir l'adhésion des acteurs, comment permettre aux acteurs de trouver une facilitation et une facilité à travers en fait les outils qu'ils utilisent, mais sans pour autant avoir à se déplacer physiquement. Une autre des stratégies que nous essayons d'adopter aujourd'hui, c'est de suivre également l'évolution de l'administration sœur, mère, qui est l'administration des douanes. Par exemple, la douane met en place des guichets, des bureaux spécialisés. Nous avons le bureau pétrole, mais nous avons un bureau de gestion des véhicules qui est en train de se mettre en place. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est presque d'avoir des sous-composants du guichet unique, mais orientés sur des problématiques produits. Et ainsi, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle en fait une plateforme de suivi de l'importation de véhicules qui, à travers le guichet unique, permet également de suivre le véhicule depuis l'intention d'importation à travers donc une plateforme mobile, mais d'intégrer le guichet unique, mais également d'avoir la possibilité
de raccorder des administrations qui sont en aval du guichet unique, comme la direction des transports terrestres jusqu'à l'immatriculation des véhicules. Autre élément important dans le dispositif, comme on le voit ici, c'est l'intégration de l'ensemble des opérateurs mobiles dans la problématique du guichet unique. Les opérateurs de paiement, donc Orange Money, les Wave, ainsi de suite, qui sont aujourd'hui très dynamiques au niveau de nos régions et qui permettent aux gens de pouvoir faire des paiements ad hoc au niveau de certains dossiers. J'ai parlé du paiement des droits de douane et taxes assimilées. C'est pour dire simplement que on se rend compte aussi que la problématique, elle n'est pas technologique, elle est plus dans quels sont les incentives qui permettent aux gens d'utiliser ces plateformes-là. Et donc, qui est une des grandes difficultés que nous avons au Sénégal. L'autre élément, ce sont les éléments de monitoring qui permettent aujourd'hui aux administrations, autant publiques que privées, d'avoir accès à des plateformes de monitoring, donc de reporting, d'analyse de données statistiques, qui leur permettent de pouvoir avoir accès directement à travers des profils, d'avoir accès à l'évolution, autant au niveau des transactions qu'ils font, mais d'avoir accès à l'ensemble des éléments sur les performances du guichet unique de façon transparente. Dernier point, c'est l'utilisation en fait de la technologie QR pour faciliter les contrôles des données. Et donc, nous avons un projet au niveau du Sénégal qui s'appelle également From Paperless to Mobility, qui a pour objectif justement d'équiper les structures de contrôle sur les corridors de terminaux mobiles qui permettent de pouvoir, en scannant les QR codes des documents, d'avoir accès à l'alias électronique tel que présenté là. Donc, il suffit de scanner le QR code et le système vous affiche en fait l'alias documentaire qui permet d'avoir accès à l'ensemble des éléments qui sont liés à cette transaction. Je ne vais pas être plus long, c'est pour dire simplement que ça fait 20 ans qu'on fait de l'innovation, qu'on essaie en fait de suivre la tendance en termes de facilitation en utilisant les technologies modernes. Merci. Merci. Je crois que vous êtes en train de... En fait, tout le monde est en train de faire des portraits. OK, le Cameroun. Bien, merci pour la parole donnée, monsieur le modérateur. Chers participants, le guichet unique à travers ma voix et celle de mon directeur général ici présent adresse nos sincères remerciements aux organisateurs de cette conférence et surtout de l'opportunité qu'ils nous ont donnée de partager notre expérience sur ce qui a été fait pendant et après la pandémie dans le cadre des opérations du commerce extérieur. Le guichet unique du Cameroun est l'un des plus vieux guichets uniques en Afrique, si on peut pas dire, pour ne pas dire le pionnier, en termes de guichet unique physique, parce qu'il est opérationnel depuis 2000. Et depuis lors, nous avons vraiment parcouru, fait tout un voyage dans le chemin de la facilitation des échanges, la facilitation des procédures du commerce extérieur, avec une intensification du digital qui a commencé dans les environs dès 2004 et qui progressivement a fait son cours. Et aujourd'hui, on est à plus d'une soixantaine de procédures et de services qui sont opérationnels en ligne et qui permettent à l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique internationale du Cameroun qui sont aujourd'hui tous connectés à la plateforme de pouvoir exécuter leur processus. Et nous nous appuyons pour cela sur 3 piliers. Donc, il y a le formulaire unique des opérations du commerce extérieur qui est, disons, l'une des rares implémentations réussies de la recommandation 33. En permettant justement aux opérateurs économiques ou leurs représentants d'avoir ce point unique où ils soumettent les données et les documents du commerce extérieur. La plateforme se chargeant alors d'intégrer, d'orchestrer les échanges entre ces documents, entre les différents intervenants de la chaîne dans un workflow bien défini selon des critères, que ce soit la portion tarifaire de la marchandise, que ce soit le pays d'origine, que ce soit le mode de transport, etc. Donc, ces critères qui permettent donc d'aiguiller vers les administrations appropriées qui délivrent chacune à son tour les documents destinés à l'opérateur ou bien à accomplir les formalités. Nous avons également densifié l'extension de ces services-là au niveau des postes frontières internes. Donc, certaines de ces procédures sont disponibles aujourd'hui pratiquement sur toutes les frontières, aussi bien maritimes, aériennes que terrestres. Donc, maintenant,
le guichet unique, disons-le, lorsque la pandémie est arrivée, était déjà très avancé dans la mise en place du système et on était confronté, comme le Sénégal l'a dit, à un problème d'adhésion, d'adoption de ces outils-là par les opérateurs, beaucoup de résistance au changement, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la pandémie est arrivée, il y a eu des mesures gouvernementales qui ont été prises. Déjà au niveau gouvernemental, il y a eu des mesures de fermeture de frontières, des réductions des déplacements des êtres humains, des acteurs qui ne pouvaient plus venir au bureau, etc. Ça a obligé les uns et les autres de pouvoir donc adopter des nouvelles façons de travailler pour ne pas perdre, avoir des pertes énormes dans leur business. Nous avons notamment le gouvernement qui a aussi pris des mesures incitatives pour faciliter notamment l'accès à tout ce qui devait permettre de lutter contre la pandémie. Donc cela avait un impact direct sur les procédures pour le guichet unique et il fallait s'adapter assez rapidement, revoir les procédures, intégrer les nouvelles règles de gestion qui ont été définies par le gouvernement pour permettre que ces procédures puissent se faire de manière électronique. Sur le plan sectoriel, on a eu des mesures qui ont été prises au niveau de la communauté portuaire pour accompagner les uns et les autres à mieux encaisser le coût de la pandémie sans arrêter les services au niveau de la chaîne logistique. Et c'est ainsi, par exemple, qu'au niveau du Comité national de la facilitation de l'échange, il a été adopté un plan de continuité d'activité au niveau des frontières pour ne pas que le pays se retrouve asphyxié en termes d'approvisionnement, surtout en produits de première nécessité. Il y a également eu des mesures, ces mesures ont également eu un impact sur les pays tels que la Centrafrique et la RCA, parce qu'avec la réduction et la fermeture des frontières, les chauffeurs ne pouvaient plus traverser les frontières pour aller faire des livraisons ou aller prendre les marchandises pour les exporter. Donc, du coup, il a fallu trouver très rapidement des méthodes pour faciliter ces accès-là. Donc, comme on l'a dit, toutes ces mesures ont eu pour conséquence une reconfiguration un peu de la chaîne logistique internationale au niveau du Cameroun par une intensification de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et au niveau du guichet unique, on était obligé de suivre parce que sinon, étant donné que nous avions déjà atteint le point où toutes les transactions, import, export et transit, se déroulent sur la plateforme du guichet unique, on n'avait pas le droit d'avoir une régression ou ne pas s'adapter pour l'accompagner. Et dans cet accompagnement, nous avons dû, déjà au niveau du guichet unique, réduire les présences effectives des agents, prendre des mesures pour accompagner le télétravail, notre hotline, notre service d'assistance. On était obligé de trouver des solutions comme mettre en place des modules de formation en ligne, intensifier des webinaires pour pouvoir vulgariser les meilleures pratiques, donnant les meilleurs outils aux opérateurs pour qu'ils puissent tirer le meilleur profit de toutes les procédures qui étaient en ligne. Mieux encore, les administrations qui étaient un peu réfractaires à l'intégration dans certains process, nous avons l'administration des douanes, nous avons les administrations techniques, ont dû accélérer le processus d'intégration pour permettre justement à leurs agents de travailler et de délivrer les documents depuis la maison. On a les services phytosanitaires, les services sanitaires qui étaient directement concernés par les produits qui devaient quand même entrer ou bien les personnes qui devaient circuler au niveau de frontières. Et nous avons dû nous adapter à ce niveau-là. Ces mesures ont eu également une autre conséquence, c'est que l'accompagnement que nous avons fait, nous avons constaté quand même que dès le troisième mois après la déclaration de la pandémie et des fermetures de frontières, on a constaté une croissance un peu plus importante du nombre de dossiers qui étaient traités au niveau de la plateforme. Cela a été dû notamment à l'intégration des nouveaux flux qui étaient traités manuellement, qui devaient désormais passer par la plateforme, l'extension des services que nous étions en train de faire au niveau de certains postes de frontières qui ont entraîné cette croissance des services. Et nous avons évidemment dû nous adapter pour pouvoir répondre à la montée en charge. Et cette optimisation des processus a continué. Nous avons dû revoir nos processus pour
accélérer la généralisation du formulaire unique sur l'ensemble de la chaîne logistique. Aujourd'hui, il nous reste à attaquer la partie de l'enlèvement, qui est l'un des derniers maillons sur lesquels nous sommes en train de nous déployer aujourd'hui. L'optimisation des technologies de l'information et de la communication. Donc, on a dû renforcer la mise à jour des informations au niveau des portails d'information commerciale. Le comité national de facilitation des échanges a dû nous accompagner pour pouvoir mettre en place d'autres canaux de communication pour apporter l'assistance. Des canaux WhatsApp, des groupes WhatsApp ont été créés, ainsi de suite, pour apporter une assistance un peu plus de proximité. Et bien entendu, nous continuons avec les mesures pour simplifier davantage les procédures au niveau de l'importation des marchandises au niveau des frontières. Donc voilà ce que nous avons jugé utile de partager avec vous dans le cadre de la thématique qui a été proposée, et nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Merci. David. Thank you, moderator, and good afternoon to all. Let me also take this opportunity, like my colleagues, to indeed thank PortNet and the National Port Authority for putting together this very wonderful conference for the second time in a row, having been here in 2015, and now we are here again in 2022. So again, to thank the government or the Kingdom of Morocco for hosting us so well. I will be delving a bit into what we, the single window operator in Kenya, have been doing. A number of things I'll mention. Of course, when it comes to COVID-19, I could probably identify three big things that we have been able to achieve, especially given the experience that we had during the period. One of the big things, for example, we were able to do is to fully automate cargo release. This means that as we speak now, you do not need to submit any hard document for your cargo to be released. Our integration, that's the integration between the single window and the custom system, ensures that if, for example, you need a clearance from a government authority or a regulatory authority or a government agency, the government agency releases your consignment on the single window system, which is communicated to the custom system, and the customs then releases your cargo without you necessarily submitting any document. The other big thing that we were able to achieve during this process, of course, is the automation of various processes and procedures for government. We have seen government agencies involved in export and import processes automating their processes from a low figure of about 14% when we started implementing the single window to a level of 95%. I think we almost have every other government agency on the single window system, which has been a result more of, again, looking at what COVID did. Every other government agency involved in this process was now clamoring to be on the single window system. Of course, we've also introduced more payment options so that importers and exporters then have different options through which they make payment for various services that are available on the single window system. We've gone beyond that, and the other thing that we're doing is to simplify the export and import procedures. We discovered that it was one thing to automate the processes and procedures as they are, but then it was another thing to make them easier. So we have initiated a process of simplifying the existing processes and procedures to make it easier for the business community to transact or to carry out business. So Kentrade is a single window operator in Kenya. We were established in 2011 and we operate under the National Treasury or the Ministry of Finance. We are 100% owned by government, and our mandate is to facilitate trade and of course to manage the single window system. Until recently, we were operating under what we call a presidential order, but now we have an act of parliament which was passed by our parliament this year. So we are fully established. We have a strong backing of the law now. We have an act of parliament 2022.
just like any other single window operator. Before the single window was established, we had numerous government agencies located at different places, and it required that you run to all these government agencies to procure certain services so that you're able to import and export. Right now we have over 40 government agencies on the system, and we have implemented our single window in line with recommendation 33 of UN CFACT. In terms of, again, the statistics, we have over 16,000 users on the single window system. We have over 40 government agencies operating on the system. We have a number of government agencies who have systems. And for these government agencies, then we have integrated their system with our system. But in terms of access, you have to access the services for these government agencies through our system. Last year, we processed about 1 million permits on the single window system, and on average, we do about 700,000 transactions every year. As I did indicate, one of the big things that Kenya has been able to achieve with the single window system is automation. We are seeing that 40 old government agencies, save probably 2 or 3, are now on the single window system, and automation has gone up, to about 95%. This basically shows some statistics, and when you see the year 2020, the number of permits processed declined essentially because of COVID-19, but thereafter we are seeing 2021 the figure has gone up to 790,000, and 2022 we are already at 1 million. So you can see the uptake of the single window system in Kenya is relatively high. When you look at permits that relate to export and imports, you can see the categorization with more permits being issued for imports. For good reason, most of us are net importers, so you note that we have more permits being issued for imports. And of course, it's best practice that we should, as much as possible, limit the permits required to export. Being an export strategy for a country, then we need to reduce that. So basically, these again are statistics just to show the usage of the single window system. In terms of other things that we're able to pick from our single window system, we are able to monitor the time it takes for government agencies, for example, to process permits. This figure shows, or this diagram shows that more than 60% of government agencies who are on the single window system are taking, less than 24 hours to process a permit. You have about maybe 20% taking 48 hours and below. Then the rest are taking slightly more because of reasons that relate probably to inspection, etc. This basically shows the revenue collection. One of the big things, again, that we were able to achieve with the single window system is that revenue collection, both for the national government and for government agencies, has gone up because of compliance. One big thing that you realize with the single window system is that you are unable to manipulate a HS code. It is configured in the system, and there's no way you can manipulate that to pay lower fees. Again, in terms of cargo clearance through the port, it has gone up since we started implementing the single window system, and these are figures that we are now able to capture with the single window system and share with our clients. Noting again the time spent for cargo at the port, there's a decline and improvement of about 72%. Again, thank you to the single window system. Again, this is what I just mentioned about our integration with the customs system. This allows a full automation of the release process of cargo in the country. So you really don't need to, to submit any hard copy document. All the processes are now automated, and with these, including the payment process, you can make payment for the various services you want, and you can submit all the documents online and have your consignment released online by the various authorities, and that saves time and cost. We have also provided a dashboard. You as an importer or exporter, you're able to look at this dashboard and you can tell where your permit is stuck or which government agency is holding onto your cargo. We're also able to track as an agency to determine which other government agency spends how much time with what consignment. And of course, this helps us as a trade facilitator to reach out to these government agencies and to follow up on them.
to understand exactly why they're holding on consignments or delaying the cargo release processes. So this is a dashboard that is available. We are right now upgrading our single window system. It has been in existence since 2011. With Crimson Logic, our partner, we are upgrading the system to make it more user-friendly and to make it more versatile. Things that we've introduced with the new single window system is business intelligence tool, basically to help, especially in terms of tracking, the movement of cargo along the northern corridor, getting statistics, providing a dashboard, to ensure that, cargo on the northern corridor that runs from Mombasa all the way to DR Congo is able to be, processed and follow up easily. Of course, then the business tool also will help us in terms of decision making and analysis. And of course, for us, we're also looking at it as a possible source of revenue. The other module that we've introduced as an improvement to our single window system is the risk management module. We discovered that most government agencies do not have a risk management module, requiring them that that they more or less verify almost every other consignment. But now with the risk management module and the, the configurations that is necessary to determine or to identify, the risky client and the non-risky client, and to be able to determine what cargo goes through the, the red or the green channel, we are believing that the risk management module, which we implementing now, will be of use to the government agencies. We have also implemented the maritime single window system to automate the, the ship to shore processes, and we are now at the final end of onboarding the last government agencies that are not yet on the maritime single window system. The info trade portal we are implementing, or we have a portal that documents the step-by-step procedure of importing to the country. We've gone beyond that, and the other thing we are doing is simplifying all those processes. Right now, we've documented 101 processes, and now we are simplifying those processes that we believe are complicated. And one way we are using in terms of determining what is to be simplified or prioritized is looking at how much trade is carried out, or how much we are trading with such commodities. Basically, that's in a nutshell. There's a lot to say, but in a nutshell, that is Ken Trade. Ok, on va avoir une dernière très courte présentation des amis de Veritas, et après, j'aimerais passer à l'audience pour quelques questions et clarifications. Merci, allez-y. Oui, si vous pouvez mettre la vidéo, s'il vous plaît. For 190 years, Bureau Veritas has supported and enabled its clients, helping them achieve compliance and deliver goods and services that meet technical and regulatory requirements. Throughout the decades, Bureau Veritas has always kept clients' best interests at heart in reducing risk. Today, marking 10 years since the company's initial public offering, Bureau Veritas has reached an even more international presence and leadership positions on new markets. Capitalizing on its extensive experience in quality, health and safety, environmental protection, and social responsibility, Bureau Veritas is now moving forward to better serve society's fast-evolving aspirations. Driven by society, we acknowledge the challenges of growing urbanization, anticipating the need for safer, smarter cities for 600 million urban people by 2030. Driven by society, we comprehend the growing needs of an expanding global population, foreseeing the need for secure and reliable agricultural productions for a population of 9 billion humans by 2050. Driven by society, we understand the impact of climate change, preempting the need to ensure that 1/3 of the global population has access to cleaner energy by 2030, while supporting our clients in the efficient management or conversion of their existing assets. Driven by society, we embrace the risks associated with digitalization and the value of securing what could reach $430 billion worth of personal data by 2020. Driven by society, we work ever more closely with our clients, addressing today's crucial challenges and answering society's deep-lying aspirations.
In supporting continued digitalization and the development of revolutionary materials and technologies, Bureau Veritas is proud to go beyond business expectations and impact the lives of millions in a positive way. We are Bureau Veritas, a business to society company that contributes to bringing profound change to the world we live in. Vous allez me demander quel est le rapport entre Bureau Veritas et le guichet unique. Tout d'abord, merci pour l'organisation, Madame la Présidente, les directeurs, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois un honneur et une grande joie d'être aujourd'hui, donc au nom de ma collègue Bouchra et moi-même, on est ravis d'être parmi vous et de partager notre expérience. On va aller directement dans le vif du sujet. Bureau Veritas est un tiers de confiance. On n'est pas éditeur de logiciels, on n'est pas inventeur de technologie, mais on est capable d'associer le bon partenaire technologique pour répondre à une problématique au service du client. Et on vise les clients qui cherchent ou qui y aspirent à un développement et à un progrès au niveau sociétal. Raison pour laquelle on a travaillé au Maroc. On est présent depuis 1902, BV Maroc. Et juste avant la crise de Covid-19, le gouvernement nous avait retenu ou sélectionné avec d'autres prestataires dans le cadre de l'externalisation de la vérification de conformité. Un programme qui est assez important pour la protection du consommateur, la protection, la lutte contre la fraude et l'originalité des produits. Donc, pour faire court, c'est ma collègue qui a géré ça de A à Z et c'est en quelque sorte un témoignage de réussite qu'on a mené conjointement de très près avec PortNet et qui a ouvert la voie à tous les prestataires dans ce domaine sur le marché du VOC de suivre le même principe. Bouchra. Bonjour à tous. Je remercie d'abord PortNet de nous avoir réunis dans un événement au moins en présentiel, parce que je pense qu'après 2 ans d'absence, ce contact humain nous a tellement manqué. Donc encore merci une fois. Alors, je suis là vraiment pour partager un témoignage, une expérience vécue avec PortNet, dans le cadre justement, pour compléter ce qu'il a dit mon collègue, dans le cadre du programme de contrôle de conformité, dont Bureau Veritas est mandaté au niveau du Maroc. Je n'oublierai jamais le démarrage, c'était un démarrage très très difficile. Mais en face, on a trouvé quand même des équipes très très engagées, des équipes qui répondent à chaque fois favorablement à démarrer le programme. Donc, il a été décidé en tout cas, on connecte nos systèmes et qu'on passe justement avec le partenaire de PortNet. Nous avons démarré en fait les travaux et c'est vrai, après quelques mois, on s'est retrouvé avec un contexte Covid où chacun devait trouver ses moyens pour gérer un peu l'aspect opérationnel. Et j'avoue aujourd'hui que on n'a pas du tout senti une coupure. On a une continuité, que ça soit au niveau de la planification de nos visites sur le terrain, donc qui passe forcément par PortNet, sur le paiement en ligne. Donc, on était moins contraignant de courir aussi derrière pour être payé. Et ça, franchement, je remercie infiniment PortNet pour cette contribution à la réussite de ce démarrage. Je dirais que c'est pas encore fini. Donc le train est toujours en marche. Donc nous avons d'autres projets en continuité avec PortNet et d'ailleurs que je salue encore une fois. À chaque fois, ils répondent favorablement pour une idée ou pour une suggestion qui va amener le programme d'une manière générale à une amélioration continue. Et je pense la liste, il y a une feuille de route qui a été arrêtée sur laquelle on est en train de travailler pour du court et moyen terme. Encore une fois, merci. Et merci à PortNet pour tout ce que vous faites pour les acteurs économiques et pour tout ce que vous faites pour notre cher Maroc. Voilà, merci à tous. Merci à tout le monde.
J'espère que les organisateurs vont nous donner 10 minutes pour pouvoir échanger. Je dois commencer par dire que je suis impressionné que les 6 pays africains qui ont présenté leur expérience cet après-midi nous ont montré qu'en fait, il y a des pays en Afrique qui maîtrisent la problématique des guichets uniques. Il y a des pays qui ont mis en place des guichets uniques et ont su, le moment venu, devant une crise. Déjà, le dispositif qui était là était assez résilient pour pouvoir gérer la crise. Et de deux, les pays ont réagi positivement et ont utilisé même la crise comme une opportunité. Donc, je crois que c'est un élément qui pourrait ressortir comme conclusion de cette conférence, que en fait, on est en train d'y arriver. Cela étant, en attendant les questions, j'ai les miennes que je souhaiterais peut-être poser aux présentateurs. Un aspect qu'on a discuté depuis hier, c'est la dimension ressources humaines. Parce que ce qui est clair, c'est que les aspects technologiques et autres sont assez maîtrisés, mais que quelques-uns d'entre vous ont parlé de ce que vous avez fait par rapport aux utilisateurs. J'aimerais peut-être ceux qui peuvent nous dire en fait clairement comment est-ce que les usagers ont été, est-ce qu'ils sont satisfaits autant que vous l'êtes comme gestionnaire des guichets uniques. Le Congo a parlé de la prédominance de l'informel et de ceux qui n'ont pas été connectés, mais je n'ai pas senti, et j'aimerais peut-être avoir l'opinion des autres de comment est-ce que vous avez géré l'informel et les gens qui ne sont pas connectés. J'ai bien aimé aussi, bon, entre autres, les innovations que le Sénégal a introduites. C'est une longue liste, je vais revenir au Cameroun tout à l'heure. Donc j'aimerais aussi peut-être savoir les innovations que le Sénégal a présentées. Les autres n'en ont pas parlé de la même manière. J'aimerais si les autres peuvent peut-être réagir et nous dire si les mêmes éléments ont été appliqués chez eux. J'ai bien aimé aussi la problématique de la fiche unique du Cameroun. J'aimerais peut-être aussi voir si les autres guichets uniques ont le même processus. Et donc, je peux m'arrêter là parce qu'en fait, l'autre élément qu'on a discuté hier, c'était la problématique de l'intégration régionale. Okay? On a une très bonne idée de ce qui s'est passé dans les pays côtiers qui sont ici, mais peut-être quand vous reviendrez, dites-nous un peu plus quels sont les défis qui a amené les pays enclavés au même niveau que ceux avec frontières maritimes. Avant de passer aux panélistes, j'aimerais peut-être savoir s'il y a d'autres personnes dans la salle, je souhaite qu'il y en ait, qui ont des commentaires à faire. J'aimerais peut-être savoir s'il y a des gens qui travaillent dans des pays qui ne sont pas sur le panel, s'ils peuvent nous dire en un mot ce qui s'est passé dans ces pays-là, ça nous permettrait d'avoir une discussion un peu plus riche. La parole est à qui veut la prendre. Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. En fait, oui, juste un commentaire, parce que nous, au niveau du ministère du Commerce au Maroc, nous avons vécu tout ça avec Madame AACE, l'équipe de PortNet, donc depuis la création, le développement horizontal, c'est-à-dire la couverture de plus en plus d'agences ou de services publics,
et un développement vertical pour le développement de plus en plus d'outils informatiques. Le plus dur, c'est quoi? C'est beaucoup plus le développement horizontal, parce que le développement vertical, c'est beaucoup plus des algorithmes, c'est des techniques informatiques qu'on développe, des mises à jour qu'on fait, des acquisitions de matériel nouveau, etc. Ça, c'est une affaire purement interne. Mais c'est beaucoup plus la question du développement horizontal. Je crois tous les guichets uniques qui sont là, ils sont passés par là, et je suis pratiquement certain que la notion de guichet unique intégral n'est pas encore totalement atteinte par aucun des présents ici. Lorsque je dis intégral, c'est-à-dire un seul point d'entrée et un seul point de sortie pour tout ce qui est procédure, y compris douanière, y compris contrôle, y compris paiement, y compris bancaire, y compris la totalité des procédures. Nous aussi au Maroc, tout à l'heure, c'est-à-dire l'a dit, on a presque, mais on n'est pas encore à la totalité. Pourquoi presque? Parce que, quelle que soit la situation, je crois qu'on a toujours, on pense d'abord à dématérialiser par rapport aux procédures les plus généralisées. Qu'est-ce qui est le plus généralisé? Chez nous, par exemple, les titres d'importation, on en a pratiquement 1 million par an. Les déclarations douanières, ça c'est pour tous les marchandises. Par la suite, on a des catégories. On a le e-phyto. Ça concerne que le produit où il y a les contrôles phytosanitaires. C'est un peu moins important. Les contrôles des produits non agricoles, pour simplement les produits où il y a des normes obligatoires à respecter. Donc c'est une sous-catégorie de produits. On inclut au fur et à mesure. Et ça, c'est une autre agence qui fait le contrôle. Il y a les produits de l'ONSA, chez nous, l'Office de contrôle des produits agricoles, etc. On peut continuer. Il y a parfois des institutions où il y a une petite catégorie de produits. Vous parlez du système harmonisé tout à l'heure. Donc, si on prend le système harmonisé, le chapitre 30, c'est les médicaments. Ben, les médicaments, il y a tout un contrôle pour l'importation, pour l'exportation, et mais il y a c'est un chapitre. Donc, je dirais peut-être toute l'opération de contrôle touchera 1 ou 2% des opérations du commerce extérieur. Non, maintenant, on est en train de travailler avec le ministère de la Santé pour inclure ce contrôle également, avec ces procédures à l'importation. Pour chaque opération d'importation, il y a un certain nombre de procédures pour les médicaments. Donc, on est en train d'élargir. Et là, où il y a le problème, c'est que c'est pas simple. Élargir, c'est-à-dire inclure des procédures qui étaient entre les mains d'une certaine institution, d'une certaine administration, d'abord les dématérialiser, en plus les dématérialiser dans le cadre d'un guichet unique, c'est comme si vous enlevez quelque chose à des personnes, c'est très difficile. Il y a d'abord, il doit y avoir une volonté politique, une volonté forte pour pouvoir aller dans ce sens. C'est ça ce qui est le plus important, y compris même pour l'intégration régionale, parce que toute l'intégration, la connexion, c'est une question d'algorithme également, mais il y a en dehors une question de volonté des parties de s'interconnecter, et lorsqu'on dit interconnecter, veut dire reconnaissance mutuelle de ce qu'on échange. Et ça, c'est également une affaire de volonté politique. Merci. Je m'excuse de vous... OK, est-ce que je peux avoir d'autres personnes? L'Éthiopie, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été discuté? Quels sont les bénéfices pour l'Éthiopie? Les gens de la GPAO, ils sont encore dans la salle. J'aimerais avoir une réaction de leur part. Mes amis ivoiriens aussi.
Ethiopia, you want to say something? Please. Thank you very much, Mr. Moderator, and let me applaud the panelists for the excellent job that has been done. In particular, my brother from Djibouti, who is the CEO of the Port Authority there and the Free Trade Area. They are very important for Ethiopia. As you know, Ethiopia is a landlocked country, and Djibouti is our main outlet. Equally, we are also important to them. For so many decades, we have been using. Naturally, they are very close boundary to us. So we are almost, we share a lot of things together. We have common people. The people in Ethiopia share the same thing that the people of Djibouti possess. Equally, the people of Djibouti share what we have. Sometimes I talk to the ambassador, by the way, ambassador of Ethiopia to the Kingdom of Morocco, and I talk to the ambassador. I tell him, I say to him that we are two countries, but the same people. So there are so many things we share together. So the port is very, very important one, and I'm very, very glad that the port is being automatized. It is being addressed our giant traffic, incoming and outgoing Ethiopian traffic. It's a 100 million population, very growing economy, a very growing purchasing power, a powerful economy, one of the powerful economies in the Horn of Africa, in East Africa. Of course, we have our brothers from Kenya, very important country. So we are also expanding our port access to Port of Moyale, through Moyale to Port of Mombasa, to Barbara. So to Sudan, Port Sudan, etc., etc. So it's a giant economy, but also needs a lot of ports. And at present, like Warsama from Djibouti said, 85% of our incoming and outgoing traffic is served by Port of Djibouti, and they are up to standard. We have no complaint. We are very happy. Keep it going. I salute you. Thank you, sir. Yeah, thank you. It's important to hear the views of people from the hinterland, because it's not only for the coastal country. Yes, please. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour. D'accord. Un peu court. Donc, Jaïd Ahmed, donc je suis un ex-directeur des douanes du port de Casablanca et ex-responsable de la facilitation au niveau de la douane marocaine. Tout ce qu'on fait là, toutes les problématiques et les thèmes que vous avez discutés au cours de ces derniers jours, c'était à propos c'était dans un objectif de compétitivité et de réduction de coûts lors de passage en douane. Des marchandises importées, je reste ça. Et parmi les indicateurs sur lesquels nous avons travaillé ensemble, toute la communauté, parce qu'il y a plusieurs intervenants, c'est de réduire ce délai, et notamment le délai de séjour, ce qu'on appelle le délai, c'est-à-dire depuis l'arrivée de la marchandise jusqu'à ce qu'il quitte le lieu de dédouanement ou le port. Alors, des solutions pour réduire ce délai-là, c'était d'abord le rôle de guichet unique pour la coordination des interventions, des visites, la programmation et les interactions avec les différents organismes, la dématérialisation, c'est un certain nombre de choses qui ont été faites, c'est bien. Aujourd'hui, donc, cet arrêt dans son intervention a ajouté une chose, c'est cette idée de notation des intervenants en termes de coûts, qu'ils doivent assumer cette responsabilité. Je crois que l'idée est bonne. C'est l'idée derrière, j'ajouterais qu'elle va créer quand même un contexte d'émulation entre les différents intervenants pour qu'ils soient tous compétitifs. Je ne sais pas comment il peut réagir en fait à l'idée de généraliser cette notation à l'ensemble des intervenants, qu'ils soient publics, tous les organismes de contrôle, douane, autres organismes publics de contrôle, ou les agences qui interviennent au niveau pour créer cette esprit. Et la deuxième piste,
Aujourd'hui, donc, tous les intervenants, chacun dans son coin, doit faire preuve d'imagination, d'innovation et créer de nouvelles facilitations. Et parmi les facilitations, et c'est une recommandation internationale, c'est le contrôle anticipé. Donc, il y a 2 jours, la douane marocaine a lancé la généralisation du contrôle anticipé à l'importation. Qu'en est-il des autres organismes? Est-ce qu'il ne peut pas procéder à ça? Je parle des autres organismes qui interviennent au niveau du port pour des marchandises soumises à leur contrôle à l'arrivée et non pas à l'étranger. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière personne quelque part là? Oui, bonjour. Donc, voilà, je suis là. Ahmed Bouingal, consultant en import-export. Donc, je pense que je vais partager le même message de l'année dernière dans un événement avec les ambassadeurs africains. Sincèrement, le problème qu'on trouve comme des consultants en import-export, quand on fait l'accompagnement des investisseurs et des sociétés d'import-export en Afrique, c'est qu'on n'a pas l'accès à l'information. Donc, pour beaucoup de pays en Afrique, on ne trouve même pas les informations nécessaires, ni le site de la douane, ni le site du ministère du Commerce et de l'Industrie pour avoir des informations, pour faire des études de marché. Alors, on a 55 pays en Afrique, 35 pays qui ont signé l'accord de facilitation des échanges de l'OMC, presque 15 pays qui ont déjà le guichet unique, ou bien single window, ça veut dire 27% de la totalité des pays en Afrique. Le problème, c'est que la majorité des pays qui sont membres à l'Union africaine, ils ont signé l'accord de la ZELCAF, donc l'accord de libre-échange, mais ils n'ont pas encore un guichet unique et l'information, elle n'est pas encore digitalisée. Donc ma question à l'Alliance africaine pour le commerce électronique, quelle est votre stratégie pour actuellement et pour les prochaines années pour pousser, pour motiver ces pays à faire des efforts pour la digitalisation? Je pense que le Maroc et d'autres pays comme le Sénégal ont une grande expérience. Et nous sommes tous là pour aider nos chers pays ou bien nos chers amis en Afrique pour aller loin, tout ce qui est digitalisation. Je pense que c'est tout. Donc la question elle est claire. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière? Sinon, je vais demander aux panélistes de réagir. J'espère pouvoir ne pas créer un problème à nos gars. Que toutes les présentations riches vont être mises à la disposition de tous les participants parce que je crois que c'est très important de les avoir et d'envoyer aussi aux pays qui ne sont pas représentés et de leur, peut-être pour commencer à répondre à la question, de dire aux pays qui n'ont pas de guichet unique que c'est faisable. Il y a des initiatives en Afrique qui sont en train de marcher et qui peuvent aussi joindre. Et j'espère peut-être que de manière plus officielle, l'Alliance pourra aussi répondre à ces questions avant qu'on ne se sépare demain. Donc, si je peux maintenant demander aux panélistes de choisir, je vais repartir dans... Peut-être, oui, je repars dans l'ordre tout à l'heure. Just pick any answer you want, any question you want to answer. If we can keep it to 1 minute. Thank you. Thank you, Dominic. Thank you, please. I would like to add a few things on what has been said on single window and port community system implementation. From our experience, the aim is not to do everything or to digitalize all different documentation, everything basically, because each country is different and we have our own priorities. For example, in Djibouti, we are a transit country. Our export, numbers are negligible, basically, compared to our imports and our transit numbers. So for facilitating the processes, we have prioritized import and transit documentation.
So each basically country has their own priorities in terms of implementation, and that they know where to start and what to put forward. And the second things I wanted to add was about the actors of the port community or the stakeholders of the port community. You know, for the processes, it's not all customs and port. Basically, you have a lot of actors that intervene at different points in the process of the logistics chain. What we have, for example, let's take an example in Djibouti, you have the trucks coming from Ethiopia. These trucks, they come in Djibouti, and there is a customer waiting for them in Ethiopia, and they stay 3 to 5 days. They try to find like additional work, transportation between the free zone and the port, while the customer is waiting for them in Ethiopia. So, how to solve this problem? What we found out was that the government cannot do everything, cannot block these truckers from doing this transportation work. But what we did was transparency. We provided to the Ethiopian final importers the ability to track whatever this truck is doing. Basically, they can see from the gate out of the port when their truck has gone inside the port and what they have transported. And they have then the ability to influence their own trackers and say, okay, guys, I can see you went to the port, but you're doing something else. Please take care of my goods. And this is a way we found to indirectly improve our port community efficiency. For this, what we do is that we have integrated all the different processes, and we provided for the end users a way to track them. They then self-regulate.
le deuxième, c'est que le deuxième volet de mon intervention concerne davantage la notion de l'écosystème de guichet unique. Aujourd'hui, quel que soit l'angle sous lequel on aborde la question de guichet unique, nous sommes sur une problématique de traversée de frontières. Et dans la traversée de frontières, il y a 3 temps majeurs qu'on connaît, c'est-à-dire l'étape de mise en douane, l'étape de dédouanement et l'étape d'enlèvement. Et malheureusement, ce sont 3 phases qui communiquent très peu et les guichets uniques entendent davantage apporter des solutions pour faciliter l'échange de données et de documents entre ces 3 maillons. C'est-à-dire l'absence d'information est l'élément essentiel de la contre-performance qu'on rencontre dans la plupart des pays africains. Et donc, pour y arriver, il faut donc que chaque acteur de ces 3 phases-là comprenne que nous sommes dans un environnement de collaboration et non dans un environnement de leadership imposé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la douane ne peut pas dire que si moi j'améliore mes processus, j'ai la garantie que la marchandise ne va pas mettre du temps à la frontière. La preuve, c'est qu'au Cameroun, la procédure de dédouanement, c'est 1 jour, mais les délais de séjour de la marchandise avoisinent les 20 jours. D'où proviennent les 19 autres jours? C'est effectivement les autres acteurs dont la collaboration en termes d'échange d'informations avec la douane est extrêmement complexe, extrêmement diverse. Et il y a un travail de pédagogie énorme à mettre en place entre ces différents acteurs pour qu'ils comprennent que l'on n'est pas dans de la compétition de procédures, mais une collaboration de procédures. Et c'est ça qui permettra donc au guichet unique d'avancer. Le dernier point de mon intervention, c'est sur les indicateurs de performance. Parce que les indicateurs de performance sont ceux-là qui permettent de prendre les bonnes décisions et d'améliorer un processus. Dans le cadre de la chaîne du commerce international, on s'est appuyé pendant, à mon sens, trop longtemps sur des indicateurs qui ne correspondent pas nécessairement au contexte africain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez en train d'être évalué par un indicateur doing business, par exemple, qui vous dit on va faire une évaluation à l'importation des pièces détachées. Bon, vous êtes un pays qui n'importe pas de pièces détachées ou bien qui n'a pas une chaîne de consommation de pièces détachées importante. Vous êtes évalué par rapport à tous les autres sur cette performance-là. Et du coup, vous allez passer le temps à faire des efforts pour améliorer un processus qui n'est pas le vôtre. Et donc, c'est important que nous arrivions donc à travailler pour chaque pays, à avoir des indicateurs qui correspondent au flux du commerce extérieur, qui correspondent au contexte du pays. Et nous pensons au niveau de l'AACE, mettre un accent particulier pour que les indicateurs de performance qui sont logistiques, qui sont administratifs, qui sont procéduraux, au niveau des pays membres et pays africains, qu'on puisse arriver à trouver des dénominateurs communs qui pourraient permettre effectivement à l'Afrique de faire un gain qualitatif dans les procédures. Merci. Thank you. 2 areas on the AACE and in terms of getting more countries implement the single window system. Kenya happens to be the president of the executive committee of the African Alliance. And during our stay in Morocco, we have just approved our strategic plan for the African Alliance for the period 2022 to 2024. And one of the big things that indeed we've noted is that the uptake of the single window has been low. And some of the strategies that we have agreed that we're going to deploy includes holding conferences, single window conferences in countries that are not or have not implemented the single window system, so that we're able to entice them and to encourage them to implement the single window system. We've also agreed that we'll provide support. All these team members here are technical people and experts in single window implementation, and we've agreed that we're going to extend technical support to countries that would want to implement the single window. Equally, the aspect of knowledge sharing, we've agreed that with the current virtual platforms that are available, we'll be holding more technical engagements with these countries so that we're able to support them in implementing the single window system. We've also agreed that we'll work very closely with the regional economic communities, for example, COMESA, WAEMU, ECOWAS, and others, so that we can get these economic communities working with us in terms of getting other countries to implement the single window system. So that is what we've agreed as a strategy,
going forward and as AAEC. There was a question in terms of, or a question on what do you do with government agencies that are not on the single window system. Kenya, we have been lucky because there was a presidential directive that every other government agency involved in export and import processes must be on the single window system. So we use that presidential directive to ensure that every other government agency that is involved in export and import processes is on the single window system. The government means well for the people, but at times you have to force them to take something good. So political leadership is quite critical when it comes to the single window system. And of course, the issue of sustainability. As you implement the single window system, the first thing you need to ask yourself is, how are you going to sustain that single window system? Thank you. Can you really make it 30 seconds? No, very short. I'm not, do speak, but let's keep it very short. Okay, very short. Mon intervention, en fait, elle va être sur la question du contrôle anticipé. C'est vrai que pour le contrôle des importations aujourd'hui, on n'est pas à ce stade, mais je trouve quand même c'est très indispensable que les organismes de contrôle doivent coordonner leurs visites. Parce que des fois, on trouve qu'il y a une visite de la douane, après il y a une autre visite d'un autre organisme, et ça pénalise l'importateur de présenter sa marchandise 2 fois au contrôle. Donc aujourd'hui, PortNet nous permet d'avoir une visibilité sur la planification de la douane au niveau de PortNet, chose qui n'est pas malheureusement généralisée dans tous les bureaux de contrôle. Donc ça serait vraiment très opportun de généraliser en fait cette pratique et d'éviter à l'importateur de présenter sa marchandise 2 fois pour le contrôle. Voilà. Ok, je ne peux plus chercher à résumer parce que vous allez m'accuser de vous empêcher d'avoir votre petit déjeuner. Si on pouvait applaudir pour ces guichets uniques, ces panélistes, parce qu'ils nous rendent fiers que l'Afrique est en train d'apprendre la problématique des guichets uniques. Félicitations. Ok, bon appétit.
un petit peu l'organisation de cet événement, donc veuillez vous asseoir. Ah non, vous pouvez bien sûr rester. Désolé pour ce retard, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette belle édition de Smartport Challenge by ANP, dont sa cérémonie de clôture et de remise des prix, plaçant l'innovation au centre de ses préoccupations comme levier de croissance et de génération de valeur au bénéfice du secteur portuaire et de sa grande communauté. L'Agence nationale des ports, fédérateur de la communauté portuaire, a engagé en partenariat avec le Guichet unique national du commerce extérieur PortNet un plan d'innovation au bénéfice du secteur baptisé Smartport Challenge. Et ce, de concert avec les différents acteurs de la communauté portuaire afin d'accélérer la dynamique de croissance, le développement des services novateurs et l'optimisation des processus portuaires. Mesdames et messieurs, la parole est à Madame la directrice générale de l'Agence nationale des ports et présidente de PortNet et ça, Madame Nadia Laraki, sous vos applaudissements. J'étais en train de dire à mon ami, je suis désolée, Mounir, que est-ce qu'il en a pas marre de m'appeler à cette tribune à chaque fois. Merci encore, merci pour ton accompagnement. Hein. Je sais que tu tiens vraiment à l'heure, mais on est arrivé à l'heure, à 3h30 tapante, en tout cas selon ma montre. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette cérémonie de clôture du Smartport Challenge 2022, organisée par l'Agence nationale des ports, le Guichet Unique PortNet, en partenariat avec l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges. Ce concours annuel d'innovation, ouverte et collective, qui est aujourd'hui à sa 2e édition, fait appel aux porteurs d'idées du monde entier pour relever les défis liés au transit portuaire, imaginer, anticiper et construire les ports de demain. Pour cette démarche, l'Agence nationale des ports cherche à promouvoir l'innovation dans le domaine portuaire, en encourageant la mise en place de nouvelles idées permettant de booster la performance des places portuaires nationales et apportant des solutions pratiques aux besoins des usagers portuaires. Pour cette année, la compétition a démarré le 1er septembre 2022 et s'est déroulée 100% en ligne sur une plateforme numérique dédiée pendant tout le mois de septembre avec 4 challenges. Le premier concerne la facilitation du commerce international grâce à l'optimisation des procédures et des processus portuaires. Le second concerne, quant à lui, la fluidification des flux des camions. Je pense que nous tous, nous vivons au sein de nos ports des problèmes de fluidification du transport terrestre. Le contrôle du niveau de volume de l'air, de l'eau et des sédiments. Et enfin, le quatrième, la réduction des délais d'attente des navires en rade. C'est ainsi qu'un mois durant, ces thématiques qui constituent des préoccupations de nos ports ont été débattues et analysées par des participants de plusieurs horizons pour chercher des solutions innovantes permettant d'apporter les réponses pratiques aux différents défis. Cette 2e édition, Smartport Challenge, a suscité un engouement exceptionnel avec 174 participants, experts, étudiants et chercheurs inscrits sur la plateforme, ainsi que 46 équipes de différentes régions du monde qui ont déposé des projets pour relever les défis proposés. À cette occasion, je tiens à remercier tous les participants et les féliciter pour leurs propositions qui, j'en suis certaine et convaincue, contribueront à bâtir les ports du futur et à procurer une réelle valeur ajoutée pour les usagers portuaires. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires nationaux et internationaux pour leur contribution sous différentes formes à la réussite de cette 2e édition du Smartport Challenge. Je remercie vivement nos sponsors officiels,
Marsa Maroc, Mass Céréales et Riva Industrie pour l'appui et le support qu'ils ont apporté à l'organisation de ce concours et surtout pour l'expertise précieuse apportée aux participants lors des différents ateliers et webinaires de présentation des défis portuaires. Je félicite les gagnants de cette édition 2022 et je félicite également tous ceux qui ont proposé des projets pour la créativité dont ils ont fait preuve et j'invite tous nos partenaires à regarder de près toutes les solutions proposées. Mesdames et messieurs, notre objectif à travers la démarche d'innovation prônée par l'Agence nationale des ports est de mettre en pratique des solutions innovantes pour l'amélioration des processus portuaires. Ainsi, nous veillerons à accompagner les projets retenus pour les expérimenter, les tester et les déployer sur le terrain. Les solutions, bien évidemment, nous espérons bien évidemment que ces solutions ne resteront pas juste sur nos réseaux, mais qu'elles connaîtront réellement un véritable développement, soit au sein des ports, soit sur le plan industriel. Avant de clore mon intervention, j'aimerais féliciter encore une fois les gagnants de cette deuxième édition, Smart Port Challenge. Bravo à tous et à tout de suite. Merci Madame la Présidente, vous avez évoqué l'innovation et la créativité. Encore plus que cela, ce travail de consensus que vous mettez en place et qui est au cœur de vos activités. C'est pour ça que je ne peux pas me débarrasser de vous, donc je vous garde à mes côtés. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler quelques chiffres clés du hackathon. Comme l'a dit Madame la Présidente, je ne fais que répéter, 4 challenges ont été inscrits dans cette édition 2022. Plus de 150 participants, plus de 40 experts qui ont assuré l'encadrement des participants, 40 honorables personnes qui ont constitué de différents horizons le jury et 46 projets innovants dans le secteur portuaire et logistique. C'est vous dire et répéter, mesdames et messieurs, l'ampleur de l'écosystème impliqué ainsi que la diversité des acteurs pour une innovation issue d'efforts d'intelligence collective. Je vais encore abuser, Madame la Présidente. Je vous invite pour annoncer le premier gagnant de cette édition. Je crois qu'il y a une enveloppe qui va nous arriver sous peu. S'il vous plaît, l'enveloppe du premier gagnant qui va être déclaré, annoncé par Madame la Présidente à mes côtés. La personne ou l'équipe gagnante, hein, donc c'est un mystère qu'on va élucider tout de suite. Approchez-vous, Madame la Présidente. Le gagnant est Silicon Signal Technologie dans le cadre du challenge de la réduction des délais d'attente des navires en rade. Et bien entendu, je vais inviter le représentant de cette équipe gagnante pour nous rejoindre et présenter son projet. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Vous avez 4 minutes. Oui. Allez-y. Je suis prêt. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier au nom de l'équipe Silicon Signal Technologies l'ensemble des organisateurs et les membres du jury d'avoir sélectionné notre solution innovante gagnante de ce Smart Port Challenge 2022. Et concernant donc le challenge concerne la réduction du délai d'attente des navires en rade. Alors je me présente, je m'appelle René-Henri Francin, je suis le directeur du développement international de la société Silicon Signal Technologies. C'est une société qui a été créée en 2019, une société qui a reçu justement cette année le label Jeune Entreprise Innovante. Vous pouvez lâcher le micro, il ne va pas partir, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je sens un peu de stress, allez-y. Hein. Donc c'est une entreprise qui a reçu le label Jeune Entreprise Innovante de l'Agence du développement digital. Une société marocaine qui a été créée donc en 2019.
Alors, pour vous permettre de comprendre le contexte du challenge, il faut savoir que les acteurs portuaires du trafic maritime rencontrent un certain nombre de problématiques, comme l'arrivée massive des navires en rade, l'indisponibilité des quais. Ça passe aussi par la productivité de manutention insuffisante et également la difficulté à l'évacuation des marchandises du port. En source principale de ces problématiques, c'est la difficulté des outils d'information existants à pouvoir capter en temps réel l'ensemble des données portuaires, comprenant tous les paramètres qui pénalisent justement la réduction du délai d'attente des navires en rade. En cela, l'implantation de la solution innovante iPort permet d'apporter ce chaînon manquant à cette supply chain. Alors iPort, c'est quoi? À partir de la collecte des données, le traitement de celle-ci et l'interopérabilité du dispositif iPort, nous déployons à travers une infrastructure dédiée, un système de monitoring en temps réel et également donc un système de planification en temps réel. Donc on peut considérer que la partie monitoring, c'est la partie hardware d'iPort et la partie planification, c'est la partie software d'iPort. Et la combinaison des deux permet une totale optimisation des flux dans la zone portuaire et donc de réduire ce temps d'attente des navires en rade. Concernant donc la partie hardware, nous avons deux composantes, les dispositifs IoT et les caméras intelligentes qui sont disposées dans toute la zone portuaire. Concernant la partie software, pour vous permettre d'apprécier l'efficacité d'iPort, vous pouvez voir à travers l'architecture système l'interconnexion en temps réel avec les dispositifs hardware et software d'iPort pour s'adapter à l'infrastructure l'infrastructure existante de la zone portuaire et qui nous permet par exemple pour améliorer l'arrivée des navires en rade et la disponibilité des quais. On peut par exemple à partir des informations collectées comme la liste exhaustive de tous les navires arrivant au port avec toutes ces caractéristiques, le type, le tirant d'eau du navire, la destination et la vitesse du navire, l'ETA également, sa vitesse et sa position géographique, mais aussi la connexion que nous pouvons avoir avec les navires en approche, les données sur la météo, la contenance également de la cargaison à travers les logiciels métiers, la liste des arrivées des camions à travers l'API des rendez-vous existantes, la cartographie des zones de stockage en termes de disponibilité et de capacité de stockage disponible, des silos céréaliers et des flux pipeline, et également donc la disponibilité des ressources portuaires matérielles et humains à partir de notre module de monitoring. iPort va donc pouvoir lancer des modèles prédictifs sur la disponibilité des quais et par conséquent proposer aux navires en approche l'ajustement de leur vitesse et ainsi réduire aussi bien leur facture énergétique que leur temps d'attente en rade. Pour améliorer la disponibilité des quais, iPort apporte une innovation majeure en implémentant iPort Marketplace. Donc quand nous avons un client qui n'a pas la capacité logistique d'évacuer sa marchandise, à travers cette solution innovante, nous apportons une réponse à cette problématique. Il s'agit donc d'une plateforme destinée aux sociétés de transport et aux plateformes logistiques privées. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, le client génère un appel d'offres d'évacuation de marchandises. Deuxièmement, les entreprises répondent sur la plateforme. Troisièmement, le client valide le marché. Et enfin, l'entreprise vient en appui du client pour évacuer les marchandises. Ainsi, le port décongestionne l'évacuation des marchandises et améliore le temps d'arrêt à quai des navires. Choisir iPort, c'est choisir une solution innovante à très forte valeur ajoutée qui permet une vision globale de la zone portuaire, une vision en temps réel des flux, un outil décisionnel intelligent et dynamique et une marketplace professionnelle dédiée. Merci à vous, merci Félicitations. à tous. Merci au jury pour ce choix pertinent. Gardez cette enveloppe, c'est ce qui vous permettra de récupérer votre chèque tout à l'heure, donc je vous rappellerai. Merci. Et j'invite à mes côtés Monsieur Tarek Maoni, directeur de l'organisation du système d'information à l'ANP, pour dire un petit mot et annoncer le deuxième gagnant. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci Simonir et merci à vous pour participer à cette séance de cérémonie de clôture. Je suis vraiment ému d'être à ce niveau. Nous avons beaucoup travaillé sur ces challenges
Et je crois que nous sommes en train de découvrir des solutions extraordinaires. On va voir d'ailleurs tout de suite l'une des solutions magnifiques qui se présente sur le sujet de la pollution, de la lutte contre la pollution et la détection des potentiels et l'action contre ce type de situation. C'est un challenge vraiment très important et on va découvrir tout de suite qui est le regagnant. C'est la grande surprise. On va ouvrir l'enveloppe. Challenge de contrôle de niveau de pollution de l'air, de l'eau et des sédiments dans les ports. Alors, le gagnant est Monsieur Guichets Abdelsamad, que j'invite à bien vouloir. Merci de nous rejoindre. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Félicitations. N'oubliez pas le principe de 4 minutes. Allez. Honorable audience, chers collègues, chers amis, avant de me lancer dans le vif de la présentation, je souhaiterais remercier l'Agence nationale des ports, Global Alliance for Trade Facilitation et PortNet pour l'organisation de cette deuxième édition réussie du hackathon Smart Port Challenge 2022. Notre projet est intitulé Port Lab System. Il s'agit d'un laboratoire portuaire mobile pour le contrôle du niveau de pollution de l'air, de l'eau et des sédiments. Notre conception s'est inspirée du milieu portuaire en se basant sur ces 3 composantes, le conteneur, le portique et le navire. Notre conception est basée sur le conteneur 40 pieds qui sera posé sur un semi-remorque pour faciliter son déplacement d'un port à l'autre, comme il sera transporté par voie maritime sur un navire. Pour assurer l'alimentation de notre système, des panneaux solaires sont installés sur le toit et la façade latérale avec un système hydraulique qui permet l'orientation et l'ouverture des panneaux solaires pour maximiser l'efficacité énergétique. Notre conteneur est subdivisé en 3 compartiments. Un compartiment de contrôle qui assure le bon fonctionnement de tous les composantes installées dans le conteneur. Un compartiment énergétique qui inclut les batteries et les différents sous-systèmes nécessaires à l'alimentation de notre laboratoire portuaire. Et un 3e compartiment dédié pour le système de lancement et de récupération des drones marins. Une extension sera prévue pour abriter des équipements de prélèvement des échantillons de l'eau et des sédiments. Notre laboratoire contient 2 systèmes de prélèvement des échantillons. Un système aérien avec un véhicule aérien, téléopéré aérien et un système marin avec un drone marin. Le compartiment de contrôle sera équipé par un haillon élévateur pour le lancement des systèmes aériens. Le drone aérien Sunbirds, qui permet d'effectuer des missions jusqu'à 5 heures, sera équipé par une caméra de surveillance électro-optique et infrarouge et un détecteur de gaz Sniffer 4D capable de détecter plusieurs polluants atmosphériques et de transmettre ces données à un logiciel d'analyse en temps réel. Le véhicule téléopéré marin Atlantics est 100% une conception de notre équipe basée sur les principes suivants. Une conception à plusieurs coques pour assurer la stabilité de la navigation, matériaux de fabrication 100% recyclables et durables, modularité. Les flotteurs sont équipés de propulseurs électriques avec des batteries rechargeables par les panneaux solaires. Alors, la modularité de notre système assure plusieurs configurations, dont on peut citer Atlantics ESR, identification, surveillance et reconnaissance, Atlantics Monitor pour la mesure de la qualité de l'eau et le prélèvement des échantillons, Atlantics Environment qui sera équipé par un système nautile, c'est un filet d'anti-pollution pour la lutte contre la pollution. Atlantics Rescue pour les opérations de protection civile et il est équipé d'un box pour la lutte contre l'incendie. L'une des versions, c'est l'Atlantics Monitor. Elle sert
pour le prélèvement des échantillons de l'eau et des sédiments. Il est équipé d'un smart box qui est un conteneur amovible équipé d'une mini-grue coulissante pour la manutention des équipements et la réalisation des prélèvements. Atlantic Environments, c'est la version qui sera équipée par un filet d'antipollution pour les applications suivantes: pétrole visqueux émissionné, déchets, débris ou toute autre pollution flottante. L'Atlantic Rescue, équipé par un radeau de sauvetage et de bouées de sauvetage et un box de système de lutte contre l'incendie. Voilà une démonstration. L'Atlantic ISR pour l'inspection et le contrôle des zones portuaires. Alors, pour la gestion des essais et les résultats des Une petite minute. d'analyse, une application sera développée pour l'archivage et le partage des données acquises en temps réel entre les systèmes aériens et marins, le PortLab System et les laboratoires d'analyse des échantillons et les utilisateurs. PortLab System peut être utilisé pour plusieurs applications, dont on peut citer laboratoire phytosanitaire ou vétérinaire pour le contrôle des produits d'origine animale ou végétale aux frontières, une centrale propre et renouvelable, une station mobile pour les opérations de protection civile et de la lutte contre la pollution marine. Honorable audience, merci pour votre attention. Merci à vous. Merci pour cette belle expression d'innovation. Je crois que Madame la Présidente, elle est toute émue de cette... Allez-y, je vous rappellerai par la suite. Je voudrais juste vous révéler une petite indiscrétion, c'est que Madame la Présidente m'a dit, mais ils sont jeunes. Je voudrais juste répondre que ils sont pas jeunes, c'est nous qui prenons de l'âge, Madame la Présidente. À vous la parole. À vous la parole. Oui, en effet, bravo. Vraiment bravo, parce que, vous êtes très jeune. Quelle idée magnifique, nous qui depuis plusieurs années souffrons des prélèvements et qui nous coûtent horriblement cher. Je serais ravie de développer ce projet avec vous, parce que vraiment, c'est un projet de jeunes qui en veulent, et je suis sûre qu'on saura même l'industrialiser. Bravo, et je fais un appel aux finances, notamment nos banques. Je pense que c'est très important. Il y a des banques, je les ai repérées tout à l'heure. Je ne les vois pas bien, mais je pense que ce sont des projets sur lesquels il faut absolument qu'on travaille ensemble. C'est ce que je disais, je ne voudrais pas que ces projets soient sur nos réseaux ou dans nos systèmes d'information. Il faut absolument qu'on les fasse vivre. Et encore une fois, bravo. Et je demande à la salle de les applaudir très, très, très fort. Merci. Merci Madame la Présidente de ces mots pleins d'émotion. Et sans transition aucune, je vais inviter Monsieur Youssef Fahouzi, directeur général de PortNet et ça, pour un petit mot et annoncer le troisième gagnant. J'espère qu'on va préparer l'enveloppe qui va nous parvenir dans pas longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues, chers amis. Merci, Simonia, pour cette présentation, pour cette modération également exceptionnelle. Je suis heureux et ému d'être avec vous par rapport à cette nouvelle édition en fait du hackathon Smartport Innovation. Donc, et c'est un honneur pour nous d'être également de participer activement au choix en fait des thématiques et également dans tout le processus en fait de choix des gagnants. Merci beaucoup. Merci, merci Monsieur le Directeur Général. Et l'enveloppe ça concerne le challenge de fluidification du flux de camion. Merci de nous rejoindre. J'espère que le représentant de l'équipe, est-ce qu'on peut répéter le nom de... Le gagnant est Silicon Signal Technologies. Vous êtes là. Merci de vous manifester sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je ne sais pas pourquoi vous êtes restés discrets. C'est l'émotion peut-être. 4 minutes. Je tiens d'abord à remercier au nom de la société Silicon Signal Technologies. Merci pour la régie, s'il vous plaît, d'être synchrone par rapport aux candidats.
Je ne sais pas s'il y a une... c'est pas votre présentation, je crois, c'est ça? Non, c'est bon. C'est bon, allez-y, allez-y. J'ai suivi Madame la Présidente parce que je lui fais confiance, une confiance aveugle. Ben voilà, donc on s'est trompé. Allez-y. Je tiens d'abord à remercier, au nom de la société Silicon Signal Technologies, les organisateurs de ce challenge d'avoir retenu notre solution comme étant gagnante à ce Smart Port Challenge 2022. Sous la thématique la fluidification des flux des camions au port, je m'appelle Khalid Sgher. Je suis le CTO de la société Silicon Signal Technologies. C'est une entreprise marocaine qui a été créée en 2019 ici au Maroc et a démarré son activité en 2019 et aussi labellisée comme étant une jeune entreprise innovante par l'Agence de développement du digital. Concernant notre solution innovante iPort, il permet d'améliorer l'efficience des flux des camions, mais d'abord on parle sur les problématiques que les acteurs portuaires peuvent rencontrer, des problèmes qui plafonnent la productivité du module de fonctionnement actuel, et cela peut se traduire notamment par la congestion du trafic camion au port, la difficulté de planification et reporting en temps réel, et aussi la difficulté de l'optimisation du transit et des flux, la difficulté à la circulation et au stationnement. La source principale de ces problématiques, c'est la difficulté des outils de contrôle d'information existants à capter en temps réel l'ensemble des ressources ainsi que leur statut opérationnel et par conséquent obtenir une exploitation optimale des différentes ressources. C'est ça, comme j'ai dit, que notre solution innovante iPort permet d'améliorer l'efficience des flux en utilisant un système de monitoring et de planification à travers la collecte des données en temps réel via les dispositifs IoT et des caméras intelligentes, et aussi la planification et l'optimisation du trafic en temps réel en réalisant des propositions de planification dynamique et l'interopérabilité aussi avec l'ensemble des logiciels métiers existants et des API externes. Comme cela, l'implémentation du dispositif IoT est constituée de deux composantes. La première composante, c'est la composante hardware et la deuxième, c'est la composante software. Le hardware, c'est tout ce qui est matériel et tout ça. Commençons par la composante hardware. C'est des caméras intelligentes connectées à un module de l'intelligence artificielle avec les fonctions suivantes: la reconnaissance faciale et pointage, la reconnaissance des plaques d'immatriculation, l'inspection des dommages, le suivi de position géographique et le comptage de déchargement, le suivi multiple objects. Prenons un exemple de la détection matricule, camion et remorque, et aussi la détection numéro TC, aussi la détection des dommages TC, avec aussi les dimensions de la détection. Un autre exemple de la détection de présence au poste, l'identification des équipements dans la zone portuaire, aussi l'identification des ressources dans la zone. La deuxième, restons toujours sur la composante hardware, on a les dispositifs IoT pour l'indication de l'état de l'équipement en service ou en mouvement, soit à l'arrêt, la géolocalisation précise de l'équipement, la position exacte des TC dans la zone de stockage. Voilà un exemple d'RTG intelligente et connectée, une grue intelligente et connectée avec des caméras intégrées et aussi des dispositifs IoT et un GPS et radar. Concernant la partie software, ou bien la composante software, nous permet de faire des planifications en temps réel à l'aide de la composante monitoring. En fin de compte, qui collecte les informations proviennent des dispositifs IoT et des caméras intelligentes en temps réel pour avoir l'état global des ressources au terminal. Ensuite, les envoyer vers un module de planification pour des propositions de planification dynamique. Bon, iPort s'adresse à l'administration du port, les sociétés gestionnaires des terminaux, les clients, les transporteurs, les chauffeurs de camions et les opérateurs, les agents au pesage et au scanner, le personnel navigant maritime et les conducteurs des équipements.
Les avantages concurrentiels du dispositif iPort, c'est d'avoir une vision globale de la zone portuaire, une vision en temps réel des flux, un outil décisionnel intelligent et dynamique, une facilité d'installation et d'utilisation, une architecture extensible et évolutive. Merci pour votre Merci attention. à vous. J'ai entendu Madame la Présidente dire que c'est un projet d'actualité, donc vous l'avez abordé d'une manière globale. Vous avez parlé de software, de hardware et surtout d'intelligence. Donc vous êtes, intelligence artificielle, vous êtes dans l'air du temps. Félicitations. On va vous rappeler tout à l'heure pour le prix. Et sans transition aucune, j'invite Madame Inès Knepper, responsable d'innovation et de hackathon à l'Alliance mondiale, pour la facilitation des échanges commerciaux, pour dire un petit mot et annoncer, bien sûr, le 4e gagnant. Merci Madame d'être avec nous. Un petit mot. Hello, many thanks and good afternoon. It's an immense pleasure to be here on behalf of the Global Alliance and to thank the INP and PortNet for their contribution to the second edition. It was really a pleasure being with you on board on this first and the second edition with you here. And it's an enormous pleasure now to announce the winner in the category Facilitation of Foreign Trade Processes, Facilitation des processus de commerce. Thank you, madame. Vous avez une petite enveloppe à ouvrir pour découvrir le 4e gagnant. And the winner is Wabatek. Wabatek. Merci de vous présenter, s'il vous plaît, de nous rejoindre sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Congratulations. Merci à vous, félicitations. Je pense que vous n'avez pas oublié le principe des 4 minutes. Quand je me lève, c'est que pour vous rappeler de ne pas dépasser 4 minutes. 4 minutes, exactement. Malheureusement, pour moi, je ne suis pas aussi jeune que les autres, donc pas de problème. Et merci. De très loin, ça va. On reste loin. Très bien. Non, vous venez de loin, c'est-à-dire géographiquement, vous venez d'Amérique, d'après. Je viens des États-Unis. Des États-Unis. Melbourne, en Floride, pour être exact. Bonjour, je m'appelle Soufiane Meftah. Je suis l'architecte commercial de Webtech. Ceci dit, Webtech, Westinghouse, Airbrake Technologies Corporation. Un petit mot à propos de Webtech. C'est un groupe qui date de 1869, plus que 150 ans d'existence. Basé à Pittsburgh, Pennsylvania, Webtech est un leader et il est spécialisé à la fabrication de transport, de fret passagers, maritimes, miniers et dans le développement de solutions numériques pour l'industrie ferroviaire et de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager avec vous notre approche Webtech, concernant l'un des défis les plus pertinents dans la chaîne logistique. Ce challenge, tel que défini par l'honorable équipe du Smartport Challenge, la facilitation des processus de commerce extérieur. L'objectif de ce challenge est de faciliter les démarches du commerce international et de la chaîne logistique de bout en bout et accompagner la compétitivité de la communauté portuaire du Royaume du Maroc. La solution proposée vise le délai de séjour des conteneurs qui varie de façon significative de 1 jour à 20 jours en fonction des contraintes logistiques et administratives. Notre proposition n'aurait été pas possible sans la confiance et le partage des riches données fournies par les chers gestionnaires de port ANP et bien sûr PortNet. Et je prends quelques minutes pour féliciter, applaudir l'équipe qui nous a fourni cette information. Nous démarrons notre solution numérique par renforcer les données déjà fournies par l'équipe portuaire. Nous la mettons en valeur grâce à un outil simple de visibilité, Cargo Dwell and Optimization, qui permet aux decision makers d'avoir les informations précieuses sur l'état, l'emplacement et les délais de la marchandise à portée de main en temps réel, 24/7. Pour Webtech, il s'agit de 3 phases qui consistent en la visibilité, l'optimisation et l'automatisation. Dans cette proposition, nous allons nous concentrer sur la visibilité et l'optimisation. Une fois les 2 premières phases établies de manière fiable, nous passerons ensuite à l'automatisation dans un prochain projet.
En conséquence, l'application proposée par Webtech, Cargo Dwell and Optimization, est une solution web-based qui est fondée sur l'intelligence artificielle et la data analytics pour améliorer les traitements des importations et des exportations afin de réduire l'incertitude du délai de séjour, améliorer la prédiction, la synchronisation entre les procédures administratives et la logistique portuaire, ainsi que la traçabilité des opérations. Dans cet exemple, nous aimerions partager notre vision du type d'informations puissantes qui peuvent être fournies dans une seule vue. Nous prenons comme exemple le port de Casablanca et la disposition des 6 terminaux. Marsaport, Socipo, Somaport, MCM, TC3 et TCE. Cela offre à la direction portuaire la possibilité de déchiffrer rapidement les performances du port en matière d'attente et de la marchandise. L'outil des performances est customized pour envoyer des messages et qui rappelle à l'utilisateur les situations urgentes où le conteneur ou la marchandise commencera à subir des frais de detention and demurrage ou détention et location du contenu, comme on voit sur l'exemple. Une fois le système est calibré grâce à des algorithmes, nous pouvons passer à l'optimisation. C'est là où nous sélectionnons des zones distinguées à optimiser. Notre analyse préliminaire suggère qu'il existe des domaines que nous pouvons cibler en fonction des données établies et des processus intelligents déjà en place, tels que les processus d'importation et d'exportation, les opérations bancaires, la déclaration de transit et les systèmes d'exploitation des terminaux. Chères mesdames et messieurs, j'espère que cette courte présentation vous a permis d'apprécier la variété et la vision de l'équipe Webtech face à ce challenge émergent. Au nom de toute l'équipe Webtech, nous vous remercions pour cette opportunité et nous restons à votre disposition pour toute question. Et merci. Merci. 4 minutes. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Vous avez bénéficié d'une minute supplémentaire parce que la présidente est intervenue en votre faveur, parce que vous êtes venu de loin. Donc il faut la remercier. Merci beaucoup. Merci encore. Vous avez présenté un projet d'ailleurs qui a fait applaudir spontanément la salle, c'est que vous êtes merveilleux. Je voudrais juste inviter à la scène Monsieur Hassou, directeur du port de Jorf, pour compléter, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le panel pour la cérémonie de remise des prix. Je laisse le temps d'arriver. Soyez le bienvenu avec nous. Et donc, on va procéder à la partie intéressante qui est la remise des prix. Et je vais inviter à mes côtés M. Saïd Benjelloun, directeur du système d'information de Marsa Maroc, pour dire un petit mot et remettre bien sûr le chèque au premier gagnant. Vous êtes là, monsieur, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci, si ça aide votre contribution, votre présence. Allez-y, à vous la parole. Bonjour tout le monde, bonjour Madame la Présidente. En tant que représentant de Marsa Maroc, je suis honoré d'être ici. Je vous remercie pour votre invitation, que ce soit au niveau de l'événement dans sa globalité ou pour la remise des prix. Je me félicite aussi également, je nous félicite des challenges gagnants, puisqu'ils sont vraiment partie prenante et offrent une grande valeur ajoutée pour tout ce qui est gestion des terminaux portuaires. Encore une fois, merci. Merci à vous aussi, Saïd. Restez là parce que vous allez remettre le premier prix au premier gagnant. Je crois qu'il y a un chèque qui est à votre disposition à remettre. Je voudrais que nos amis du panel se lèvent pour recevoir la personne, qui est le premier gagnant, et prendre la photo avec lui. Allez-y pour remettre le chèque. J'invite le premier gagnant, s'il vous plaît, sur la scène. Merci de me rejoindre sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est un grand chèque, hein. Allez-y. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. Félicitations pour le gagnant. Bravo. Vous pouvez garder votre chèque. Vous pouvez garder votre chèque. Donc,
Et donc vous avez un second cadeau. Je crois qu'on va rester tous debout sur scène, ça va aller vite. J'invite Monsieur Ashraf Al-Yahyaoui, directeur de développement industriel Arrive Industrie, pour dire un petit mot et remettre le deuxième prix au deuxième gagnant. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. J'invite par la même occasion le deuxième gagnant, s'il vous plaît. Merci de me rejoindre, de rejoindre la scène. Un petit mot. Non, pas 4 minutes. Ne commencez pas à négocier, cher monsieur. Bonjour à toutes et à tous. En tant que représentant de la société Arrive Industrie, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, à l'occasion de l'organisation de Hackathon. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les organisateurs de cet événement d'avoir mis à contribution Arrive Industrie, qui est un grand opérateur dans l'environnement industriel national. Nous sommes un acteur de référence dans le secteur de la sidérurgie et la métallurgie au Maroc. Nous sommes spécialisés dans les produits sidérurgiques destinés aux différents secteurs d'activité, notamment le BTP et le bâtiment. Nous sommes engagés dans cette dynamique d'innovation collaborative et de ces rencontres qui se traduisent par une grande valeur ajoutée au profit des industriels marocains et de tout l'écosystème portuaire marocain. Dans notre cas, en particulier le port de Jaf el-Sfar, en particulier, constitue pour notre industrie un véritable jalon logistique, déterminant de niveaux de compétitivité de nos produits destinés au marché national comme ceux orientés à l'export. Entre parenthèses, nous sommes à peu près cette année à 800 000 tonnes par an. 2030, on passera à 1,5 000 tonnes. Et en 2035, nous serons à 2 millions de tonnes par an. Pour cela, nous restons très attentifs aux innovations de ce secteur et prédisposés à accompagner son développement au bénéfice de notre industrie et du commerce extérieur marocain. Nous sommes réellement en présence d'une belle opportunité qui permet d'inscrire toute la communauté économique dans une dynamique d'innover et d'aller de l'avant au profit de la compétitivité de notre tissu économique. Je souhaite du succès à nos gagnants pour concrétiser ces magnifiques projets. À la fin, je tiens... C'est pas fini encore, il a tenu à ses 4 minutes. À la fin, je tiens à vous préciser que vous avez désormais l'engagement de Arrive Industrie, en s'inscrivant comme partenaire institutionnel de cet axe de progrès. Merci, sous vos applaudissements. Je cherche le deuxième gagnant. Est-ce qu'on a notre deuxième gagnant qui est toujours là avec nous? Ah bah venez nous rejoindre. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, allez-y. Il y a notre présent à votre disposition aussi. Je vois qu'il tient beaucoup plus au chèque qu'au petit présent. Vous avez tout à fait raison. Et je vais inviter à mes côtés M. Hafid Debbar, directeur général de Mass Céréales, pour dire un petit mot et remettre le troisième prix au troisième gagnant. Sous vos applaudissements, M. Hafid Debbar qui nous vient de loin aussi. Pas d'Amérique, mais pas de si proche. Madame la Présidente, chers amis, Mesdames, Messieurs, je voudrais dire 3 choses de plus que ce qui a déjà été dit. La première, c'est merci à PortNet et à l'ANP de nous avoir servi de modèle et d'accélérateur en termes de digitalisation de nos process. Il y a 12 ans, nous avons été pris part à la création de la société, mais le speedboat qu'a été PortNet a fait que nous étions très rapidement dépassés
Et nous avons aujourd'hui un challenge en interne, c'est de rattraper PortNet. Et c'est aujourd'hui un exemple pour nous en termes de digitalisation et d'intégration des process. Donc, merci pour cela. La deuxième chose, c'est évidemment tout ce qui a été présenté aujourd'hui, ainsi que les 42 autres projets qui ont été présentés, nous touchent particulièrement dans le domaine portuaire. Je suis sûr et certain que toutes les innovations qui ont été pensées et présentées aujourd'hui ne peuvent nous être d'une très grande utilité. Donc vous allez les financer, c'est Javier. Et c'est la troisième. C'est la troisième question. Oui, voilà. Le troisième point, c'est pas financer. Je pense que l'argent ne manque pas. Les banques sont là. C'est l'accompagnement. Non. La troisième chose, au-delà de l'argent, c'est l'incubation. Et aujourd'hui, le challenge que nous devrions nous poser, c'est d'accompagner ces innovations et d'en faire non pas des startups, mais des entreprises qui rayonnent dans leur domaine et que leurs idées soient aujourd'hui implémentées, appliquées et qu'elles puissent servir de modèle à toutes les autres qui pourront émerger. Donc, charge à nous, non pas de financer, parce que je ne pense pas que ce soit le sujet, mais de les aider, de leur servir d'incubateur pour mettre en place, pour mettre en activité leurs idées, qu'elles ne restent pas de belles idées, mais qu'elles soient traduites en action. Voilà. Merci, c'est Hafid. Merci de cette précision. 3 points pertinents. Et j'invite le troisième gagnant à nous rejoindre. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ah, vous avez gardé l'enveloppe quand même. Ah, c'est bien ça. Le plus important, c'est le chèque, donc le reste, on peut s'en passer. C'est Saïd Benjenoud, je vais vous réutiliser encore une fois, je vais vous inviter à mes côtés pour décerner le 4e prix au 4e gagnant. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci à notre ami 4e gagnant de nous rejoindre. Ah, un petit mot quand même. Mais 1 minute, non, pas 1 minute, allez. 30 secondes. 30 secondes. Je crois qu'on aura un problème avec... On peut le dire en anglais. I think we're going to have a big problem with the check taken on the plane. It's too big for the plane, but we'll find a way to take it. J'espère que vous avez entendu que le chèque est un peu grand pour l'avion, donc il faut réduire un peu le chèque. Le montant ou le chèque? Sous vos applaudissements, mesdames. On va réduire le chèque, il n'y a pas de souci. Et le petit présent. Allez-y, vous pouvez remettre le petit présent. Ah. Le texte. Merci, mesdames et messieurs. Merci de votre innovation. Je parle aux challengers. Merci de l'implication des partenaires. Merci aussi de la présence des membres du jury. Merci à madame la présidente. Je vais vous inviter donc à quitter la scène et je vais garder à mes côtés Tariq Maouni à la photo de groupe. Allez-y, je pensais que vous avez pris assez de photos. C'est Tariq, allez. Parce que c'est vrai que vous êtes beau, on a besoin de gens beaux pour compléter la photo. Tout de suite pareil, ça n'est pas trop. Les participants. La présidente tient à ce que l'équipe complète soit présente, donc si vous êtes là,
Si je ne vous ai pas tous cités, ne manquez pas de venir pour la photo globale de cet événement. Pour vous rapprocher, j'ai l'impression. Allez, on va compter 1, 2, 3 parce qu'on a un problème de timing pour les autres panels. Merci mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, je vous invite à quitter la scène. Je voudrais juste garder à mes côtés monsieur Tarek Mahoni pour le mot de clôture de cette cérémonie et annoncer le prochain rendez-vous de la prochaine édition de Smartport Challenge. C'est Tarek. Parfait. Non. Mais je lance. C'est Tarek, vous êtes où? Ok. David Graham. C'est Tarek. On a un peu de retard au niveau des panels, donc... Nous sommes arrivés à la fin de cette compétition du Smartport Challenge 2022 qui nous a réunis depuis le 1er septembre. Alors, sur la scène, nous avons une partie des participants et des organisateurs. Et en réalité, vous savez, il y avait plus que 50 personnes qui ont travaillé sur cette édition du Smartport Challenge. Je les remercie tous chaleureusement et je les félicite pour ce résultat exceptionnel qui a été une expérience 100% en ligne. Ça aussi, c'est une innovation. Une expérience 100% en ligne qui a fonctionné parfaitement. Et aujourd'hui, à l'issue de ce hackathon, plus de 100 projets innovants sur différentes thématiques sont aujourd'hui à notre disposition, que nous mettons volontiers à la disposition de tous nos sponsors et de nos partenaires qui, comme nous, sont à l'affût des solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour leur business, pour les clients, car n'oublions pas que nous faisons tout ça pour les clients des ports et nous sommes ravis de ce travail collaboratif qui produit des effets de plus en plus bénéfiques. Au sein de l'ANP, nous sommes convaincus que la communauté, le travail en communauté est un passage indispensable pour améliorer notre compétitivité et puis relever les challenges d'aujourd'hui. Et donc cet exercice de Smartport Challenge, c'est vraiment une illustration très réaliste de cette coopération inclusive. Bien sûr, elle ne doit pas s'arrêter là, on l'a dit plusieurs fois, il faut continuer, en particulier trouver des solutions pour l'incubation de ces projets. Les 4 projets que vous avez vus, il y a d'autres projets qui sont aussi magnifiques, qui font partie du portefeuille des projets qui ont été sélectionnés. Et je vous invite à les découvrir, à les examiner, à voir si dans votre business case, il y aurait des possibilités d'intégration pour faire que ces jeunes entrepreneurs puissent devenir des success stories. Un grand merci à l'équipe de l'organisation, un grand merci également aux équipes de l'ANP, notamment le port de Casablanca, ainsi que les ports de la région d'El Jadida et le port d'Agadir aussi. Un grand merci à nos sponsors financiers. Ça, je dois effectivement rappeler le sponsoring qui n'est pas que financier en fait, qui est un sponsoring aussi technologique, un sponsoring, un appui avec l'expertise. Marsa Maroc, Riva Industrie, Mass Céréales sont nos partenaires, on l'a dit aujourd'hui, et on les remercie chaleureusement pour cet appui qui va nous permettre d'aller plus loin dans cette compétition du Smartport Challenge. Et bien sûr, un grand merci à la communauté portuaire nationale, les ministères, le commerce et l'industrie, mais les autres ministères également, les douanes du Maroc, qui sont toujours avec nous sur ces grands événements. Et je les remercie également. L'association des exportateurs, l'ASMEX, je voudrais dire qu'ils ont fait un travail formidable, l'ASMEX, et je les félicite chaleureusement pour ce travail, car ce sont nos représentants, nos clients, des exportateurs. Et merci à l'ASMEX. Merci aussi à l'association l'AFFM, l'association des Freight Forwarders, et au travail toujours extraordinaire qui est fait par Si Rachid Tahri. Bravo à vous. On vous remercie. Maroc Numérique Cluster, qui est également à nos côtés sur ces sujets et qui pourra incuber certaines entreprises. Je remercie également l'Agence de développement du digital. Elle a aujourd'hui montré son application et elle va examiner avec beaucoup d'attention ces startups
parce qu'ils sont à la recherche aujourd'hui de startups pour pouvoir les incuber, pour pouvoir les lancer, pour pouvoir les accompagner. Des universités aussi nous ont accompagnés. Je ne citerai que l'université Chouaib de Cali. Nous avons aussi des professeurs de Suède qui sont intervenus, les écoles, l'école centrale de Casablanca. Je dis bravo aux équipes de l'école centrale de Casablanca qui ont participé. Bon, elles n'ont pas remporté de prix cette année. Elles avaient remporté un prix l'année dernière, mais elles ont fait un excellent travail. Et je dois dire que les présentations de l'école centrale, des équipes, des étudiants de l'école centrale sont vraiment superbes. Et je pense que l'année prochaine, on fera un prix spécial pour les étudiants de façon à encourager à chaque fois ces participations. Je remercie bien sûr l'équipe centrale qui est là-bas. Ils sont là-bas. Bravo. Merci aussi à l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges qui n'a pas ménagé ses efforts pour appuyer cette édition et l'édition précédente. Ils ont apporté de l'expertise de haut niveau. Et je dois dire que Frank Jensen n'était pas avec nous, parce qu'il a fonctionné en ligne, ainsi que l'IS chez Break, qui sont des experts internationaux qui ont accompagné les startups. C'était vraiment un appui extraordinaire. Voilà, je souhaite plein succès à tous les participants à ce Smart Port Challenge dans la réalisation de leurs projets. L'ANP et ses partenaires seront toujours à leur disposition pour les accompagner dans la concrétisation de leurs idées innovantes et à fort potentiel. Merci beaucoup. Merci Sitarek. Juste un petit mot, je n'alourdirai pas les interventions pour annoncer la suite du panel Trade Finance et j'annonce le modérateur David pour reprendre les choses en main. Merci surtout à vous, mesdames et messieurs, de votre patience et à très bientôt. Thank you so much. We'll go straight into inviting the panelists for this session. This is panel number 5, is on trade finance and electronic payment, catalyst for international trade facilitation. So the first panelist is Mr. Adel Al-Gaberi of UN. Welcome, Mr. Adel. Second panelist is Ms. Lobna Dekoi of Atijari Wafa Bank. Welcome. Our third panelist is Mr. Jaffa Sadani, CMI. Our panelist number 4 is Mr. Omal Antui of Intelsia. Then we have Mr. Fauzi, chairman of the Tech Committee of the African Alliance. And finally, we have Mr. Emeka Onye of AfriExim Bank. Welcome.
So this panel will be talking about trade finance and electronic payment catalyst. And the way we've structured this panel is that we will allow them to share their experience in their various fields. They come from different fields. We have innovations experts. We have experts from the bank. I know we had a trade expert who has just left. And the most important thing for us here is to really understand what trade finance is and the background that each one of them has in the exposure in this area, as well as electronic payment as a catalyst for international trade. And of course, looking at the link between the innovations they're doing in that area, and of course, the role of single window in the digitization of trade finance, and of course, payments. I want to allow each one of them, I know we are short of time, but I'll give you 6 minutes to give your presentation. I know a number of you have got presentations. I want to allow you to proceed with your presentation. And the first presenter will be Mr. Adel of UN. This is from the Asia, and will be giving us experience from Asia. Mr. Adel. Thank you, David. This is for the slides. Thank you very much, David, for this panel. And thank you, everybody, for being here at this late hour. And before I start, I would like to thank the organizers for inviting me to speak in this highly distinguished conference. And also, I would like even to thank them more for including trade finance issue in this highly technical conference about a single window. And the reason for that is I believe that, or I'm sure you all agree with me, that trade finance is not just a trade facilitation issue, but it's a trade enabler. And that means that without trade finance, there is no trade, which is the fact. And I'm sure some of the panelists will confirm that. And if we just take a small example, in the Middle East, or the Arab country, that trade finance issue is really an issue, is one of the issues that behind the low participation of the region into international trade. And it's a big stumbling block before especially SMEs. And if we go into little definitions, and just to put the trade finance, the word, into a frame, it is the issue or the tool that is meant to solve the trade dilemma. What we call the trade dilemma means is that exporters want their money in their accounts before they send the products or the shipments, whereas importers want to pay the money, the cost of a shipment, after it arrives to their warehouses, meaning there is a gap between the two players that needs to be bridged. And here where it comes the role of trade finance. So bankers, like the lady in my left, trade institutions, meaning the export credit agencies, financial institutions, are the ones that provide that bridge between the importers and exporters. And you know, the products are many, especially in international trade. So it includes finance, it includes also payment without financing, it includes risk mitigation, and also it includes information. So without going into too much of that, I would like to just give you an idea about the status of trade finance in the Arab region, which is, we believe it is an issue that has been for a long time overlooked. Overlooked in the meaning that it has not been dealt with
with enough attention from governments and other institutions. And this is not a specific case to the Arab region, but also to developing countries. And personally, and this is, again, is my personal opinion, I think the trade finance issue has not been high in the global trade agenda. And a good reason for that is it is not in the interest of those who are driving or drawing the global trade agenda, which are developed countries and industrial countries. It's an issue that concerns developing countries in particular. And as we know, developing countries are not decision makers in the global agenda. They are participants, but they are not the drivers. So, bottom line, I think developing countries, including the Arab region, have to pay more attention and have to gear up for more trade finance solutions, instruments, policies, institutions, etc., because this is what is really needed, among other things, for flourishing trade of the developing countries with the world and also among themselves. The Arab region, if I may just focus, as I said, it has not been receiving a lot of attention. It's fairly new. Only out of the 22 Arab countries, we only see 12 countries that have export credit agencies or Exim banks or something like that, the institutions that provide either credit or insurance for international trade. Most of these institutions are fairly new. The oldest one being built or established in 1990s, early 1994 or 5, which is fairly new if you compare it to the OECD countries, for example. But also, the scale and the policies that are applied in these institutions within this environment still needs to be developed further and further, even for the countries that are doing well. Morocco is one of them, I can proudly say, but the rest of the region still needs to do better. I am very happy and proud to see that there is a lot of progress in the trade facilitation and single window front, but trade facilitation remains a challenge. And it remains a challenge for the most vulnerable and important segment of the business community, which is SMEs. So if you look at the research by World Bank, by us, by others, you will see that there are really an issue for SMEs accessing trade finance. And we all know that SMEs have an issue accessing finance. That is for the establishment and operation, but also more for trade finance. And you will see from the statistics it varies from one agency to another, that most SMEs do not get access to trade finance. And you will see, according to our data that we did, gathered in a survey that was comprehensive across the region, covering all three important players, the SMEs or the enterprises, the firms, at all, at all sizes, the banks and government agencies. This survey revealed that more than 50%, a little bit more than 50% of SMEs application for trade finance get rejected. And what is off is like that 60% of the rejected SMEs applications or SMEs that apply for trade finance and get rejected, they don't get another opportunity from anyone else. So, meaning they don't export. So if you cannot get money to export, you cannot grow. And I tell you from my experience as a banker, previous banker, and coming from this field, I know that 95% of businesses in all sides and all types, imports and exports, grow because they get finance for their operations. 10 times, 20 times of their capitals and their size. Trade finance is actually the lubricant that keeps the wheel of economic development running,
that keeps the business going. So, a simple message before I conclude. I know we are in a rush. If we are to facilitate trade, we should keep in mind that trade facilitation does not happen in the borders only. It is not about getting products cleared easily and simply from borders. It is about getting products actually arrive to the border from their sources and cross the border and arrive to the consumer in a competitive manner. That's how we build economies. So trade facilitation, in the terms of the narrow definition of trade facilitation, single window, simplification, streamlining, driving costs down, is a wonderful aspect, but it's just part of the story. Trade finance is the other part, and there are other parts. So a simple message of this presentation, if I may send across, is that trade finance is an integral issue of trade development and growth and should be given enough attention. I echo Alexei, who said yesterday that probably it is a good idea, and I totally agree with that, that banks should be present in this discussion for next versions of the single window conferences, because banks are very important players in the payment and the financing and everything. Thank you very much, David. Thank you for listening. Thank you, Adel. Indeed, the discussion on trade finance has really been limited. It was the first time to experience this in any one of our single window conferences. And it's true that even in the other regions beyond the Arab world, there's very little discussion on trade finance and even availability. So let's hear what Lobna has to say from the bank perspective. Lobna works with Attijari Wafa Bank. Alors bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier tous les organisateurs de cet événement d'avoir associé les banques et notamment Attijari Wafa Bank pour la participation à ce panel. Je confirme parfaitement l'intervention de monsieur par rapport à l'importance de l'implication de la banque dans ce processus de transformation digitale qui concerne d'une manière particulière le trade aujourd'hui. Nous, Attijari Wafa Bank, étant un groupe universel et leader dans le continent africain, nous mettons la transformation digitale comme un axe primordial dans nos plans stratégiques, et ce n'est pas uniquement quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça date de très très bien longtemps, puisqu'on avait déjà mis en place des produits qui servent à améliorer l'expérience client à travers la digitalisation des process, que ce soit sur la partie paiement ou sur la partie prospection de marché, dispensation d'informations, mitigation de risques aussi. Et nous targetons encore et encore à améliorer cette expérience client à travers des partenariats comme celui que nous avons noué aujourd'hui avec PortNet, pour que ça soit fait dans le cadre d'une démarche inclusive qui permet à la fois la participation du secteur public et secteur privé, et ça nous rassure et franchement ça nous encourage à faire encore plus quand on voit cette pulsion qu'a pris le sujet au niveau marocain, et avec bien sûr une ambition très très forte pour que nous soyons le catalyseur et le leader pour que ça soit généralisé au niveau du continent. Je tiens aussi à féliciter, et c'est très très encourageant de voir des potentialités marocaines jeunes avec autant de belles idées innovantes et qui ont donné quand même un avant-goût de ce que les Marocains sont capables de faire et de réaliser quand les moyens leur sont dispensés. Alors, je reviens au sujet spécifique du trade. Et comme j'ai dit, nous avons quand même une panoplie de produits qui servent l'expérience client par rapport à la partie trade, mais ça reste quand même comme on le dit, le trade est l'enfant pauvre de la digitalisation. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui reste quand même gouvernée et gérée par plusieurs aspects réglementaires et des aspects de compliance, des aspects juridiques qui ne connaissent qu'une montée
de plus en plus avec ce que nous vivons aujourd'hui. Alors la question que je poserai et que certainement monsieur le modérateur pourrait reposer à mes collègues, c'est comment peut-on réussir cette équation entre la volonté de fluidifier, simplifier, collecter la data, être à l'ère du temps à travers l'innovation de cette activité qui est le trade, mais composé également avec les contraintes documentaires, réglementaires, compliance qui entourent cette activité-là. Bien évidemment, Tijari, elle a déjà devancé, je pense même elle a été précurseur sur certains sujets, et il s'agissait bien évidemment de parler d'une expérience. Nous avons été précurseurs dans la mise en place d'une blockchain qui a permis la réalisation de certaines transactions avec des opérateurs qui ne sont pas des moindres et qui jouent aussi le rôle de catalyseur dans cette logique de transformation digitale, mais à date d'aujourd'hui, je pense qu'il faut poser sur la table des sujets réglementaires et que tous les acteurs économiques, publics et privés doivent être main dans la main pour pouvoir faciliter et créer un nouvel environnement et pourquoi ne pas parler d'une transformation environnementale de l'environnement économique marocain pour que ça soit adéquat à cette ambition que nous targetons tous, autant secteur public et privé. Voilà, par rapport à ce que j'avais à dire. Merci. Thank you, Lobna. Of course, looking at the environment in terms of the regulatory environment and probably how this can be improved to allow for better collaboration between the public and the private sector, especially in innovations. So I hope to hear from the floor in terms of how these can be dealt with. Let me now invite Jaffa Sadani. You're in the digital payment field. Let's hear what you're doing in that field. Merci. Bonjour tout le monde, à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous dans ce panel, déjà riche par la qualité des intervenants. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier à mon tour les organisateurs d'avoir pensé au CMI et à l'avoir invité à participer à cet événement d'envergure, et aussi de les féliciter par rapport à la qualité de cette organisation. Donc, je ne vous cache pas que personnellement, j'ai appris des choses par cet événement. J'ai enrichi ma connaissance par rapport à ce domaine du commerce international, et j'ai pu comprendre l'intérêt de ce concept de hub qu'est le guichet unique dans la facilitation du commerce international. Je représente le CMI, le Centre monétique interbancaire, et je vais aujourd'hui parler un peu de notre expérience et notre contribution en tant qu'opérateur de paiement multicanal dans cet écosystème de paiement international, bien sûr en partenariat avec le PortNet, le guichet unique. Donc un petit mot par rapport au paiement électronique. Donc, comme vous le savez, le paiement électronique a été un levier très important pour le développement de l'e-commerce de par le monde, surtout dans le domaine du B2C. Et au Maroc, l'adoption de ce moyen de paiement a commencé à être utilisé en fin des années 2000, surtout avec le lancement des paiements en ligne des créances de certains facturiers, tels que les télécoms, les opérateurs de distribution d'eau et d'électricité, mais aussi par l'acceptation du paiement par voie électronique des créances publiques à travers notamment la TGR et la DGI, qui étaient des précurseurs dans ce sens. Mais effectivement, l'adoption massive de ce moyen de paiement
n'a été effective que pendant et après la crise sanitaire, donc qui a aidé à donner confiance aux utilisateurs à ce moyen de paiement. D'ailleurs, le CMI a enregistré à travers ces plateformes un nombre intéressant. Donc, on est passé à peu près 200 millions de transactions en début du mois de septembre, et on compte passer à 250 millions ou entre 250 millions et 300 millions de transactions en fin d'année, ce qui est très intéressant par rapport au marché marocain. Par ailleurs, on remarque que l'adoption de ce moyen de paiement n'est pas très usé par les entreprises, n'est pas encore très utilisé par les entreprises, surtout en ce qui concerne les relations B2B. Donc, c'est ce pour diverses raisons, que ce soit procédural, technique ou encore juridique. Donc, c'est pour ça que le paiement électronique a été parmi les recommandations importantes des forums qui ont été tenus dans cette thématique de facilitation du commerce international, qui était tenue vers les débuts des années 2000. Et donc, tout en appelant les banques et les institutions financières à innover et à trouver des solutions qui facilitent de plus en plus le paiement pour ces acteurs économiques. Et donc, dans cette optique, le CMI, donc Centre monétique interbancaire, a été créé par les banques en 2002 dans le but de promouvoir le paiement électronique par carte bancaire, d'abord sur TPE, ensuite à travers les plateformes de paiement en ligne, donc encourageant le e-commerce. Donc à ce titre, le CMI opère ou assure le processing des cartes, la sécurité des transactions et l'interopérabilité entre les banques. Ensuite, le CMI s'est positionné dès 2013 en tant qu'acteur de paiement multicanal à travers sa plateforme Faturati, qui se veut être un hub entre les banques de la place qui représentent ou qui maintiennent des canaux de paiement électroniques ou pas d'ailleurs, et des créanciers, donc de toutes sortes, des entreprises qui veulent avoir donc procéder au recouvrement de leurs créances. Et cela, bien sûr, donc, je vais juste expliquer un peu concrètement ce que ça veut dire la plateforme Faturati. Donc, c'est un hub, comme j'ai dit, qui est connecté d'un côté à toutes, donc aujourd'hui, elle est connectée à toutes les banques de la place, et de l'autre à une multitude d'institutions et d'organismes privés et publics et de facturiers. Et à travers cette plateforme, un client de la banque il peut payer sur tout simplement toutes ses créances pour divers fournisseurs de services sur la même interface qui est la banque en ligne, donc son espace de compte banque en ligne. Dans le domaine du commerce extérieur, le CMI a été parmi les premiers partenaires à s'intégrer avec le guichet unique PortNet, mais aussi avec des acteurs portuaires et des acteurs publics, notamment la douane, pour assurer aux opérateurs économiques, donc les importateurs, un moyen efficace, simple et rapide pour le paiement de leurs créances, créant ainsi une vraie valeur ajoutée par rapport à tous les acteurs concernés. Donc, à titre d'illustration, le partenariat que nous avons avec PortNet a permis d'intégrer directement le module de paiement au niveau du portail PortNet. Et donc, un opérateur économique affilié à PortNet, en plus de toutes les formalités que PortNet lui permet de faire tout au long du processus d'import, pourra désormais s'acquitter également des droits qu'il doit payer à tous les acteurs et fournisseurs de services qui sont aussi affiliés à PortNet, et tout cela à travers une seule interface. Donc, lorsqu'on parle
des acteurs affiliés à PortNet. On parle de compagnies maritimes, d'organismes portuaires, de bureaux de contrôle, des laboratoires, de la douane, etc. Et tout cela, donc à travers, comme j'ai dit, à travers une seule interface, et moyennant un moyen de paiement choisi par l'usager. Donc, il peut choisir de payer par carte bancaire ou à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, son espace e-banking ou mobile banking. Donc, ce modèle ainsi conçu présente plusieurs avantages tant pour l'usager que pour les créanciers. Donc, d'abord, pour l'usager, bien sûr, il y a une disponibilité une disponibilité des plateformes ou des systèmes de paiement 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, il n'a plus cette limitation par rapport aux heures de travail. Ça se sent surtout lorsqu'on a une urgence. Donc, un paiement peut rapidement débloquer la situation. Puis, on assure également donc, la sécurité de la transaction. Donc, l'utilisateur peut procéder à son paiement en toute sérénité. Du point de vue créancier, il a l'avantage d'avoir une traçabilité complète de la transaction depuis son système d'information, puisqu'on s'intègre directement avec le système d'information du créancier et passant par le système du processing, donc du paiement de la banque, et jusqu'à la réconciliation ou le matching de la transaction du paiement avec l'objet du paiement. Un deuxième avantage concerne la garantie du paiement. Donc, la banque délivre une garantie temps réel du paiement puisqu'elle vérifie la solvabilité du client. Et donc, il n'y a pas de risque d'impayé pour l'entreprise. Et un dernier avantage qui est très important pour les entreprises, c'est qu'ils reçoivent leur encaissement à J+1, avec même pour certaines banques une date valeur à J. Donc, je termine avec quelques chiffres qui montrent l'évolution du traitement donc des volumes traités par nos plateformes. Ces 3 dernières années. Donc, si je prends juste le domaine du commerce extérieur, je prends par exemple les douanes. Donc, les paiements qui s'opèrent au profit de la douane ont passé en premier semestre 2020 de 20 milliards de dirhams à 60 milliards de dirhams en premier semestre 2022. Et par rapport aux entreprises ou les acteurs qui sont affiliés à PortNet et dont les paiements passent par PortNet, on est passé de 6 millions de dirhams en S1 2020 à 34 millions de dirhams en S1 2022. Et on n'en est qu'au début par rapport à l'intégration des acteurs qui sont déjà affiliés à PortNet. On espère que ça va se généraliser. Dans les mois à venir ou l'année prochaine. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je passe le micro. Thank you, Java. Yes, indeed, one of the things that you are disclosing is that in terms of digital payments, it's still a problem, especially for B2B, and it's something that really needs to be worked on. Of course, appreciating the partnership that you have with PortNet and looking at the growth in terms of the figures, it is quite impressive. You're looking at 20 billion to 60 billion. You're doing about 200% plus. So that's quite impressive. Quite a bit to borrow from PortNet in terms of their collaboration with yourselves in this area. Let me now invite Omar to also share his experience. You're in the field of application development. Let's hear what you've done in terms of improving the applications for digital payments. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend par ces micros-là. Voilà, très bien.
Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très fier de l'invitation qui m'a été faite par PortNet en tant qu'opérateur technologique marocain et africain qui travaille dans le secteur du trade finance, parce que c'est l'occasion pour moi de présenter les efforts que nous avons faits depuis plus de 2 ans dans la mise en place et le développement de solutions de trade finance adaptées donc au contexte notamment des guichets uniques. C'est vrai que depuis 2 ans maintenant, nous avons allié des compétences métiers dans le domaine bancaire avec une expertise technique, technologique très pointue dans le domaine de la dématérialisation des processus réglementés pour développer une solution de trade finance que je vais vous présenter très brièvement aujourd'hui à travers un simple schéma. Comme vous le savez tous, et c'est ce qui a été dit depuis le début des travaux de ce sommet, la raison d'être d'un guichet unique est de rassembler autour d'une même plateforme l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus de commerce international. Ce guichet unique sert à collecter de l'information et à distribuer parmi les acteurs concernés afin de simplifier, de fluidifier et d'accélérer les opérations de commerce international. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'opérations liées au financement du commerce qui généralement, d'une manière, on va dire, la plus courante, de manière courante, échappent au guichet unique. C'est les opérations qui sont les flux de gestion de paiement et les flux de gestion de crédit documentaire, qui se passent, comme je l'ai dit, généralement en dehors des guichets uniques, alors que les acteurs concernés sont adhérents à ces guichets uniques. Et donc l'idée est venue pour poursuivre et prolonger la dématérialisation, la digitalisation et la sphère de la dématérialisation au sein du guichet unique, de prolonger ces fonctionnalités par des fonctionnalités liées aux échanges entre les opérateurs économiques et les banques, afin de rajouter ces procédures et ces processus de trade finance au sein des guichets uniques. Notre solution complète le guichet unique, elle ne le remplace pas et ne se substitue pas au guichet unique, mais elle vient le compléter et s'y intégrer totalement pour permettre aux opérateurs économiques et aux banques d'échanger des demandes de lettres de crédit, les demandes de compléments et de traiter ces demandes et de les fournir via le PortNet aux entreprises qui en font la demande. Alors, vous allez me dire quels sont les avantages de ce type de solution, sachant que les banques fournissent pour la plupart des systèmes de e-banking déjà à leurs clients. La première réponse, la plus directe, la plus évidente, c'est que à travers un guichet unique, à travers cette solution, nous proposons un système e-banking multibanque pour les entreprises. Parce que la majorité des entreprises aujourd'hui ne sont pas monobancarisées, elles ont des comptes dans plusieurs banques. Et donc, se baser sur les e-banking de chaque banque revient à se connecter N fois sur le e-banking de chaque banque, alors que ça demande des efforts à la banque pour recruter le client et l'intégrer à son système e-banking, et ça demande à l'entreprise des efforts de conduite de changement et d'adaptation à chaque système. Alors que via le guichet unique, ces entreprises-là, qui sont au nombre de 60 000 à peu près, par exemple pour le cas du Maroc, sont déjà adhérentes à PortNet et peuvent bénéficier de ces services avec un effort minimal pour dialoguer avec plusieurs banques via le même guichet qui est PortNet. Évidemment, en introduisant ce type de dispositif, on digitalise un parcours client qui, dans 85% des cas, est hors système, il est offline lorsqu'il s'agit de trade finance. Même les banques qui mettent en place un système de e-banking ne captent que 10 à 15% de leur flux via ce système de e-banking. Je parle du flux trade. Alors que via le guichet, on va augmenter sensiblement ce taux
et donc améliorer le parcours client en le digitalisant. L'autre argument de taille, c'est par rapport à la sécurité et aux exigences réglementaires. La sécurité sur plusieurs volets. Lorsque un traitement est fait offline, il est sujet soit à des erreurs de manipulation, soit à une possibilité de fraude, soit à des problématiques d'archivage et de versionning, parce que la demande qui est transmise par fax, puis par mail, puis reprise par un échange écrit, finalement, on ne sait plus quelle est la bonne version qui doit être traitée. Alors que via une plateforme digitalisée, centralisée, multibanque, tout cela est sécurisé et archivé et totalement lisible et historisé. Et enfin, le système propose un portail entreprise et un portail banque, mais pas seulement, puisqu'il permet au système opérant bancaire en back-office de se connecter directement et donc de continuer pour les agents bancaires d'utiliser leur système interne et de manière tout à fait transparente pour eux, sachant que ces demandes, ils vont les capter via PortNet et y répondre via PortNet. Voilà, je termine ma présentation en disant que ce système a été validé. Il ne s'agit pas d'hypothèse ou d'idée. C'est un système qui a été validé avec PortNet et construit avec PortNet et aussi avec les banques partenaires de PortNet qui ont adhéré à ce dispositif. Certaines ont déjà signé les conventions avec PortNet pour déployer et généraliser le système. Et tout cela est bénéfique aussi bien pour les opérateurs économiques qui vont digitaliser encore plus leur processus de trade finance et pour les banques qui vont recevoir et traiter de plus en plus de demandes qui viennent par le canal électronique. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai avec mon collègue Delvis présent avec vous encore cette soirée et demain matin pour tout échange autour de ce sujet. Merci beaucoup. Thank you so much, Omal, for that exposition. Indeed, I think I want to echo what Alexia said here yesterday of UNCFACT. There is no likelihood of having one single window. We'll probably have numerous single windows in various fields. The most important thing then is interoperability of these systems. How easy are they able to talk to each other in terms of exchanging information, exchanging data, and making our life more easy. So commending the innovation that you have and the work that you're doing with PortNet, and indeed for me then that complements what we are doing in single windows, and of course the innovations that we are coming up for digital payments and to support trade finance. Our next speaker is Fauzi Abdullahi of AACE, and also works with the single window of Cameroon. Fauzi will probably tell us how we are looking at it at AACE and our contribution to the discussion or the conversation on trade finance, as well as what they are doing in their country, both for digital payments and trade finance. Fauzi. Thank you, David. Chers panélistes, chers participants, la question de trade finance d'un point de vue guichet unique ou d'un point de vue des membres de l'AACE se manifeste souvent plusieurs composantes parce que les institutions financières sont intéressées déjà, sont sollicitées dans une relation B2B. Évidemment, lorsqu'il faut payer un fournisseur ou bien lorsqu'il faut recevoir de l'argent, c'est à travers des comptes bancaires, c'est à travers des institutions financières que ce processus se passe. Et comme l'a dit mon prédécesseur, c'est un processus en général qui échappe aux procédures du guichet unique parce que c'est une relation C2C et qui B2B autant pour moi et qui généralement n'est pas le scope principal des guichets uniques tels que nous les implémentons au sein des membres de l'AACE. Donc cette première approche de relation se manifeste maintenant dans le cadre
des contrôles qui sont faits. Et à cet effet-là, il y a au moins une étape où on a besoin d'échanger l'information avec l'administration des douanes, avec les administrations en charge des contrôles de change, etc., pour les informer qu'une transaction internationale va se passer à partir d'un compte bancaire hébergé dans une banque bien précise. Et ça s'appelle de différentes manières, mais au Cameroun, par exemple, on dira que c'est une domiciliation bancaire ou une domiciliation d'un titre d'importation, d'exportation, ainsi de suite. Donc, à travers donc, ce processus-là déjà, nous avons une intervention des banques dans le cadre d'un règlement d'un fournisseur ou bien d'une transaction commerciale entre un importateur et son client et son fournisseur ou un exportateur et son client. Le deuxième niveau rentre dans le cadre de ce qui est recommandé par l'accord sur la facilitation des échanges, notamment la disposition 7.2 de cet accord-là qui stipule que chaque pays qui a ratifié l'accord et qui est membre de l'OMC devrait s'efforcer à mettre en place un dispositif qui permette aux importateurs et aux exportateurs de pouvoir réaliser les paiements par des canaux digitaux. Les paiements de quoi? Les paiements de redevances, droits et taxes. À ce niveau-là, nous sommes essentiellement dans une relation B2G où un opérateur économique ou son intermédiaire, que sont les commissionnaires agréés en douane ou les transitaires, doivent payer des redevances, droits ou taxes ou même des frais de service d'un des intervenants de la chaîne logistique. Et à ce moment-là, on a très souvent recours aux canaux digitaux qui sont rendus disponibles par des banques. Donc, comment ça se passe souvent? Généralement, le guichet unique met en place un dispositif qui se comporte comme un agrégateur de paiement. Je préfère utiliser le terme qui se comporte comme un agrégateur de paiement parce que généralement, il offre la possibilité aux différentes banques qui existent dans le pays, de pouvoir s'intégrer et s'interfacer soit par des API, soit par des web services sécurisés ou d'autres canaux sécurisés pour offrir donc les canaux digitaux qui sont les leurs. Le troisième niveau, qui lui est cette fois dans le cadre des régimes suspensifs de la douane, les institutions financières interviennent généralement pour les garanties, produire des documents qui permet de garantir qu'une transaction va, par exemple, dans le cas du transit, qu'une marchandise ne va pas être déversée sur le territoire, auquel cas, si ça intervenait, l'administration disposerait donc de cette garantie-là pour pouvoir couvrir les droits et taxes compromis. À ce niveau-là, les institutions financières sont également sollicitées, mais très peu de guichets uniques interviennent pour mettre en place des outils pour capter et mettre en place également ces documents-là. Donc voilà les trois niveaux d'un point de vue des membres de l'AACE où nous avons des interactions avec les banques. Mais quels sont les défis auxquels on fait face? Évidemment, c'est l'environnement. L'environnement, surtout si nous prenons le cas de paiement de redevances, droits et taxes, on met ensemble un certain nombre de canaux digitaux qui sont disponibles, mais le taux de bancarisation étant extrêmement faible en Afrique, on est obligé de trouver des solutions palliatives comme les paiements mobiles, qui ne sont pas des systèmes de paiement à proprement parler. Donc, il y a une chaîne d'intermédiation qui fait en sorte que le risque financier est parfois tellement grand que les administrations sont réticentes à intégrer ces canaux de paiement-là sans avoir un cadre juridique suffisamment fort. Le cadre juridique, parlons-en, beaucoup d'administrations des douanes ou des intervenants de la chaîne logistique continuent à se faire payer les redevances au niveau des guichets, par des canaux totalement manuels, et ça, se cachant derrière un cadre réglementaire qui n'aurait pas prévu des paiements électroniques. Donc là, c'est un autre défi auquel les administrations font face. Et le troisième défi, c'est que les banques, finalement, dans la chaîne des procédures du commerce extérieur, on a souvent tendance à oublier que ce sont des intervenants. Ce sont des intermédiaires, des importateurs qui viennent régler toutes les questions financières relatives à la transaction. Je l'ai dit, le paiement du fournisseur, le paiement des redevances, droits et taxes et tout ce qui est cautionnement et garantie d'une opération du commerce extérieur. Donc, en
nous n'allons pas dire qu'il y a une initiative particulière au niveau de l'AACE pour régler ces questions de trade finance, mais nous savons que chacun de nos membres, selon son périmètre de compétences, est amené à adresser ces problématiques-là. Voilà, monsieur le modérateur, le modeste partage que l'AACE a voulu partager avec les participants. Merci. Thank you, Foz. Indeed, just echoing what an earlier presenter did mention about the regulatory framework, a bit of work needs to be done in that area. And indeed, even under AACE, probably is a high time for us to expand this discussion on trade finance, because indeed, there's not much trade that can happen until and at such time that we're able to do a bit more in terms of availing finance to the trading community. So thank you so much for that presentation, Fauzi, and I believe that we'll take it up and we'll push it further even under AACE in terms of a topic that we want to pursue. Let me invite Emeka Onyea, who works with the Afri-Exim Bank, to tell us more about the innovations they have at the bank and how much trade finance is available for potential exporters and importers. So these are practitioners, so welcome, Emeka. No, thank you. Thank you very much. First of all, thank you for the opportunity for the African Export-Import Bank to be represented and to speak to you today. On behalf of our president, we thank you and we're honored to be here. I didn't know that single window conference can be made so exciting over 2 days. But I've learned so much, so many takeaways that we as a bank can also go back and look at. Just a bit about the bank itself. So the African Export-Import Bank is a multilateral bank based in Cairo, Egypt. We are the trade finance bank for Africa, and our mandate is to facilitate intra and extra African trade. So all we try to do is to make sure that trade between our countries in Africa get to a level that is on par with trade intra-regional, say Europe and Asia, for example. So we do this by offering trade finance solutions, trade finance, project finance, guarantees, and I must thank my colleague Adele from the UN for providing that great introduction to trade finance, so that sort of makes it easier for them to understand. So we provide a suite of trade finance solutions that help move trade in Africa. But we also do a lot of advisory services. So we advise companies and corporates on how to enter new markets, enter Africa, take advantage of single windows and things like that. But what we found is exactly what Adele presented, barriers to trade. These are also barriers to trade finance, actually, because what we found in advisory services is a long list of issues that sort of prevent trade from moving within Africa. So I'll give you an example. So a lot of the questions that we get obviously is trade finance, or how do we get access to finance? But also, we also get questions like, how do I know what demand are available in Africa for my products? So I make light bulbs in Cairo. I know I can export that somewhere in China or Europe, but how do I know which countries in Africa actually have that demand? So these are things that we get actually that make us realize that trade information is actually a huge problem. So as a bank, we have what we call our intra-African trade fair that started in Cairo, Egypt, 2018. The last one was in South Africa, Durban last year. And there's one next year in Abidjan, Cote d'Ivoire. So I'll encourage all of you to participate, because in that trade fair, we get together all the exporters and importers and those that are involved in trade in Africa, and also those extra Africa, to connect and to at least understand what is available, right? In the trade fair in Cairo, for example, one of the things that we realized was that Egypt makes fantastic furnitures. Actually,
The story is that the Italians actually import that from Egypt, finish it, and sell it back to you. So there are things of that nature that actually you do realize. So we have Nigerians on the trade fair buying furniture from Egypt directly, which they didn't know until the trade fair. So information is critical, and obviously as a trade finance bank, we're able to facilitate those transactions. Now, but then at the trade fair, we get questions such as, okay, so I have found a potential partner in Accra, and I'm based in Morocco, but how do I know I can actually trust this person, right? It's the issue of trust, and we know that those issues are issues that have caused the risking of Africa by international banks. Actually, in the financial crisis of 2008, a lot of correspondent banks left the continent, which meant that certain countries could not actually have payments leave their countries to go to other countries in Africa. So as you know how payments work, right? If you're going to send money from, I live in Egypt, I send money from Egypt to Nigeria through my bank. The money first leaves Egypt, my bank, goes somewhere in New York, comes back down to New York and back down to Nigeria. So if you lose that correspondent bank relationship, you struggle to actually make payments. So, but beyond that, the issue of actual trust between ourselves around trade as well was an issue. So it's an intervention to help push trade finance. We set up what we call a MANSA system, which is an African Customer Due Diligence Information Platform. Now, what that is, that was launched in 2018. What that gives us is the first African-only due diligence platform that contains information required to conduct KYC or due diligence on counterparties in Africa. To date, we have companies and SMEs, FIs, corporates across the continent on that platform, about 9,000 profiles. And that has made it easier for international banks to actually conduct due diligence on Africa. So pushing back financing back to the continent and making it a lot less risky to do that. So beyond the trust issue, so when the MANSA helps and you're able to get comfortable with your partner to conduct business, right? The next question is, well, we want to make payment. And I know we've discussed a lot of trade finance in particular, but even the basic of payments. So I remember, if you remember in Nigeria, probably a few years ago, a lot of our countries have difficulty accessing foreign currency. But the truth is, for you to make payments and trade in Africa, you need foreign currency. You need to change your currency to dollars or euros. You need to go across border, change it back to local currency, make your trade and come back. And that is a huge problem for trade. So I think working with the AFCFTA and the African Union, we've come up with a game changer, which we worked also with the central banks, the Pan-African Payment Settlement System. Now, this was launched last year or earlier this year in Accra. This Pan-African Payment Settlement System is a financial market infrastructure that connects all central banks and regions together and makes it possible to make payments in your local currency. So actually trade in your country happens in your currency. So therefore you make payments in your currency and your counterparty receives their own currency. So trade between Nigeria and Kenya, I pay Nigerian naira, somebody in Kenya receives Kenyan shillings instantly. That eliminates the cost of transactions, it eliminates the time it takes, and if the AFCFTA is to be successful, I mean, it is one market, right? A market is a place where you buy goods and services. And to do that, you need to make payment. And we need a Pan-African payment system to ensure that can happen. And that is one thing that we're doing as well to ensure that trade and flows. But then to kind of make that a bit more concise, we have what we call a trade intelligence solution that we seek to build an ecosystem working with members that are here today, AACE and other colleagues, to create an ecosystem where actually, why don't we have a place, for example, where financiers like Afrexim Bank, like commercial banks in Africa can actually go and source real needs for trade finance. So bringing together
a system where, an ecosystem where with partners, yourself, we put together a demand and supply side for trade finance. So the demand side are saying the transactions that are happening in traffic and trade or otherwise that require financing. And these are the partners and financiers that can actually fill that need. So we need to be more proactive in how we bring in the demand and supply side of trade finance. And that's what we try to do. And the same platform, we can provide things around demand requirements in Africa. We can provide things around companies involved in trade. We can provide the value chain of those products and services in trade. So, and we can provide through single windows the regulations required to actually complete that trade. So I think, Afrexim Bank, we are pushing some of these things. But more importantly, we understand now that even if you do consumer trade, one last barrier is how do I move those goods and services across the continent? I know in some cases it's actually faster to import from China than it is to import from your neighbor in Africa just because the trade routes are not as clear and the trade cost is expensive. So Afrexim Bank is trialing a pilot in the Comesa region for the transit guarantee bond, continental transit bond, that will make it easier to obtain one transit bond, and that transit bond allows you to move your goods across the continent to then reduce the time you spend in each border waiting for clearance. And that should hopefully reduce the time it takes to move goods across border. So these are some of the things that Afrexim Bank are looking to do to facilitate trade, in addition to the trade finance that's easily available through Afrexim Bank. And we look forward to working with each and every one of our partners and yourselves to ensure that we build that ecosystem to really promote intra-African trade and extra-African trade in our continent. Thank you. Thank you, Emeka. Very exciting things that Afrexim Bank is doing, providing information on trade opportunities, dealing with the issue of trust in terms of, intervening in that area, conducting what we call availing the possibility of you paying for import goods with your local currency through the Pan-African payment system. And of course, then there's the issue of trade intelligence, creating an ecosystem whereby, the banks can avail finances, or an ecosystem whereby, the banks are looking for who needs the finances so that they can provide those finances, and of course, facilitating the movement of goods within the African continent. Very good areas of further engagement. So those of us who are keen in terms of knowing what more or how to access these services, I would invite you to talk to Emeka. I know we are short of time, but I'm allowed to allow 2 questions. So just in case we have 2 participants who would want to ask a question. Si vous permettez, avant que vous posiez des questions, j'ai été vraiment interpellée par la dernière présentation et on partage parfaitement les soucis des clients par rapport à la maîtrise déjà avant qu'il y ait financement ou une transaction effective. Il y a quand même un vrai travail et un vrai besoin derrière de prospection au niveau des marchés africains, avec une connaissance plus ou moins fiable selon les pays de présence de chaque banque. Alors sur quoi je voulais insister, c'est que Attijari Wafa Bank, étant un groupe qui est présent dans 15 pays en Afrique, a la capacité et la possibilité de dispenser cette information en termes de maîtrise de réglementation du pays, des besoins du pays en termes d'importation. Ce sont des informations très très importantes et fiables, mais tout ça se fait via des plateformes digitales qui ont été mises en place, que ce soit le Club Afrique Développement, Attijari Business Nick, Attijari Trade, pour permettre aux clients déjà de boucler cette partie de risque qui constitue une phase primordiale avant de chercher le financement, avant d'être confronté à la problématique de liquidité que vivent les pays africains. Et je salue franchement l'initiative de la banque d'avoir cette communauté avec une monnaie unique, ou bien la possibilité de compenser les monnaies intra-Afrique, à laquelle nous serions vraiment heureux d'y adhérer aussi. Thank you so much for that additional input in terms of,
what is available with the Wafa Bank. So thank you for that information. So indeed, there's a lot of collaboration that we can have even between the banks themselves to avail this opportunity to traders. So 2 questions, Noge. Thank you so much, Chairman David. So thank you also to the speakers. I have a quick question since we don't have time. It's for our friend from African Bank. And we were happy to know how the African Bank helped for trade finance. So my question is the system can track illicit financial flow? Thank you. Thank you. One more question. If there's no more question, Emeka, illicit financial flow. No, thank you so much. Thank you for that question. For the illicit financial flows question, so we are working with our partners providing that Pan-African payment settlement system, and as part of that solution, obviously things around anti-money laundering and financial flows are very important. And so what we have put together with central banks is a central system that ensures that those checks are sort of tracked in real time before payments happen. But beyond that, I mentioned that the Mansa tool that we put forward to create trust. Now, before anybody can participate in anything that we put forward ecosystem, you must be a member of that Mansa system and give it a Mansa ID. The ID identifies you throughout the ecosystem. And what it does do is ensure that those parties in the ecosystem can actually trust you and know that you are who you say you are initially. But also, because it's KYC and CDD, that brings trust into the ecosystem as well. So to answer your question, yes, we do track that through the Pan-African payment settlement system, but the Mansa KYC CDD solution also ensures to promote trust in the ecosystem. And working with the AFCFTA, we're looking to actually look at how we institutionalize that trust, because that will be critical in a free market. Thank you. Thank you so much, Emeka. We have come to the end of this panel discussion, but just in case anyone has got a burning issue, any of the panelists, anything that you feel you want to say before we close? No, none. Okay, thank you so much to all the panelists. Thanks for being available, for your patience up to this time. I'm glad that you're able to give very worthy contributions during the discussions. So thank you so much and good evening. So we'll move straight to the next panel. That is panel number 6 on innovation and disruptive technologies. And I want to invite the moderator. So given the time, the session has been postponed until tomorrow morning. So we close for the day. We convene tomorrow morning at 9 o'clock.
So enjoy your evening. I know there's an activity later in the evening, so enjoy yourselves. Yeah, it's done.